Cyclones. These phenomena are the most powerful natural disasters on Earth. A cyclone is an immense cloudy mass which rotates in on itself and causes incredibly powerful surges of wind. Imaginez-vous dans votre maison où même les murs porteurs vibrent. C'est-à-dire, vous avez l'impression d'être dans un tremblement de terre. Vous êtes dans une machine à laver. Cyclones are only formed over warm oceans. They draw an enormous amount of energy from this warm water, which they then release in the form of wind or torrential rain. These gusts can reach up to 400 kilometers an hour. Le cyclone Gamède en 2007, il est tombé de l'ordre de 4900 mm d'eau en 4 jours. Alors on va le traduire autrement. Ça équivaut à peu près à 7 années de pluie à Paris en 4 jours. Faced with such power, scientists have come together to try to limit the impact of this force of nature. But how do cyclones really work? And can we predict them? How much damage can they really cause? To discover more, we head to the island of Saint Martin in the French West Indies. This is where Hurricane Irma caused the most destruction at the end of August 2017. L'énergie dégagée par le cyclone Irma, ça correspond à la moitié d'une forte saison cyclonique où on a en général de l'ordre de 6 cyclones. Donc on voit qu'on a eu affaire à un monstre. Hurricane Katrina, which devastated the south of the United States in the summer of 2005, will reveal that the damages caused by a hurricane are not solely dependent on wind or rain. La mer donc s'est comportée comme un tsunami, est rentrée à l'intérieur des terres, et comme on a une terre extrêmement plate, enfin le relief est extrêmement plat, l'eau de mer a pénétré jusqu'à 100-150 km à l'intérieur des terres. Finally, we will attempt to find out if global warming could increase the chances of cyclones reaching our continent in the near future. While this may seem impossible, the exceptional appearance of Hurricane Ophelia on the European coastline in October 2017 suggests otherwise. Ophelia, c'est effectivement un événement remarquable puisqu'il a gardé son caractère cyclone tropical pratiquement jusqu'à l'Irlande. So, have scientists uncovered the truth behind cyclones? How will they look in the future? Where will they strike? And could they do even more damage? Take a look at these extraordinary accumulations of energy in the sky. These masses can measure almost twice the size of France, and their power is unparalleled. These masses are in fact cyclones. Un cyclone, à lui-même, produit pratiquement autant d'énergie que l'ensemble des sources d'énergie existant sur Terre au même instant. But first of all, what is a cyclone? Surprisingly, the definition is much broader than one would generally think. Donc un cyclone, c'est une dépression, donc c'est une région de basse pression autour de laquelle on a des vents forts. Depression is a term often mentioned on weather forecasts. It is a zone in which the atmospheric pressure is weaker than in other areas. Why? In fact, it all begins with the sun. Since the Earth is round, solar rays cannot reach the Earth in all places at the same angle. As such, the amount of energy reaching the tropics is different to the amount reaching the poles. In the polar regions, the rays are slanted, so they emit less energy. Au niveau de l'équateur, les faisceaux lumineux arrivent perpendiculairement à la surface. Ils sont donc bien concentrés. Alors qu'au niveau des pôles, ils arrivent en biais et la lumière se répartit sur une plus grosse surface. Et comme elle se répartit sur une plus grosse surface, finalement, il fait plus froid au pôle qu'à l'équateur. On our planet, the energy emitted by solar rays is measured by temperature. Naturally, there are areas where the air is warmer or colder. Air reacts differently depending on the change in temperature.
Physicists are very familiar with this concept, commonly known as atmospheric convection. La convection atmosphérique, c'est le fait que les masses d'air se mettent en mouvement à l'intérieur de l'atmosphère. Et elles se mettent en mouvement essentiellement à cause des différences de chaleur ou des différences de pression, ce qui est souvent lié. The air surrounding us is a gas. The heat transmitted to it by solar rays is energy. This energy recharges the air molecules, which then begin to move around. Once they start moving around, they take up more space and spread apart from each other. The area thus becomes less dense. L'air chaud est plus léger que l'air froid, et donc le poids de l'atmosphère sur la surface est moins important, et donc on a une dépression qui va se produire. The lighter air rises, creating less pressure on the surface, and that's not all. As the air rises, it leaves space behind in this low pressure zone. This creates a draft, also known as suction. Une zone de basse pression, c'est du vide. Donc l'air veut combler le vide et va des hautes pressions aux basses pressions. Et ça, c'est le phénomène de vent. So a depression is a low pressure zone that generates airflow in the form of wind. This is a common phenomenon. In fact, this is the main cause of bad weather in this country. However, bad weather does not always lead to cyclones. Non, cyclone, c'est une notion très générale. Donc il y a plein de phénomènes dans l'atmosphère qui sont des cyclones. Mais généralement, quand on parle de cyclones, on parle en fait de cyclones tropicaux. Known for their powers of violence and destruction, these forces of nature make the headlines several times each year. But these are not the only factors distinguishing cyclones from other depressions. With a particular focus on their formation, specialists have established precise characteristics to define tropical cyclones. To find out more, we take a look at the summer of 2017. This was a particularly unusual summer due to the number of hurricanes that struck the United States. On a eu au cours de l'été 2017 une conjonction de phénomènes favorables qui ont malheureusement amené un espèce de rail de cyclone directement axé sur les Antilles pendant 15 jours, 3 semaines environ. Of all these cyclones, Hurricane Irma was the most violent. It destroyed a large part of the Caribbean, ending up on the American coastline at the beginning of September 2017. Pour avoir vu peut-être quelques reportages sur l'impact qu'une bombe peut provoquer, c'est vraiment le sentiment qu'on a eu, on a l'impression qu'il y avait eu un bombardement sur l'île de Saint-Martin. Irma was a hurricane, not a cyclone. Is there a difference? On parle de typhon, de cyclone ou d'ouragan. C'est la même chose. Simplement, on leur donne 3 noms différents, c'est tout. The only difference is the location in which the phenomenon takes place. The term cyclone or tropical cyclone is reserved for the Indian Ocean and the South Pacific. Hurricanes appear in the North Atlantic and Northeast Pacific. And finally, the term typhoon is used in the Northwest Pacific. Regardless of their location, these phenomena are all formed in what specialists call tropical zones. Les bandes tropicales, c'est des régions qui se trouvent entre 10 degrés et 30 degrés de latitude au nord et au sud de l'équateur. All tropical cyclones are born in this region due to the higher temperatures reigning in this part of the world. But this is not the only reason. Air is not the only element able to create a depression. Seawater can also fill this role if it is warm enough. Pour qu'un cyclone puisse se développer, il faut que l'eau soit supérieure à 26 degrés et demi dans les 50 premiers mètres de l'océan. What happens when water becomes heated? The liquid water turns into a gas in the form of water vapor. This is the principle of evaporation. As water vapor is less dense, it tends to rise. Les molécules bougent beaucoup plus et quand elles bougent beaucoup plus, elles prennent plus de place et plus de place, ça fait quelque chose qui est plus léger finalement. In the planet's tropical zones, heat transmits its energy into both air and water molecules. Consequently, the warm and humid air rises even faster, and the pressure in these zones is much lower. Because of this, the suction is significantly stronger, and the rising winds become increasingly violent. This explains the incredible power of cyclones.
At the end of the summer of 2017, Alexandre Godefroy was on holiday with his friends on the island of Saint Martin. It is only a few days before disaster strikes that he first hears about Hurricane Irma. Donc nous, 4-5 jours avant, on sait qu'il y a un ouragan qui arrive. On ne se rend pas compte que ça va être un monstre comme Irma tel qu'il a annoncé. Donc la vie suit son cours. Il fait beau, 3-4 jours avant, on continue à sortir, on va à la plage. Alexandre cannot imagine what is to come. Irma takes a drastic turn for the worst and turns into a machine of destruction. L'énergie dégagée par le cyclone Irma, en une dizaine de jours, ça correspond à la moitié d'une forte saison cyclonique où on a en général de l'ordre de 6 cyclones. Donc on voit qu'on a eu affaire à un monstre. Cyclones are characterized using the Saffir-Simpson scale. To be considered a cyclone, the winds of the phenomenon must exceed 118 kilometers per hour. It is then classed from categories 1 to 5, where wind speeds can reach more than 250 kilometers per hour. On sait d'avance qu'on va avoir des destructions de bâtiments. Il va quasiment y avoir pas de survivants si les gens sont à l'extérieur. Hurricane Irma was a Category 5 hurricane, the most powerful hurricane recorded in the North Atlantic since Hurricane Allen in 1980. In early September 2017, over a period of 6 days, Irma kills 134 people and causes billions of dollars worth of damage in her trajectory, from the West Indies to the United States. However, Irma was actually formed on the 29th of August 2017, 6,000 kilometers away. Irma est née un peu à l'ouest des îles du Cap-Vert et a profité de sa traversée pour s'intensifier. Et en rencontrant des conditions très favorables, c'est-à-dire un océan qui était assez chaud, plus chaud que la normale, beaucoup d'humidité dans l'atmosphère, donc a pu s'intensifier assez rapidement. At the end of the summer, the temperature of the Atlantic Ocean is much higher than normal, 2 to 3 degrees above average. As a result, water vapor rises very quickly, powered by the energy transmitted to it from the surrounding heat. Once it reaches a certain altitude, another physical process is set in motion: condensation. La condensation, c'est le phénomène de transformation de la vapeur d'eau en gouttelettes d'eau. Et ça arrive dans les couches supérieures de l'atmosphère où l'air est plus froid. Et donc quand l'air humide se transforme en gouttelettes d'eau, ça fait des nuages et plus tard des précipitations. Large amounts of rain start to fall from the sky around this low pressure area, but that's not all. As we have seen, seawater turns into water vapor when its molecules are charged with heat energy and are thus beginning to move around. When water vapor condenses to become a liquid again, the process is reversed. Quand on transforme de l'eau vapeur avec beaucoup d'énergie en eau liquide avec moins d'énergie, eh bien cette énergie doit partir quelque part, elle part en chaleur, c'est-à-dire qu'elle va réchauffer l'air qui est autour. To sum up, a low pressure zone above a warm ocean attracts air in the form of wind. This wind is charged with humidity and rapidly increases in altitude. When it reaches the upper layers of the atmosphere, the humid air becomes a liquid again by releasing heat, which warms up the surrounding air. A tropical cyclone is deemed a perfect climatic phenomenon because this warm air reinforces the low pressure zone, attracting even more air, which will eventually also be charged with humidity, thus restarting the cycle. C'est extrêmement efficace puisque une fois qu'on a ce système-là, on parle d'un système auto-entretenu, c'est-à-dire que plus il s'intensifie, plus il donne des éléments pour s'intensifier à nouveau. Donc on peut créer comme ça un emballement. During the summer of 2017, Lisa Durand was working for one of the largest hotels in Saint Martin. Her responsibilities involved staying informed of the weather forecasts provided by Météo France. Le premier tracé a vu juste en fait, et il montrait bien que Saint-Martin allait être touché de plein fouet en catégorie 5. Et Saint-Barthélemy aussi, et que ça allait être juste énorme. Donc les gens ont commencé à prendre peur. Fear rises among the people of Saint Martin after the weather services predict that Hurricane Irma will pass over their island. Everyone remembers what happened 22 years before. Hurricane Lewis, a Category 4 storm,
whose winds reached 270 kilometers an hour, almost destroyed the 100 square kilometer island. At the end of August 2017, Hurricane Irma is still being formed. On the 27th, the phenomenon is classified as a tropical depression, where winds do not exceed 63 kilometers per hour. But the cyclonic machine is nearly ready. All that's left is for the hurricane to start rotating in on itself. According to satellite images, a cyclone is essentially a gigantic vortex of wind and rain. Why? This is due to another physical phenomenon discovered by researchers nearly 200 years ago, known as the Coriolis effect. La force de Coriolis, c'est une force qui est liée à la rotation de la Terre sur elle-même. Donc c'est une force qui va avoir un rôle important dans le climat puisqu'elle va dévier les masses d'air ou les masses d'eau. The Earth turns eastward on an axis that passes through the poles. A complete rotation always takes 24 hours, regardless of where you are on the planet. However, the distance in relation to the axis is not always the same. Un tour au niveau de l'équateur, c'est 40 000 km. Bien, à Paris, plus au nord, la distance est plus petite et c'est uniquement 26 000 km. 26,000 kilometers in 24 hours equates to a speed of 1,100 kilometers per hour. This figure reaches 1,700 kilometers per hour at the equator. Imagine a mass of air close to Paris, propelled eastward at a speed of 1,100 kilometers an hour. If this mass moves south towards the equator, it will reach a zone which rotates at 1,700 kilometers an hour, a difference of 600 kilometers an hour. Because the mass is moving at a slower pace, it seems like it is moving to the west. Dans notre hémisphère, des masses d'air qui partent du sud, elles vont être déviées vers l'est, alors que des masses d'air qui viennent du nord, elles vont être déviées vers l'ouest. This principle is also applied to weather phenomena. The Coriolis effect gives cyclones their rotation. On the 30th of August 2017, a standard depression in the Atlantic changes from a tropical storm, the stage just before a hurricane, to a Category 1 hurricane in only a few hours. As it gradually moves westward, it gains power and intensity. Le système, en traversant l'Atlantique, il va au fur et à mesure pomper de plus en plus d'énergie de la mer, de l'eau qui est très très chaude, à plus de 26 degrés, et il va alimenter, il va devenir de plus en plus violent. Over the following days, Irma continues to intensify until it becomes a monster of destruction. Son intensité maximum, c'est la veille de son arrivée sur Saint-Barthélemy et Saint-Barth, dans une situation très large, très développée. Et donc c'est là où on a eu le phénomène le plus intense. On the 5th of September, Irma is classified as a Category 5 storm, with winds raging at 279 kilometers an hour. Irma's speed is equal to that of a high-speed train. Worst of all, its dimensions are unprecedented. It has a diameter of more than 500 kilometers over a surface of 335,000 kilometers squared. That's almost the entirety of metropolitan France. On the island of Saint Martin, the maximum alert is sounded. In the West Indies, this is known as a violet alert. La diurette, elle vous dit restez cloîtrés chez vous, ne bougez pas, sans contre-indication, votre vie est en jeu. At 2 a.m. on the 6th of September, the first areas affected by the storm are the islands of Antigua and Barbuda. Irma keeps gaining intensity, boosted by the exceedingly warm waters of the Atlantic Ocean. Sur l'Atlantique Nord, en moyenne, on avait des 28-29 degrés, ce qui est 2 à 3 degrés au-dessus de ce qu'on a habituellement en température d'eau de mer. Et là, quand vous êtes à 2 à 3 degrés au-dessus des normales, vous mettez à disposition du cyclone des quantités d'énergie phénoménales. The storm then hits the islands of Saint Barthélemy and Saint Martin. Night falls and the weather gets progressively worse. The wind and rain gradually get stronger. The first damages begin to appear. Finalement, ce que vous observez dehors, c'est des voitures qui changent de place. C'est toutes les enseignes du casino qui étaient à côté de notre hôtel qui commencent à tomber, des toitures qui commencent à soulever, alors qu'on n'est pas encore dans la partie puissante du cyclone. 4 hours later, all hell breaks loose. The most destructive part of the cyclone reaches the island. Specialists call this the eye wall. C'est un mur de nuages qui entoure la région centrale du cyclone qu'on appelle l'œil. Et il est caractérisé par de fortes précipitations
et des vents très très forts. C'est là où il y a les vents les plus forts dans le cyclone. The center of the cyclone is a very low pressure zone. The warm air is charged with humidity, so it rises and weighs almost nothing. Once the air is propelled higher, it cools down and forms clouds that rotate around the center of the cyclone. This is where the wind speed breaks records. On sait qu'on a mesuré du 295 km/h, ça c'était observé, mesuré, mais on estime qu'on a eu des rafales de l'ordre de 350 km/h, au vu des dégâts qu'on a pu constater sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. The worst part is that the winds inside a cyclone are irregular in terms of their speed and direction. Why? Scientists have several theories. Si vous regardez l'écoulement d'une rivière sous un pont, vous allez constater que ce n'est pas un écoulement régulier, mais qu'il y a des petits tourbillons qui se développent. Bon. L'air, c'est pareil, l'air est toujours un peu turbulent. Quand vous voyez le vent qui soulève des feuilles, il y a des petits tourbillons qui se produisent. The increase in warm and humid air in the eye wall are not consistent with each other, and these discrepancies can create very dangerous gusts of wind. On a des endroits où ça monte plus vite et plus qu'à d'autres endroits. Donc on dit qu'on a des tours de convection. Et en fait, ces tours, elles sont associées à des mini-cyclones. Donc on a des mouvements d'air autour de ces tours de convection. Mini-cyclones or worse. The whirling movements can become concentrated in the center of the eye wall to form tornadoes. Tornadoes are the most violent phenomena ever recorded on Earth. Although St. Martin is spared from any tornadoes this time, the hellish ordeal only gets worse. Imaginez-vous dans votre maison où même les murs porteurs vibrent. C'est-à-dire vous avez l'impression d'être dans un tremblement de terre. Vous êtes dans une machine à laver. Along with the mini-cyclones moving on the eye wall of the main phenomenon, the constructions on land also start to pose problems. Roads positioned in between buildings become bottlenecks for the wind. Quand on prend un tuyau qui contient de l'eau et qu'on le pince, eh bien on fait un jet plus étroit mais avec une vitesse beaucoup plus grande. Pour l'air, c'est exactement la même chose. Ça se comporte comme un fluide incompressible. Donc quand on le force à s'écouler dans un espace restreint, eh bien il accélère. These accelerations are the main causes of damage. The new gusts of wind have an even greater power of destruction than the steady winds, moving at a rate of nearly 300 kilometers an hour. Plus les rafales sont fortes, plus ça va donner des coups de butoir qui vont casser des tas d'objets, qui vont coucher des objets. Alors quand je parle d'objets, je parle d'arbres, je parle de maisons, je parle de voitures, je parle de camions, tout ce genre de choses. With such exponential wind power, the damages are even more shocking. The wind's capacity for destruction increases at an even faster rate than its speed. Quand vous doublez la vitesse du vent, vous augmentez par 4, vous multipliez par 4 les dégâts, en général à peu près. Although the hurricane's internal winds reach record speeds, Irma actually moves very slowly. This is very bad news. L'ouragan Irma se déplaçait plutôt lentement. Elle se déplaçait à 26 km/h, ce qui correspond à peu près à 7 mètres par seconde. Et un cyclone, plus il avance lentement, et plus il est dangereux. Indeed, the slower the phenomenon moves, the more time it has to wreak havoc. And even though the winds can be very destructive, they are not the main cause of the damages. Le plus marquant, ce sont les précipitations, puisqu'il y a d'énormes quantités de pluie qui peuvent tomber. Et un cyclone peut produire l'équivalent d'une année ou plusieurs années de pluie à tel endroit. All the humidity drawn to the top of the cyclone falls back down in record-breaking quantities of rain. The most impressive figures are regularly recorded on the island of La Réunion when it is struck by such a phenomenon. Le cyclone Gamède en 2007, il est tombé de l'ordre de 4900 mm d'eau en 4 jours. Alors on va le traduire autrement. Ça équivaut à peu près à 7 années de pluie à Paris en 4 jours. The extraordinary quantities of rain recorded on the French island in the Indian Ocean are not only due to the power of cyclones, but also to the morphology of the land. La Réunion is shaped like a giant cone, so its form accentuates the amount of precipitation it receives. L'île est montagneuse, très très montagneuse, et donc les masses d'air sont obligées de monter en plus d'être déjà chargées d'humidité. Donc cette ascendance verticale crée de la condensation et donc des précipitations très très fortes qui sont encore plus fortes que les régions avoisinantes sur la mer, quoi.
At 500 millimeters, the precipitation recorded on the island of St. Martin during Hurricane Irma is much lower than the amounts usually measured on La Réunion. However, 500 millimeters is equal to 500 liters of water per square meter. That is the same as 3 full bathtubs per meter, falling in only a few hours. Such quantities of water can cause considerable damage. Propelled by the wind, the rain can get in everywhere. After taking refuge in a bathroom on the second floor of the hotel, Lisa Duran remembers that day well. On se rend compte à un moment donné qu'il y a de l'eau sur le sol de la salle de bain. On avait mis un matelas, le matelas flottait. Il y avait plus de 15 cm d'eau. On avait les pieds dans l'eau. The gusts of wind and rain produce a deafening roar, but noise is not the only thing preventing the victims from hearing correctly. The difference in pressure also has a significant role to play. Vous avez vos oreilles qui se bougent, vous entendez mal du coup. Ça vous fait mal comme si vous aviez une otite. It's the same effect as being on a plane. On the island of St. Martin, hours go by and the damages accumulate. Finally, near 6 o'clock, there is a sudden lull. Imaginez-vous, donc voilà, ces bruits assourdissants, les murs qui tremblent, et en l'espace de 30 secondes, le calme part. Dazed and in shock, Alexandre does not immediately realize that he is now in the center of the phenomenon, the eye of the hurricane. Alors l'œil du cyclone, c'est la région qui se trouve donc au centre du cyclone. C'est une région dans laquelle il n'y a pas de précipitation et dans laquelle il n'y a pas de vent. Donc parfois même on voit des images de l'œil du cyclone, donc il peut faire beau. It is hard to believe that the eye is surrounded by the most violent winds, yet the area inside it, which can stretch over dozens of kilometers, is relatively calm. How is this possible? Why do the winds not enter the eye? To understand, we take another look at how cyclones function. On the one hand, the low pressure area in the center of the cyclone attracts the winds. On the other, due to the Earth's rotation, the Coriolis effect forces these winds to turn in on themselves. Any rotating object is drawn to the exterior of the cyclone due to a phenomenon known as centrifugal force. Quand on est sur une route qui va tout droit et que la voiture tourne vers la gauche, en fait, notre corps voudrait continuer tout droit. Et il ne peut pas. Donc, il ressent une pseudo-force qui l'entraîne à l'extérieur du virage. Et cette pseudo-force, c'est la force centrifuge. In the center of the cyclone, the force of attraction created by low pressure drawing winds to the center and the centrifugal force pushing the winds to the outside balance each other out. As a result, the eye of the hurricane is protected. The inside is dominated by a sense of calm. On commence à sortir et là on voit que c'est pas que l'hôtel qui est détruit, c'est tout le quartier, c'est toute l'île. Despite this devastating realization, there is no time to despair. The eye's crossing does not last long, barely 45 minutes. The only option is to return to shelter. Although the majority of the buildings have already suffered grave damages, more destruction is on the horizon. The winds are still just as strong, and on top of that, they have changed direction. Juste après le passage de l'œil, en fait, on a une inversion du sens du vent, c'est-à-dire qu'on a une déviation de ce sens à 180 degrés. Donc si, par exemple, le vent venait de la droite, juste après que l'œil soit passé, il vient de la gauche. The winds in the eye wall of the cyclone rotate around the center of the eye. Therefore, if they initially turn from right to left after passing over the axis, they will then turn from left to right. The powerful gusts of wind will now strike the other side of the building still standing. Donc les structures étant fragilisées déjà par un vent et les forçant dans un certain sens, souvent sont détruites lorsque le vent change de direction, puisque là on va avoir un effet qui va être tout à fait différent. On the island of St. Martin, Alexandre experiences this phenomenon first-hand from his hotel room on the top floor. À une ou deux reprises, on a vu le toit se soulever de quelques centimètres. Donc, et là, on se dit, si la charpente s'en va, on est fini, quoi. After 3 more hours of devastating winds and destruction, Hurricane Irma finally moved away from the island of St. Martin. Alexandre, Lisa and their friends all made it out alive. They were extremely lucky, as the damages on the island were truly catastrophic. With winds blowing at an average of 300 kilometers an hour over several hours, between 65 and 95% of the French part of the island is said to have been destroyed. 15 people lost their lives on St. Martin and St. Barthélemy.
Unfortunately, Irma's journey is still far from finished. The hurricane continues its journey northwest, passing Puerto Rico and the Dominican Republic. It is still at maximum intensity. Il est monté de catégorie 5, c'est le maximum, pendant plus de 78 heures, c'est un record. Irma is so powerful that the American authorities take extreme measures when the hurricane heads towards Florida. 6 million people are evacuated. That's 3 times the population of inner Paris. Fortunately, on the 10th of September, just off the coast of Florida, Irma is downgraded to a Category 4 storm, with its winds still reaching 215 kilometers an hour. The hurricane quickly begins to lose power and finishes its journey 2 days later in the state of Alabama. In the end, Irma is said to have caused the deaths of 90 people in the United States. The storm was also responsible for severe water and electricity cuts. It was terrible, but it could have been a lot worse if the authorities hadn't taken such radical measures. It should be said that the population is more accustomed to hurricanes in this region. Some of them are truly devastating, like Hurricane Katrina, which struck Louisiana at the end of August 2005. Hurricane Katrina is still a nightmare for many Americans because it caused the deaths of more than 1,800 people and left millions homeless, particularly in New Orleans. Why was Hurricane Katrina more destructive than Hurricane Irma? To find out, we retrace the history of this force of nature. Hurricane Katrina came to be on the 23rd of August 2005 over the archipelago of the Bahamas. The phenomenon quickly turns from a tropical depression into a tropical storm, and it is in this form that Katrina briefly strikes the south of Florida on the 25th of August. The following day, everything changes when the storm reaches the Gulf of Mexico. Katrina est passée sur un tourbillon chaud qui avait une profondeur d'environ une centaine de mètres, donc un énorme réservoir thermique sur lequel les vents ont pu puiser et donc ont renforcé l'intensité de Katrina. Et ça s'est produit la veille de son arrivée sur la Nouvelle-Orléans. Scientists estimate that for a cyclone to appear, seawater must be at a temperature of more than 26.5 degrees over a depth of 50 meters. Here, these conditions are met. Hurricane Katrina quickly gains force and turns into a Category 5 storm in only 2 days. Katrina causes the maximum amount of damage due to another agent of destruction present in all cyclones, the ocean. The ocean ends up rising more than 15 meters, reaching the height of a 5-story building. La mer, donc soulevée comme ceci, s'est comportée comme un tsunami et rentrée à l'intérieur des terres. Et comme on a une terre extrêmement plate, enfin le relief est extrêmement plat, l'eau de mer a pénétré jusqu'à 100-150 km à l'intérieur des terres. 150 kilometers, that is almost equivalent to the English Channel flowing inland and reaching the Parisian suburbs. We have seen the potential damage caused by the wind and precipitation inside a cyclone, but even when these elements are at their most powerful, they are not the only factors responsible for ultimate destruction. Every cyclone is accompanied by a rise in sea level. This phenomenon depends on several elements. The first is wind. Les vents du cyclone, en fait, ils poussent des paquets d'eau qui vont être responsables de vagues et d'une élévation du niveau de l'eau sur le littoral. Donc c'est l'effet des vents du cyclone. The gusts from the cyclone push the ocean forward. Specialists call these storm surges. Waves known as storm swells are also created. Consequently, a second element is added into the mix due to the low pressure dominating the center of the hurricane. Le simple fait qu'un cyclone, c'est une dépression, ça va aspirer, entre guillemets, ça va faire remonter le niveau de la mer de plusieurs mètres. In a depression, the pressure exerted on the surface is less significant. And when this surface is made of water, it rises. If the pressure level drops, you get storm surges and swells. When put together, all of these factors can cause an exceptional rise in sea level. Comme ça, vous pouvez avoir des niveaux qui peuvent dépasser parfois par 20 mètres par endroit. On peut avoir des effets vraiment catastrophiques. On the 29th of August 2005, the equivalent of a tsunami flooded Louisiana and quickly swept away 75% of New Orleans. A large part of the city had been built below sea level, and the only thing protecting it was a 4-meter high dam.
This dam was quickly submerged under a crushing wall of water, and the rise in water continued for several days. You're not gonna be able to get no supplies or anything. You sure? The water's gonna continue coming up till at least tomorrow. These floods are accompanied by mudslides. Hundreds of thousands of people lose their homes and are forced to live in temporary housing for months and even years. Although Hurricane Katrina had declined in intensity by this point, the storm would continue its trajectory for thousands of kilometers over the US and Canada, finally finishing its journey in Quebec on the 31st of August. The result, more than $108 billion worth of damage. We've seen the birth of a hurricane, but how do we explain its death? Scientists believe there are several factors involved. Firstly, the loss of contact with the storm's primary source, the ocean. L'ouragan, son carburant, c'est l'océan chaud. Donc si jamais il atteint une terre, si jamais il quitte l'océan, il va être privé de carburant et donc il va s'affaiblir et disparaître au fur et à mesure. Without its energy source, the cyclone has to consume the energy it has stored. This energy is found in the form of humidity. The storm cannot die instantly. Instead, it deteriorates at a gradual pace. This explains why, in Katrina's case, the depression continued for nearly 3,000 kilometers. Hurricanes have even been known to stagnate between land and sea. A situation like this can quickly become catastrophic. This was the case for Hurricane Harvey, which reached the Texan coastline on the 25th of August 2017. Étant stationnaire sur la côte du Texas, il avait entre guillemets un pied au-dessus de l'océan, donc il pompait de l'énergie et de l'eau, et de l'autre côté, le pied était sur le Texas. Et là, il redéversait toutes les quantités d'eau qui arrivaient. Over the course of 2 days, Harvey continued to flood the south of the United States before moving fully inland and disappearing for good. Another element that weakens hurricanes is the morphology of the land. Le vent qui passe sur un relief un petit peu compliqué va subir plus de turbulences, plus de frottements, donc il va avoir tendance à s'atténuer. Friction reduces the wind speed inside a cyclone. This, along with the drop in its energy source, forces it to disappear. The final element is what scientists call wind shear. Le cisaillement du vent, c'est la variation de l'intensité du vent et de la direction du vent avec l'altitude à travers l'atmosphère. For example, by blowing more intensely at a higher altitude, the wind pushes the warm and humid air to the side. Wind shear has a key role to play in destroying tornadoes, so it can also destroy cyclones. On peut imaginer un cyclone comme étant une toupie, une toupie qui tourne comme ça, et le cisaillement, c'est quelque chose qui va incliner la toupie. Et une toupie qui tourne pas droit, généralement, elle dure pas très longtemps. That's it for hurricanes, the weather phenomena that devastate the North American coastlines and the Caribbean. Now onto the most violent of natural disasters, of which we hear much about but rarely see on this side of the world, typhoons. À l'ouest du Pacifique, les masses d'eau sont particulièrement chaudes. C'est là où on trouve les masses d'eau les plus chaudes sur la Terre. Et donc, c'est une région très très propice à la formation de cyclones extrêmement violents. In this region, the heat from the surface of the ocean generates many cyclones. It produces vast amounts of evaporation, so the vapor-filled air rises quickly. This creates a low-pressure zone and suction, which generates strong winds. Above this, enormous clouds enter into the rotation. They are able to destroy anything in their wake. The Western Pacific is the birthplace of the most powerful cyclone, or rather typhoon in the world, Typhoon Haiyan. In early November 2013, it struck the Philippine coast with winds reaching 315 kilometers an hour. On a une zone dans laquelle les cyclones peuvent se développer qui fait probablement 3 000 à 4 000 km de est-ouest et 2 000 à 3 000 km sud-nord. Comme la région est grande, les phénomènes ont beaucoup de temps pour s'intensifier et peuvent atteindre les régions côtières avec une grande intensité.
With a death toll of approximately 7,000 victims, Typhoon Haiyan is certainly the most violent typhoon ever recorded on Earth. It is not, however, the most destructive ever seen by humanity. On the 12th and 13th of November 1970, the Bhola cyclone struck the coasts of Bangladesh and India. Like in Hurricane Katrina's case, the main issue was the morphology of the land. Bangladesh is particularly flat, so here the problem occurred on a much larger scale. Le soulèvement de la mer associé à ce cyclone a noyé une partie extrêmement importante du pays sous 10 mètres d'eau. Il y a 10 mètres d'eau qui sont passés et comme les gens habitaient dans ces endroits-là, les gens étaient noyés simplement. Voilà. The community was lacking in solid shelters and they had almost no means of prevention or communication. Overall, the number of victims is thought to lie somewhere between 200 and 500,000. It spread from the West Indies to the United States, Southeast Asia, and even the island of Réunion, as we have seen that cyclones are formed in large tropical zones around the equator. They occur at different times depending on the location. This is how the cyclonic seasons are formed. Dans l'hémisphère nord, ça correspond à la période entre juin et novembre. Dans l'hémisphère sud, disons entre novembre et avril. The number of cyclones is always higher towards the end of these periods. Why? Because in each hemisphere, this usually corresponds to the end of summer. Une des particularités de l'eau de mer, ça se chauffe beaucoup plus lentement que l'air. Ça prend du temps à chauffer l'eau de mer. Donc il faut quasiment que tout l'été passe pour qu'on arrive à des températures de 26 degrés ou au-dessus. Et cette eau, une fois qu'elle a été très chaude, elle met très longtemps à se refroidir. Cyclones appear all over the world in the tropical zones. But could cyclones perhaps be found elsewhere, for example in the north? It seems unlikely, but phenomena resembling cyclones exist in the Arctic and Antarctic waters near to the poles. They are called Arctic hurricanes or polar depressions. Quand on regarde les images satellites, on a l'impression de voir un cyclone, alors à beaucoup plus petite échelle. Au lieu de faire parfois 500 ou 1000 km de diamètre, leur diamètre va être de 100, 200, 300 km au grand maximum, mais on a la même chose. In the same way, there is a low pressure zone which attracts wind. The wind also draws energy from the surface of the ocean, but unlike tropical cyclones, this is rather due to a difference in temperature than a difference in humidity. Disons que la température en elle-même, c'est pas une donnée qui suffit à elle-même. Ce qui est important de connaître, c'est la différence entre cette température, la température autour et la température en altitude. Incredible. If seawater is normally around 0 degrees at the poles, the temperature of the winds can reach up to minus 40 degrees. Even if polar depressions seem a little less significant, they reveal a possibility for cyclones outside of the tropical zones. In fact, American coastlines have already been affected by hurricanes even in the far north. This is what happened with Hurricane Sandy in 2012. Il était encore au stade d'ouragan quand il a touché New York, donc c'est quelque chose de complètement exceptionnel. Hurricane Sandy was able to travel so far by sourcing its energy from the Gulf Stream, a warm marine current that runs along the American coastline. But what about Europe? In recent years, this part of the world has also experienced terrible storms. From the 26th to the 28th of December 1999, cyclones Lothar and Martin crossed a large part of the continent, moving over France, Britain, Denmark and Italy. The anemometer on top of the Eiffel Tower was stuck on its maximum wind speed, reading 216 kilometers an hour for several minutes. So are these severe climatic events similar to tropical cyclones? Les tempêtes de 1999, ce ne sont pas des cyclones tropicaux, ce sont des tempêtes des moyennes latitudes. Et donc ces systèmes, ils ne puisent pas leur énergie dans les océans chauds de la bande tropicale. Although they were devastating, these phenomena are unrivaled to hurricanes such as Irma or Katrina. So are cyclones impossible on the European continent? Perhaps not, it would seem, if we took a closer look at Hurricane Ophelia, a climatic event that shook Ireland and a part of England in October 2017.
Ophelia, c'est effectivement un événement remarquable puisqu'il a gardé son caractère cyclone tropical pratiquement jusqu'à l'Irlande. The most incredible thing about Ophelia is its birthplace. It appeared on the 6th of October just off the Azores, at 30 degrees latitude near the northern limit of the tropical zone. Most cyclones originate from the southernmost point of this zone, at around 10 degrees latitude. How could it possibly have formed so high up? La particularité, il a pu naître dans cette zone-là, il est né à la fin de la saison cyclonique parce qu'on avait des eaux très très chaudes, des eaux de plus de 2 à 3 degrés. The summer of 2017 was a particularly warm one for the Atlantic. On the 9th of October, Ophelia appears quite far up north. Incredibly, while most cyclones formed in the southern hemisphere moved from east to west, Ophelia moved straight towards the northeast. Why? Once again, it is because the storm was formed much further north than all the others and was snapped up by what scientists call the jet stream. Le courant G, en fait, c'est des vents qui soufflent d'ouest en est au niveau des moyennes latitudes. C'est des vents assez forts. This powerful jet stream quickly propels Ophelia in the direction of Europe. On the 9th of October, the phenomenon is classed as a depression and then as a tropical storm. On the 11th, it officially becomes a hurricane. The following day, the depression is downgraded to a standard storm. It crosses Ireland and Scotland and then gets weaker as it heads towards Norway. In spite of the 3 deaths and the millions of pounds worth of damage Ophelia caused, the phenomenon was still fairly limited, far removed from Irma or Katrina severity. Even so, Ophelia opens a debate about the evolution of cyclones. With climate change becoming a major factor, what will happen in the future? Will there be more cyclones? And will they become progressively more destructive? Scientists can only bring partial answers to these questions. Almost all the data they have is very recent. 40-50 ans de données d'observation des cyclones, ça nous aide à mieux comprendre comment fonctionnent les cyclones. Mais ça n'est pas suffisant pour pouvoir faire des projections sur, dans les 100 ans ou les 50 ans qui viennent, qu'est-ce qui va se passer. Since the 70s, satellites and many other technologies such as American research planes have allowed us to learn much more about these phenomena. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un cyclone qui se dirige vers les Caraïbes, vous avez les avions américains qui vont dans le cyclone faire des mesures, comme ça on connaît bien la force des vents qu'il y a dedans. These amazing technologies help to calculate the power of the phenomenon before it causes any damage. However, researchers still do not know how to accurately predict the birth of a cyclone and its subsequent trajectory. Certains cyclones, on les prévoit très très bien à l'avance. D'autres, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont complètement erratiques. In the long term, it is very difficult to draw any proper conclusions. However, there are definite trends emerging, such as the geographical distribution of these phenomena. As we have seen, cyclones appear and develop within the Earth's tropical zones, and recent studies have shown that this zone could evolve. La bande tropicale a tendance à s'étendre en latitude. En gros, les tropiques remontent vers le nord. Donc les cyclones vont être entraînés dans ce mouvement général et avoir des intensités fortes, encore plus vers le nord. Just like Ophelia, more cyclones will appear in the north over the next few decades. Although these findings are still to be debated, this trend is far from reassuring. And if anything, the cyclones' increase in violence is a key indicator that the number of phenomena is only going to grow. On a des arguments qui viennent des lois de la physique. Plus il fait chaud dans l'atmosphère, plus l'atmosphère peut contenir d'eau, de vapeur d'eau. Donc lorsque ça précipite plus fort, donc plus de dégâts. Même si on avait des cyclones de même intensité, on aurait plus de dégâts. Cyclones. Whether we call them hurricanes or typhoons, these incredible weather phenomena can reach gigantic proportions. They can be larger than France and harbour winds faster than 300 kilometers an hour. They can tear houses apart and provoke waves of more than 10 meters in height. These wind monsters kill thousands of people every year and cause billions worth of damage.
Some scientists fear that the cyclones of the future will be even more destructive. What we tend to ignore is that cyclones play an important role in nature, particularly in the regulation of the climate. By drawing warm water out of the ocean and sending it back in the form of cold precipitation, cyclones help to check the ocean's temperatures. But that's not all. Les cyclones font partie des catastrophes naturelles. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que ces dégâts, les écosystèmes, donc la végétation, la faune, ils sont habitués, ils sont dans cet équilibre avec les cyclones. Climate change has also changed the nature of cyclones. The natural balance has been broken. But to what extent? And what are the consequences? Scientists have taken on the challenge of finding the answers. When millions of cubic meters of water engulf inhabited regions and the surrounding countryside, man is confronted by one of the world's worst natural disasters, floods. Over the past 20 years, they have caused more than 150,000 deaths globally. Les inondations sont le risque le plus représenté à l'heure actuelle à l'échelle planétaire. On ne peut pas stopper une onde de crue, on ne peut pas stopper une inondation, on ne peut pas arrêter la pluie de tomber. Vous ne pouvez rien faire. But how do these destructive floods come about? Scientists are studying these meteorological phenomena that are capable of producing extremely powerful flooding and surprise populations in a flash. On va vraiment avoir des vagues qui vont traverser tout le territoire et qui vont tout ravager sur leur passage. C'est des mini-tsunamis, si vous voulez, qui vont se dérouler sur l'ensemble du territoire. The biggest threats are rivers and streams. If their banks overflow, the damage is spectacular. Especially those rivers that run through the biggest cities in the world. This is exactly what happened in Paris and its surrounding suburbs in 2016. Forecasters were overwhelmed by the sheer scale of the event. En fait, juin 2016, c'est une crue atypique. C'est un scénario hors cadre. On n'avait pas du tout vu venir cette hauteur d'eau à cette période de l'année. Even more catastrophic than Paris, Asia is victim to the most devastating floods, caused by a well-known climatic phenomenon, the monsoon. Every year, monsoon season brings torrential rainfall that devastates everything in its path. Vous avez des trompes d'eau, des cascades qui se créent en quelques heures, donc les catastrophes sont quasi inévitables. These disasters can also come from our oceans. Scientists call this marine flooding, a danger that threatens our Atlantic coastlines despite several protective barriers. This is what happened in 2010 with Storm Cynthia, in which every weather condition seemed to combine to create one of the worst floods on the French coast. Il y avait des grands jets d'eau, puis tout d'un coup, la baie vitrée se met à exploser. Donc on s'est dit, on est dans notre maison, mais on est dans la mer, quoi. On est vraiment fait comme des rats. Giant floods caused by global warming threaten several regions around the world. Scientists are worried these floods could engulf entire countries around the globe. How can we predict these devastating events that affect millions of people?
Whilst water is an essential natural resource for mankind, this could also become its downfall. As torrential rainfall beats down, the land becomes a huge flooded area. Every year, these remarkable images are shown all over the world. They remind us just how powerless man is against this force of nature. A natural disaster that affects almost everyone on the planet. Aujourd'hui, le risque inondation, c'est le premier rang des catastrophes naturelles dans le monde. Et on le voit de plus en plus, puisqu'on a des territoires qui sont de plus en plus vulnérables. Pour l'année 2017, on a à peu près 700 événements qui se sont produits pour à peu près 10 000 morts sur l'échelle du monde entier. These deadly floods are often caused by the rapid development of large cities. Today, more than half of the world's population are living in urban zones. And to gain space, people are building more and more on land that is at risk of flooding. L'ensemble des grands pôles d'urbanisation se sont faits majoritairement au bord de cours d'eau. C'est quelque chose qui est naturel, qui est historique. À l'échelle planétaire, on a à peu près un peu moins de 60% des villes qui sont soumises à des risques majeurs. Et la plupart de ces villes sont soumises au risque inondation. A risk that has affected more than 2 billion people around the world. The main countries affected are the USA, India and China. But France is no exception. 1 in 4 French people live in a flood risk area. But how can such a disaster come about? In most cases, it all begins with rain, because there are millions of litres of raindrops that flow across an area that feed rivers and streams. But under normal circumstances, the rainwater doesn't have time to join the watercourse. In fact, the heat from the earth and the vegetation cause the water to evaporate into the atmosphere. The water that stays on the ground is then absorbed into the soil and joins the groundwater. However, if there is too much rain, the earth becomes too soaked and forms an impermeable layer on the surface. This is what experts call saturated soil. Si le sol est saturé, en fait, ses capacités d'infiltration vont être réduites. Plus un sol est saturé, plus la vitesse d'infiltration dans ce sol est faible. Et donc, on peut avoir localement des moments où l'intensité de la pluie dépasse la capacité d'infiltration dans le sol. Alors, à ce moment-là, l'eau stagne en surface, et elle ne stagne pas très longtemps. S'il y a un peu de pente localement, l'eau commence à ruisseler. The steeper the slope is, the faster the water will stream down it. The flow of water accelerates even faster when it meets urban surfaces such as roads or pavements that are sealed by asphalt. Dès lors que l'eau ruisselle à la surface d'une zone imperméabilisée, elle va rejoindre un caniveau, elle va rejoindre une zone où elle va transiter plus rapidement. Elle va former des mini-rivières, des rivières éphémères bien sûr, qui s'arrêteront dès lors que la pluie s'arrêtera. Et puis dans ces mini-rivières éphémères, l'eau va transiter très vite. These images of Paris demonstrate the sheer scale of the phenomenon in cases of torrential rain. Even worse, on the 3rd of October 2015, Cannes was victim to one of the most tragic rain-related events recorded in France over the past 40 years. On that day, a static storm caused heavy rains. The impermeability of the ground caused the water level to rise in the streets within minutes. Thousands of people were affected and 5 were killed. Il y a des études qui ont été menées qui montrent que 90% des victimes qui ont eu lieu en France ces dernières années ont eu lieu en dehors des cours d'eau. On n'était pas dans la zone inondable. On était dans une zone qui était soumise justement à cet effet de ruissellement. Unusually, this run-off water effect will also supply the closest sources of water. Normally, water runs in what we call the riverbed. However, when there is a large quantity of rain, the water course will flood and its level and flow will increase. It breaks first across what we call the riverbanks. When the rain rises above the average level, the flood then intensifies and submerges the floodplains. On est capable
capable aujourd'hui de déterminer, à travers des atlas de zones inondables, quels sont ces champs d'inondation potentiels. Et on se rend compte qu'effectivement, on a construit énormément sur ces dernières décennies dans ces territoires. This is exactly what happened in Germany with the Elbe and Danube River. In June 2013, the rivers had a record number of water level rises. In certain places, they reached a height 4 times bigger than their usual riverbed. These floods caused almost $7 billion worth of damage and forced 85,000 people to evacuate. A tragic situation that lasted for several weeks. L'inondation met beaucoup de temps à se propager puisqu'on est sur des pentes qui sont très faibles et donc l'eau met beaucoup de temps pour avancer. On est aussi sur des zones très vastes où les espaces qui sont occupés par les cours d'eau sont très importants et de fait l'étalement fait qu'on a une vitesse qui est beaucoup plus lente que dans une configuration beaucoup plus étroite où là les débits sont beaucoup plus rapides. This is particularly the case in mountainous regions, where the narrow valleys and steep slopes can, over a few hours, cause what experts call flash floods. En fait, une crue éclair signifie vraiment d'une intensité extrêmement forte en un laps de temps très rapide. D'ailleurs, quand on regarde l'hydrogramme de crue, c'est-à-dire le graphique qui permet de montrer la montée des eaux en un espace de temps donné, on va avoir quasiment un pic. C'est-à-dire que vraiment, on a une montée immédiate et une décrue tout aussi rapide. The source of this extreme phenomenon, storms. The humidity in the clouds provokes heavy rainfall on very localized areas. The water level rises quickly. It can reach several meters in just a few hours. Les conséquences, c'est d'avoir des dommages très importants et notamment par l'arrachement de ce qui va se situer sur les berges, comme la végétation par exemple, qui lorsqu'elle va rencontrer un point de resserrement plus étroit, dans des gorges par exemple, ou bien lorsqu'elle va avoir à franchir un obstacle tel qu'un pont, elle peut se coincer dans ces points étroits ou sous les arches du pont et former ce qu'on appelle des embâcles. Alors les embâcles sont des barrages naturels qui ne sont bien sûr pas faits pour résister et ils peuvent bien entendu céder et de fait on va avoir un phénomène de vague qui va se propager, une onde de crue qui va se propager très rapidement. On va vraiment avoir des vagues qui vont traverser tout le territoire et qui vont tout ravager sur leur passage. C'est des mini-tsunamis, si vous voulez, qui vont se dérouler sur l'ensemble du territoire. These dams have accumulated a huge mass of water that will eventually hurtle down the slopes and suddenly increase the water flow. In other words, the power of the water becomes uncontrollable and can have serious consequences for mankind. Une personne qui n'est pas très en forme, si elle tombe dans 15 cm d'eau, allant au-delà d'un mètre seconde, eh bien, elle peut ne pas arriver à se relever. On a une réelle force d'arrachement de l'eau et une réelle puissance. Il faut savoir, par exemple, que lorsque vous avez de l'eau sur la chaussée, il suffit de 30 cm d'eau pour emporter une voiture. Un tiers des gens qui meurent lors d'une crue exceptionnelle, en fait, sont morts noyés, emportés par leur véhicule. Là où ils se sentaient en sécurité, en fait, ils ont été mis en danger, tout simplement parce que le véhicule s'est mis à flotter. Over the past 20 years, flooding has caused over 150,000 fatalities. During this period, we have recorded over 3,000 events that have covered the whole planet. Yet the victims are almost all concentrated on one continent. Au total, 95% des victimes, en fin de compte, sont sur le continent asiatique. Tout simplement parce qu'on a des inondations qui sont récurrentes annuellement et donc qui sont liées à un phénomène climatique qui est très bien connu, qui est la mousson, et qui va générer les inondations les plus catastrophiques au niveau mondial. Monsoons cause the most disastrous floods in the world because this phenomenon is one of the most powerful on the planet. It starts with the flow of a mass of air.
In other words, wind that comes from a difference in temperature between the land and the sea. Between June and September, the sun tends to heat the Earth more rapidly than it does the oceans. This hot air leaves the ground and rises towards the cooler and more humid winds from the ocean. In the Indian Ocean, the warming of the surface water will have a major effect on the start of the monsoon season in June, a meteorological phenomenon that is well known to climatologists. Plus la température est élevée et l'océan Indien est très chaud, plus les vents de mousson sont gorgés de vapeur d'eau, d'humidité. Et ces vents humides se dirigent vers le continent et arrivent sur la côte ouest de l'Inde. To turn the humidity into torrential rain, these monsoon winds must rise even further into the atmosphere. Often, an obstacle such as a mountain can create this elevation. Donc ces flux de mousson chargés d'humidité abordent frontalement ces chaînes de relief. Donc l'air est obligé de monter. Quand il monte, il se refroidit. L'eau se condense. Vous avez formation encore plus de nuages et précipitations. These water-filled clouds will cause considerable flooding on one of the most populated Indian megalopolises, Mumbai, and its 18 million inhabitants. Situated on the west coast of India, Mumbai is just downhill from the mountain range. At barely 1,200 meters altitude, the Western Nats Mountains are still enough to create these famous monsoon clouds. And since this mountainous region is situated at a low altitude, the amount of rainfall can get out of hand. Le 26 juillet 2005, il est tombé 1 mètre de pluie en 24 heures. Donc beaucoup plus que la quantité annuelle n'importe où en France, quoi. En 24 heures. When experts talk about 1 meter of water, it's important to understand the quantity of water that falls on only 1 meter squared. It is like the equivalent of 5 baths. The result is devastating as these rain clouds advance across tens of kilometers squared. C'est extrêmement impressionnant. C'est comme si vous imaginiez que vous circuliez sur une autoroute et de part et d'autre de l'autoroute, vous avez des trompes d'eau, des cascades qui se créent en quelques heures et des quantités d'eau qui dévalent les pentes, des reliefs, des tonnes d'eau en fait qui tombent. When it comes into contact with the mountains, the condensation will also release energy, something we call dormant heat. This hotter air causes what scientists call a positive feedback loop. The clouds are feeding themselves with moisture. This is why the monsoon rain can last several months. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, entre juin et septembre, il tombe 80% de la pluviométrie annuelle. Alors cette pluie, elle est nécessaire bien sûr pour l'agriculture du riz ou encore du coton, mais le problème c'est que lorsque cette mousson est trop active, ça a un effet inverse. Et là, pour le coup, on assiste à des drames humains très importants. This is because this huge quantity of water runs down the mountainside and spreads extremely fast for miles around, invading the inhabited regions. Rapid urbanization is one of the contributing factors of flooding because it makes the ground impermeable. In cities, the water rises quickly and becomes a death trap for its inhabitants. Le continent asiatique est particulièrement vulnérable. Pourquoi? Parce qu'il s'est développé de manière galopante durant ces 30-50 dernières années. Et donc cette urbanisation qui a été vraiment effrénée n'a pas intégré cette question du risque, pourtant récurrente et annuelle. Et le problème, c'est que dès qu'on n'intègre pas dans les questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire ce risque, finalement on va accroître ce phénomène. Il y a beaucoup de bidonvilles, de gens qui vivent dans des maisons de tôle. Et bien évidemment, si vous avez des lames d'eau d'1 mètre ou de 2 mètres, vous pouvez imaginer ce qui se passe dans ce type d'habitat. Donc les catastrophes sont quasi inévitables. As well as this, trapped by the waterproof ground, the flood takes a long time to flow back. After only 48 hours, this water can't flow back and is contaminated by all sorts of waste.
on a un réel problème de salubrité publique avec les eaux stagnantes. On peut avoir la présence de cadavres animaux dans l'eau qui va engendrer le développement possible de pathologies et qui peuvent créer un risque sanitaire réel pour une population entière. These horrendous floods affect the entire Asian continent. A little further north in China, the most populated country on Earth, this country is also hit by this extreme phenomenon. In the last 30 years, over 200 giant floods have been recorded there, as we can see from this remarkable footage. In August 2016, 3 million inhabitants of the city of Yulin were subject to a violent flash flood. Faced by the sheer power of the torrential rain, 3 people got stuck in this car that could have got carried away at any moment. Luckily, the passengers in the bus take action. They managed to extract the driver and her children in the end. La Chine est concernée par une mousson qui vient du Pacifique Ouest et qui apporte aussi des quantités de pluie importantes. Et c'est aussi une région qui est très concernée par les cyclones, en fait, ou les typhons, ou les tempêtes tropicales, même pendant la saison de mousson. China is on the northern limits of the monsoon. The winds there are weaker and not able to prevent cyclones from forming, unlike other Asian countries situated around the Indian Ocean. This unique situation increases the amount of rain that falls in southern China when monsoons and cyclones combine. Each year, destructive floods force hundreds of thousands of people to evacuate their homes that have been built in flood risk zones. 接到这个方向盘通知，然后在1个小时之内全部的撤完。现在我们走不到已经撤离了一大半了。 Even after this heavy rainfall, the disasters just keep on coming. The now fragile land causes landslides. The monsoon season begins at the start of June, and in 2017 there were tragic consequences right from the first month. Malheureusement, le bilan humain est très lourd, hein. plus de 60 morts, des dizaines de personnes disparues. Près de 50 000 maisons ont été détruites, hein, se sont effondrées pendant cette période. Près de 350 000 habitations ont été impactées, donc partiellement détruites. C'est un chiffre assez impressionnant. Des centaines de milliers de personnes ont dû être déplacées. On parle d'1 million de personnes, hein, qui ont dû se déplacer pendant cette mousson afin de survivre en quelque sorte. Et puis le bilan économique également qui est très lourd, hein, près de 5 milliards d'euros. Donc vraiment une mousson dévastatrice en Chine en juin 2017. Ultimately, these were the most disastrous floods for China over the past decade. In 2017, no less than 20 million people in Asia were estimated to have been affected by this devastating phenomenon. Even large capital cities aren't spared from this threat. In Japan, scientists have found a solution to attack this problem. Tokyo is regularly victim to intense floods caused by torrential rainfall. A major problem for this megalopolis of 37 million inhabitants that is built on flood risk zones. 水に対しては世界一危ない都市っていう考えた方がいいと思いますね。In order to protect itself, the Japanese capital has looked at things on a large scale. The city has an anti-flood canalization system situated around 30 kilometers uphill from the capital. もともとそういう浸水被害は起きる地域だったんですけども、そういうところに、道路ですとか住宅が建つようになったということで、より一層その洪水によってですね、浸水被害が大きくなったんですね。それを解消するというようなことで、この場所に作られたということになります。Christened the G-Can project, this concrete palace is one of the biggest anti-flooding sewers in the world. Installed 50 meters below the ground, at any one time it gathers and channels the equivalent of 100 Olympic swimming pools of water. Since 2006, these subterranean canals have controlled the rise in water level as well as hundreds of floods that would have created numerous victims in this highly populated region. Although France has a less extreme climate than Asia, it is still not safe from flooding.
270,000 kilometres of watercourses span across the entire country, with the risk of major flooding on 5% of the land. En France, le risque inondation est le risque le plus important sur la France métropolitaine. On est sur 17 millions d'habitants qui sont concernés, soit 1 sur 4. Amongst the largest rivers in France, the Seine is no exception. This river flows over 700 kilometres from the highest point in Langres all the way to Le Havre, where it exits into the English Channel. Its watershed stretches across several regions and also gathers water from a number of sources, such as the Oise, the Marne, the Aube and the Yonne. This huge stretch of land groups together nearly 30% of the French population. One of the critical points of the river is Paris and its surrounding suburbs, which concentrate a population of 12 million people. Every year the river is under high surveillance as it often bursts its banks. In January 2018, a large rise in the water level hit the capital and a major part of the Seine basin. However, the most violent flooding took place during a period when nobody expected it. June 2016. In only a few days, the river had reached its highest level in 30 years. At the time, the authorities feared a disastrous scenario, a 100-year flood. La crue centenale, c'est une crue qui a une chance sur 100 de se produire chaque année. Ce n'est pas une crue qui revient tous les 100 ans, mais bien une probabilité statistique d'une chance sur 100 chaque année. A 100-year flood was particularly dreaded, as it directly threatened the 2 million inhabitants of the capital city. This is what happened in 1910. At the time, the Seine reached a record level of 8 meters 62. That's 6 meters above its average level. Over the course of several weeks, it reached several districts and flooded more than 20,000 buildings. There was colossal damage. This event had a huge effect on the city, which has since been seeking a way to protect itself at all costs from another event like this. Pour protéger Paris suite à la crue de 1910, on a entrepris des travaux de construction de grands barrages. Et ces 4 grands barrages sont situés sur chacun des grands affluents de la Seine. These large dams supply reservoir lakes. During the winter, they store part of the water discharged by the rain. This is what we call flood control. In summer, these lakes play another beneficial role for the Seine. When the river level is at its lowest, the stored water allows it to be replenished. Le bassin de la Seine est à la fois extrêmement plat et extrêmement poreux. Il a fallu trouver des cuvettes imperméables à proximité des cours d'eau. Et via un système de canal qui prélève de l'eau sur le cours d'eau naturel, on envoie cette eau dans la cuvette imperméable, et ce qui permet de limiter, on va dire, les niveaux d'eau sur les agglomérations qui sont situées depuis le 1er mètre en aval de ces ouvrages jusqu'à la région parisienne et même au-delà. This is a great challenge. To reduce even just 80 centimeters of water rise in Paris, we need to fill 4 reservoir lakes that have a storage capacity of 800 million cubic meters. 800 millions de mètres cubes d'eau, ça peut paraître colossal, et pour autant, en quelques semaines de pluie, ça peut quasiment se saturer et se remplir complètement. But what happens when the latest water level rises happen very late in the season? This is what happened in May 2016. At the time, the reservoir lakes were filled to face the low level of water during the summer. But Île-de-France was then hit by an abnormal amount of rainfall. On est quasiment aux portes de l'été météorologique. Pour les ingénieurs de Météo France, l'été météorologique débute le 1er juin. Donc lorsque vous avez déjà un mois de mai qui affiche 3 fois plus de pluie qu'en temps normal, vous vous dites, bon, maintenant, ça y est, ça va se calmer, on arrive au mois de juin, c'est le début de l'été, la saison sèche. En fait, les sols qui commencent en général à s'assécher au mois de mai, parce que la végétation a bien reprise, sont restés extrêmement humides et ils ont été, à la fin du mois de mai, complètement saturés. Normally, water evaporates thanks to the vegetation that filters into the soil to join the groundwater. But when the soil is saturated, the water starts to run towards the watercourses. At the end of May 2016, the weather got dramatically worse. Within a few days,
the torrential rain fell on France at an alarming rate. Sur cette charte des cumuls des précipitations, lorsqu'on a du bleu, c'est qu'on a eu des cumuls de précipitations en général supérieurs à 150 mm pour les 5 jours. La région Île-de-France et le bassin versant de la Seine ont été parmi les plus arrosés à ce moment-là. On a mesuré des précipitations représentant entre un quart et un tiers des précipitations annuelles. Sur plusieurs villes, sur Paris, sur Troyes, sur Orléans, on observe des précipitations qui dépassent localement les 140 à 180 mm, donc tous les records sont explosés pour ce mois de mai 2016. Precipitation under close surveillance. In order to anticipate possible floods, the nearly 22,000 kilometers of watercourses throughout France are analysed 24 hours a day by Vigicru forecasters. Vigicru, c'est un système qui nous permet de connaître en temps réel l'évolution des cours d'eau. On a un système d'appareillage qui nous permet d'avoir des niveaux de vigilance vert, jaune, orange, rouge en fonction de la montée des cours d'eau. Et ces éléments sont des éléments de prévision. Surveillance that took place on a number of tributaries of the Seine, as even the slightest rise in water could cause a major disaster that would affect 20 million people. In May 2016, attention was suddenly drawn to the Loire, an otherwise ordinary river. Le Loing, il apporte moins de 10% du débit de la Seine à Paris. Il fait 4000 km² de bassin versant et il a un débit moyen de l'ordre de 20 m3 par seconde. Le débit moyen de la Seine à Paris, c'est 300 m3 par seconde. Donc c'est un affluent de rive gauche, un gentil affluent tout à fait mineur. A minor tributary that was, however, subject to unusual rainfall on the 28th of May 2016. Vigicru recorded an immediate reaction from the watercourse on this hydrogram. This graph shows the evolution of the water level of a river. On voit ici le Loing qui a des hauteurs tout à fait habituelles, en gros quelques dizaines de centimètres. Et soudain, on voit la courbe grimper, atteindre des hauteurs tout à fait exceptionnelles, à 3,50 m. Des hauteurs qui justifient la mise en vigilance rouge du Loing à cette époque de l'année. The red alert anticipates a major rise in water level. In other words, very large floods that pose a direct threat to the safety of the population. Quand j'ai regardé l'hydrogramme de crue au niveau du bassin du Loing le 31 mai, j'ai commencé à voir sa réaction et à comprendre qu'effectivement, là, on n'était pas dans un cas traditionnel, on était hors cadre. Ces 130 mm de pluie ont apporté 1 demi-milliard de mètres cubes d'eau. 1 demi-milliard, c'est beaucoup d'eau. 1 demi-milliard, c'est l'équivalent de 200 000 piscines olympiques. There was 10 times more water than usual in the Loing, an extraordinary amount that overflowed from the river onto the floodplains. Large cities very quickly became flooded. Never before in history has a phenomenon of this scale been recorded. On est, dans le cas du Loing, en présence d'une crue absolument extraordinaire. Sa période de retour, qui caractérise sa rareté, elle se chiffre en centaines d'années, voire en milliers d'années. On the 1st of June, this historic flood shocked the inhabitants of Namur. Over a metre of water was measured in the centre of the town. There was an emergency evacuation of its 4,000 inhabitants. Faced with this major crisis, nothing seemed to prevent the progression of this unprecedented flood, not even the famous reservoir lakes. Le Loing se jette dans la Seine bien après ces lacs réservoirs. Donc ces lacs réservoirs étaient tout simplement hors jeu. Lorsqu'on a vu ce qui se passait en amont, on s'est dit, en fait, c'est ce qui nous attend à Paris. Et je crois que c'est vraiment là où on a pris la mesure de l'importance de cette crue. A flood doesn't submerge the region all at once. It spreads whilst following the river course like a wave from the highest to the lowest point. Scientists call this progression of water rise a flood wave. Whilst in 2016, the Loing may have been the greatest threat, the other tributaries also reached worrying levels due to heavy rain.
And in this case, the main risk posed by a drainage basin is falling victim to simultaneous flood waves from various sources, a phenomenon known as concurrent flooding. Ce qui compte, c'est à partir de quand les ondes de crue des différentes propagations des différents bassins vont finir par se croiser et devenir concomitantes. Si vous avez plusieurs bassins qui réagissent et si effectivement tout ça converge, et là on arrive sur des niveaux très très importants. In June 2016, these concurrent floods did not take long to converge towards the Seine. It all surged into the main river just a few kilometers from Paris. In the heart of the capital, underneath the Austerlitz Bridge, the authorities measured an average level of 2 meters. The river will eventually reach critical levels. We can observe a rise in water level of 5 centimeters per hour. Dès 3,70 m, les autorités décident de fermer la voie Georges Pompidou. Ce sont quand même des dizaines de milliers de voitures qui circulent chaque jour sur son tronçon. Puis dès 4,30 m, c'est l'arrêt de la navigation fluviale avec des impacts économiques importants. Et puis ensuite, le niveau continue d'augmenter. Et à 5,80 m, 6 m, on a déjà des infiltrations dans les stations de métro qui doivent fermer pour des raisons de sécurité. Less than a week after the first showers over the Loing, the peak of the Seine flood is 6 meters 10. The Zouave on the Alma Bridge, a popular flood reference for Parisians, hasn't seen such a rise since 1982. On n'avait pas du tout prévu ni vu venir cette hauteur d'eau atteinte sur le territoire à cette période de l'année. On n'imaginait pas que ces crues printanières allaient pouvoir finalement surélever le cours d'eau aussi rapidement en aussi peu de temps. Donc ça, c'est quelque chose qui était difficilement prévisible. Although Paris avoided a major flood, the impact was much greater both further upstream and downstream from the capital. This disaster forced over 20,000 people out of their homes. Après la crue de 1910, on a rehaussé les quais de Paris à la côte de 1910, c'est-à-dire 8,60 m, mais pas la banlieue puisqu'elle n'existait pas à l'époque. On a une concentration démographique qui est telle en Île-de-France que il faut trouver du terrain pour bâtir. Et donc du coup, on a construit ces dernières décennies sur des zones inondables. In 2016, the flooding of the Seine caused more than €1 billion in damage. If the river had been hit by flooding similar to the 100-year flood of 1910, we probably would have estimated a cost of €30 billion. This would have impacted 5 million people in Île-de-France alone. Areas close to watercourses aren't the only to be struck by giant floods. The majority of our planet's coastlines are also affected. Hundreds of millions of people living on the coast risk being submerged by the seas and the oceans. This is known as marine flooding. La submersion marine, c'est lorsque les eaux de mer, les eaux salées, pénètrent à l'intérieur des terres. Donc on a un phénomène de dépassement des ouvrages de protection ou du cordon dunaire. Et on a donc un envahissement de ces eaux marines sur les littoraux. There are two types of marine flooding in the world. The most well-known is called the tsunami, which are generally caused by earthquakes. It is characterized by a large wave that breaks on the coast, causing a sudden rise in water level along the entire coastline. The other type of marine flooding is due to purely meteorological reasons, such as hurricanes or violent storms. It's this second type of flooding that threatens the French Atlantic coast. In 2010, Storm Cynthia triggered floods on the Charente and Vendée coasts with devastating consequences. It was one of the worst marine floods ever experienced in mainland France. It all started on the 27th of February 2010. Meteorologists had predicted an extremely intense storm on the French Atlantic coast. On voit une poche de vent très fort avec des rafales qui atteignent les 150 km/h qui sont sur le littoral atlantique.
C'était la première fois depuis 8 ans que la procédure de vigilance est opérationnelle, que la Charente-Maritime et la Vendée étaient placées en vigilance rouge. Donc une fois tous les 8 ans, ça montre quand même la manière dont on voyait cette tempête. On pensait effectivement que c'était quelque chose de très grave. The peak of Storm Cynthia was forecast for the 28th of February between 2 and 5 a.m. But on this night there was another problem that alarmed the forecasters: the high tide linked to the position of the moon. It's this celestial body that bears the most influence on our ocean's tides. La Lune met 28 jours pour faire le tour de la Terre. Et dans 2 positions particulières, l'attraction qu'elle exerce est importante et ça déclenche des marées hautes de vivo, c'est-à-dire des marées pour lesquelles l'amplitude est importante. Et là, ce qui s'est passé pendant Xynthia, c'est qu'on a eu la tempête pendant la grande vivo. On the 28th of February, we were anticipating a rise in tidal waves of 6.5 meters. This is the difference between high and low tide. But the night of the storm Cynthia, the water level reached more than 8 meters. Toute élévation du niveau d'eau qui est au-dessus de ce qui est prédit, ça porte un nom, ça s'appelle une surcote. Et dans le cas de Xynthia, la surcote en question était de 1,50 m au-dessus du niveau prédit. This overvaluation is in part linked to the low pressure system of the storm that brings the water to the top and causes its level to rise by almost half a meter. The last meter is caused by the wind hitting against the surface of the water. The stronger the wind, the more it clings to the waves and causes the swell to rise. All of these conditions are therefore brought together to push the destructive waves over the sea wall and break on the land, leading to terrible flooding. Le timing joue un rôle très important, c'est-à-dire l'heure à laquelle la tempête va passer. Là, malheureusement, la tempête Xynthia, elle est arrivée au moment de la pleine mer. Vous aviez donc cette surcote de 1,50 m et l'eau qui est rentrée dans l'intérieur des terres. Et ça, clairement, on ne peut rien y faire. This combination of forces of nature rarely happens at the same time. In the case of Cynthia, the marine flooding spread across inhabited areas situated on very low-lying land. These regions used to be underwater at each high tide. Pour contrôler cette marée, l'homme a construit les digues et on a fini par poldériser, c'est-à-dire qu'on a gagné du territoire sur l'océan grâce à ces digues. Et derrière les digues, ces territoires qui étaient en position basse, en plus se sont tassés. Et au final, on arrive à des territoires qui sont sous le niveau de la mer en marée haute de Vivo, naturellement. In Charente-Maritime, in the south of La Rochelle, Aytré was one of the towns most affected by Cynthia. The disaster area is just behind these dikes on these famous polders. Anna and her family had lived here for a few years. On the night of the storm, she was still awake when there was a surge of water in her garden. On a vu que l'eau remplissait complètement le jardin, quoi. Donc on voyait de l'eau jusqu'en haut de la baie vitrée. Donc on s'est dit, on est dans notre maison, mais on est dans la mer, quoi. Why did the water rise so quickly? When the waves reached their maximum height, they broke above the dikes or swept across the smallest gap. This water became trapped between the protective system and the railroads, built on an embankment. The water could no longer escape back into the sea as the land level was below sea level. The inhabitants were therefore trapped in this narrow basin. And the higher the water rises, the more pressure is exerted onto the houses. The smallest opening becomes a potential danger. Donc ça a commencé à faire des jets d'eau partout au niveau de tous les joints, en fait. Donc là, au niveau de la porte, c'est pareil, il y avait des grands jets d'eau qui apparaissaient un peu de partout. Au niveau de la fenêtre, c'était pareil. Tous les joints, hein, ça pissait de partout, en fait, de l'eau. Et puis tout d'un coup, la baie vitrée, en fait, se met à exploser. Water swamped the interior of the house in mere seconds and rose rapidly to 1.8 meters. Anna and her family had to react immediately. Their only option was to escape outside. Il faut sortir de la maison parce qu'on ne sait pas jusqu'où l'eau va rentrer, vu qu'on est dans une maison de plein pied, que tout est fermé. On est vraiment fait comme des rats. Pas d'étage, prêt au piège.
Le fait d'avoir un habitat de plein pied, et on l'a vu avec la tempête Xynthia, fait qu'on a vraiment une vulnérabilité qui est accrue et qui fait que l'enjeu humain est directement concerné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité aux gens de pouvoir avoir un étage refuge et donc c'est vraiment la sécurité des personnes qui est mise en danger. Heureusement, les clés sont sur la porte et on peut ouvrir cette porte-là et on se retrouve donc dehors. Et là, faut nager, quoi. Là, vous êtes dehors dans la mer. To get to safety, they swam in ice-cold water. And like river flooding, the water is not transparent, but muddy and full of sediment. Ça, c'est la vase qui a été transportée par l'eau de la tempête et que les gens ont retrouvé dans leurs habitations, dans leurs jardins, etc., qui a tout recouvert. On voit que c'est un sédiment qui est extrêmement fin, hein, et s'il y a des vagues, et a fortiori s'il y a une tempête, elle va accompagner le mouvement de l'eau. But this murky water has another disadvantage. It's salty. When marine flooding takes place, there are dramatic consequences on the soil. L'eau salée va re-rentrer ensuite dans les nappes, dans les terres, et donc va avoir d'autres types de dommages, notamment sur le plan agricole. On a donc un impact sur la végétation qui va être bien plus important que sur des eaux non marines, non salées. Storm Cynthia caused a devastating number of human casualties. 47 deaths in France. Almost all of them were people trapped at home by sudden flooding. On a gagné par rapport à l'océan lors des derniers siècles en poldérisant les côtes, mais ces côtes sont extrêmement fragiles et il suffit finalement de pas grand-chose pour que l'océan reprenne ses droits. These marine floods threaten even more coastlines around the world under the influence of global warming. For a century, scientists have been recording an average temperature rise by 1 degree. A value that seems minimal, but does, however, have direct consequences on floods. Depuis le début de l'ère industrielle, le niveau des océans a monté de 20 cm. D'accord ? Donc typiquement pour les zones côtières, submersibles, cette montée de 20 cm va évidemment jouer un rôle très important sur les inondations. This rise in water level is not likely to stop anytime soon. The most pessimistic forecasts suggest a rise in temperature of 6 degrees by the end of this century. Si le climat se réchauffe fortement, cette augmentation pourra atteindre 60, 70, 80 cm. On nous annonce même peut-être 1 mètre d'ici la fin du siècle. On aura des inondations qui seront plus importantes, avec des hauteurs d'eau plus importantes, donc des dommages plus importants. Et puis cela va contribuer à l'inondation de secteurs qui jusqu'à présent n'étaient pas inondables. Floods that threaten the coastline of several countries around the world. In Asia, Bangladesh has become the most exposed country to global warming and its effects today. The floods that devastate this small country each year foreshadow a phenomenon on an even larger scale that could hit a number of zones just about anywhere on the planet. Le Bangladesh est un territoire très particulier d'un point de vue géographique puisque les 2/3 de son territoire sont situés sous le niveau de 5 mètres, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux submersions marines et notamment à la hausse du niveau de la mer. On compte au Bangladesh environ 170 millions d'habitants sur un territoire qui représente à peu près un quart de la superficie de la France métropolitaine. Donc il faut imaginer, on a une densité de population de plus de 1200 habitants au kilomètre carré. C'est comme si vous mettiez sur le territoire américain la totalité de la population mondiale et vous n'auriez pas encore la densité actuelle de population au Bangladesh. Living in the world's largest delta, the population have had to learn to live with the water. There are, in fact, 3 major rivers that cross Bangladesh: the Ganges, the Brahmaputra, and the Meghna. But that's not all. The country also has 230 other watercourses that cover around 1/10 of the land. Le Bangladesh, à cause de ce réseau hydrographique parmi les plus dynamiques et les plus denses au monde,
connaît chaque année des inondations qui peuvent recouvrir 25 à 40% de la superficie totale du territoire. Ça, c'est dans une année normale, mais le Bangladesh, dans les pires années, a connu des inondations qui pouvaient recouvrir jusqu'à 60 ou 70% du territoire. These floods will only spread further with global warming, because the increase in temperature also causes increasingly intense spells of rain. Climatologists explain this phenomenon with evapotranspiration. L'atmosphère, vis-à-vis de la vapeur d'eau, c'est un peu une éponge. Elle a la capacité d'absorber de la vapeur d'eau, mais jusqu'à une certaine limite. Et plus l'atmosphère est chaude, plus cette limite est élevée. Donc une atmosphère plus chaude contiendra plus de vapeur d'eau. Lorsque vous avez à peu près 1 degré centigrade d'élévation de température, pour les températures moyennes que l'on connaît actuellement sur le globe, vous avez une augmentation de 6 à 7% de vapeur d'eau que peut contenir l'air. En fin de compte, le fait d'augmenter l'humidité va générer des millions et des millions de mètres cubes d'eau de précipitations qui, à un moment donné, arriveront dans une zone ou dans une autre. Toutes les eaux qui tombent sur les contreforts de l'Himalaya, in fine, va alimenter les torrents, les bassins qui vont se jeter dans ces grands fleuves et vont arriver dans le delta du Gange. The torrential rain causes the water to rise up to 20 times more than normal in the rivers. It provokes flooding, which leaves millions of people with uninhabitable land. Due to the rise in oceans, Bangladesh is now in danger of disappearing. On estime chaque année que c'est environ 10 000 hectares de terre qui disparaissent avec l'érosion au Bangladesh. La plupart des experts considèrent que d'ici 2050, le Bangladesh risque de perdre 17 à 20% de son territoire. Predictions that are all the more alarming given that a population boom is expected in which the count will reach over 200 million inhabitants. The number of climatic refugees in the country could therefore reach 50 million people, a migration that wouldn't just be limited to Bangladesh, but the whole world. D'ici 2050, on estime que c'est 200 à 250 millions de personnes qui pourraient être déplacées par les catastrophes naturelles. Au premier rang de ces catastrophes, on aura les inondations. These large movements create a vicious circle. Migration causes cities to develop onto flood risk zones. Yet new construction threatens to add to the damage and the economic loss caused by floods. In Europe alone, we estimate that between today and 2100, the annual cost will be between 7 and 100 billion euros. Il devient urgent, en fait, de modifier nos consciences et de faire en sorte de comprendre que l'adaptation aujourd'hui, c'est la seule solution. Protecting ourselves against flooding is becoming necessary because, according to scientists, the climate's history is already written until 2050. But mankind can still improve the situation for 2100. Our last hope to prevent floods, one of the most devastating forces of nature on the planet. An uncontrollable force of nature, blizzards affect mankind every winter across every continent. Combining ice-cold temperatures, snow and extreme wind, this mother of all storms is a living hell that has the power to paralyze entire countries. Vous ne voulez pas nécessairement être à l'extérieur et vous faire balayer par cette neige et ces vents et très souvent des températures très froides. During a blizzard, visibility is significantly reduced, disorientating us. An unpredictable amount of snow falls and accumulates, causing chaos on the roads. Au final, il n'y a pas besoin d'un gros épisode pour que sur les routes, ça soit accidentogène.
These destructive phenomena occur when a warm mass of air runs into a cold mass of air during extremely cold weather conditions. Vous réunissez une tempête de vent avec une tempête de neige, et là, vous avez le froid aussi qui s'en mêle. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour donner cette super tempête. In North America, huge snowstorms frequently form above the Great Lakes and reach colossal sizes. Ce ne sont pas des choses à l'échelle, par exemple, d'un orage, qu'on parle de quelques kilomètres, on parle plutôt de centaines, voire de milliers de kilomètres. When this monstrosity reaches lowlands in winter, increasingly high winds continue to fuel the blizzard, which blows away everything that stands in its way. Eleanor in 2018, Snowzilla or even Stella in 2017 are just a few examples of the super blizzards that have hit Europe and North America in recent years. But despite being difficult to forecast, scientists are taking action. On va créer artificiellement des obstacles pour que la neige se dépose avant la route. Et donc si elle se dépose là, elle n'ira plus là. By measuring the wind intensity and the structure of snowflakes, scientists are trying to understand this phenomenon in order to better protect the general public. But despite increasingly accurate forecasts, blizzards continue to kill people all over the world every year. So how can we predict the power of this snow-white menace? Why do cities such as New York or Montreal become paralyzed for several days because of a blizzard? What solutions have been put in place to prevent the worst-case scenario? And why are we so afraid of this force of nature? Blizzards, a completely uncontrollable force of nature, blowing away anything that stands in its way. Combining extreme winds with freezing temperatures, this super snowstorm is an icy force to be reckoned with, an inescapable killer that reigns supreme over certain parts of the world. Blizzards primarily affect the colder regions of each continent, especially across the Great Plains, where winds can quickly turn into gales. La notion de blizzard est intimement liée aux grandes plaines enneigées. Donc on pense au Canada, on pense également aux USA et on pense à la Russie. Et donc on se retrouve avec ces configurations de plaines avec pas forcément beaucoup de neige et des vents importants. Hein, et c'est pas parce qu'on n'a pas 3 mètres de neige que la tempête ne sera pas violente. Blizzards occur frequently in regions near the North and South Poles, which reach extremely low temperatures. Due to their proximity to the Arctic, Canada and the USA are the most susceptible areas, as well as Siberia. But today, blizzards can strike even the world's mildest climates. The nature of this phenomenon is so complicated and sudden that even scientists have trouble describing it and measuring its power. Si on parle en termes météorologiques, on pourrait pratiquement dire que le blizzard, ça ne se mesure pas, ça n'existe pas en soi. So what exactly is a blizzard? To differentiate between a storm and a blizzard and better prepare the public for the risks involved, Canada has introduced a list of specific factors with the minimum criteria. If these are exceeded, then we are in the presence of a blizzard. These defining criteria form what we call the rule of 4. According to this rule, we're dealing with a blizzard when visibility is reduced to less than 400 meters, when the phenomenon lasts at least 4 hours, and when the wind, the real driving force of a blizzard, blows at more than 40 kilometers per hour. The origin of a blizzard involves an explosive fusion of 2 powerful and well-known elements, snow and wind. Le blizzard, c'est une tempête de neige. On peut le définir simplement comme ça. Donc vous avez de la neige et vous avez surtout du vent, parce que derrière le mot blizzard est caché le mot vent. This winter storm causes severe damage in both the plains and in towns. In North America, the wind from major blizzards exceeds 150 kilometers an hour, a real menace.
les vents, qui, ces vents-là, quand ils ont une certaine force, dans différentes conditions, vont soulever la neige ou vont balayer la neige qui tombe, réduisant la visibilité. Like the engine of an infernal machine, the blizzard needs two essential fuels to start up: violent wind and heavy snowfall. Together, these two factors dramatically reduce visibility and can paralyze major cities such as New York or Montreal for several days. In these extreme weather conditions, people are left helpless, blocked by the relentless swirling mass of snow. La neige, elle peut simplement être reprise au niveau du sol, comme on parle d'une tempête de sable. Donc ce sont des mécanismes qui sont vraiment similaires et on va avoir l'effet du vent qui va singulièrement nous compliquer la situation. Wind plays a major role during a blizzard. Because of its extraordinary speed, the wind blows away snow as it falls and lifts the snowflakes already set on the ground to such a degree that it creates a sudden and unforeseeable build-up of snow. A real challenge for drivers. Un des problèmes essentiels liés au transport de neige par le vent, c'est l'accumulation. L'accumulation de neige dans un endroit où on voudrait qu'il n'y ait pas de neige. La neige est arrachée là où le vent est le plus fort, là où il souffle en rafale, au moment des rafales, et puis la neige se redépose là où le vent ralentit, où il est plus faible. This redistribution of snow by the wind is extremely destructive and can result in devastating consequences, both in the lowlands and in the mountains. Ça va augmenter les quantités de neige dans les zones de départ d'avalanche. Ça peut être aussi de la neige qui va se déposer sur des axes routiers. Et puis ça peut être aussi de venir se déposer autour des bâtiments et obliger un déneigement intense pour accéder aux bâtiments. But the sudden formation of snowdrift isn't the only danger for those caught in the clutches of a blizzard. The wind quickly starts to blow away the blanket of snow, disorientating the people. Due to the wind's strength, snow from a blizzard is transported across long distances, which sometimes reduces visibility to several meters. When this opaque blanket of snow falls, you find yourself in a whiteout, shaken around inside like a giant washing machine. Un blizzard, ça peut s'apparenter un petit peu à ce qu'on retrouve dans des brouillards très, très denses. Par contre, dans un blizzard, à la différence d'un brouillard, vous ne voulez pas nécessairement être à l'extérieur et vous faire balayer par cette neige et ces vents et très souvent des températures très froides. Donc, ce n'est vraiment pas des conditions pour être à l'extérieur. The areas affected by a blizzard become death traps. Être dans des conditions de blizzard, c'est un peu comme si on vous avait mis dans une pièce où on ne voit pas à 2 mètres, on voit à peine ses pieds et on vous fait tourner les yeux bandés pendant 4-5 tours et on vous dit bah maintenant réorientez-vous. Tossed around in the middle of the blowing snow, people lose their sense of balance and coordination and are often swept away by the very strong winds. With freezing temperatures able to drop down to minus 50 degrees centigrade, as well as heavy snowfall, the blizzard is a real white hell. D'abord, il y a la neige qui vous tombe dessus avec intensité à un rythme de 3 à 5 cm à l'heure. Et en plus, les vents se chargent de reprendre cette neige au sol et de la projeter en l'air. Donc, vous vivez une double tempête dans le même moment. Donc là, la visibilité va se retrouver sérieusement compromise. Et le problème, c'est que ça dure pendant des heures. Donc là, vous vous retrouvez dans un voile blanc complètement entouré de neige. Vous n'y voyez rien et il n'y a pas moyen de s'en sortir. Puis d'autant plus que ces phénomènes-là sont souvent jumelés avec du temps très froid. Donc, ça augmente le côté périlleux. A force of nature that blows away everything that stands in its way, even weather reporters who are surprised by the way the wind roars. The other thing that's new for me, too, is the sound of the wind. It's called the roar. It's a roar and it's a scream, and it's something you've just never heard if you haven't heard winds over 140 kilometers per hour. Yeah, this is definitely what we call the hurricane roar, and that's what I'm always looking for. And it's almost a subsonic. Have you ever been to a concert? But how do these strong winds form? C'est le déplacement de l'air qui va se déplacer des anticyclones vers les dépressions. Et va s'ajouter à ça un élément qui est dû à la rotation de la Terre qui va faire que le vent va avoir tendance à tourner autour des dépressions, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans l'hémisphère nord. The larger the depressions, the more powerful the winds.
and wind speed increases when there are no obstacles in its way. So the Great Plains of Canada, which are both near the Arctic and also where winds can strengthen for miles, form the ideal conditions for the formation of a blizzard, a phenomenon that scientists have sorted into various categories. On peut regrouper les blizzards sous 3 différents types. Donc, il y a un type vraiment où on a un blizzard sans chute de neige. Donc, c'est un blizzard qu'on connaît plus souvent dans les grandes prairies canadiennes, quand on a eu des précipitations tout de même dans les derniers jours. Il faut que la neige soit relativement fraîche ou que la neige soit très sèche, donc il n'y a pas vraiment de compaction et qu'elle reste disponible pour les vents, vraiment pour qu'elle soit soulevée et qu'elle réduise la visibilité. Prairie blizzards are caused by the movement of masses of cold air from the Arctic. They pass through the Rocky Mountains of Alberta and progress towards the center and east of North America. It's a common phenomenon that happens every winter and is accompanied by bitterly cold temperatures. Vous avez là un blizzard, souvent avec des températures de moins 20, moins 30, moins 35 degrés, qui peut perdurer sur 1, voire même 2 jours. Un deuxième type de blizzard qu'on pourrait identifier qui est plutôt dû à ce qu'on appelle l'effet de lac. The Great Lakes of the US are often referred to as inland seas, with a total surface area of 245,000 square kilometers, more than 3 times the size of the Channel. Vast and deep, these lakes preserve their heat during the summer and retain a temperature between 5 and 10 degrees Celsius up until early winter. The current of air which flows from the Arctic towards the southeast of the country is at minus 15 degrees. This difference in temperature generates a phenomenon known as free convection. Coming into contact with cold air, the evaporated water will transform into snowflakes and form huge bands of snow that can extend across thousands of kilometers. Ça peut donner des quantités de neige astronomiques et souvent c'est accompagné de vent et de visibilité nulle également. Et le troisième type de blizzard, vraiment le blizzard associé à des tempêtes de neige intenses, c'est plutôt la côte est américaine, l'est du Canada qui vont subir ces blizzards-là. This type of blizzard is caused by the collision of 2 different masses of air. The first, hot and humid, comes from southern seas. The second is a mass of cold air from the north. Upon contact with each other, a cyclonization will occur, creating strong gales as well as intense snow. These strong winds, alongside heavy snowfall, will give rise to powerful and blinding blizzards. C'est une tempête très intense qui va avoir des vents forts, qui va avoir de la neige soutenue, et cette neige-là va tomber pratiquement à l'horizontale, donc va vraiment réduire la visibilité. When meteorologists identify this type of formation, publicizing this information is the best weapon to battle against the effects of a blizzard. Even in Canada, where the population is used to facing more than 30 snowstorms a year, the word blizzard still ignites fear due to its potential for catastrophic consequences. Le blizzard, c'est tout simplement une tempête là, qui a dégénéré. Donc, il y a des tempêtes majeures, 25 cm et plus. Et à l'intérieur de ces tempêtes-là, il y en a des hyper fortes, hyper intenses, où on va se retrouver avec des accumulations de 30, 40 cm de neige, mais surtout, qui dit tempête en météo, dit vent. Et là, quand on a des vents, c'est 80, 90 km à l'heure qui vont accompagner de telles accumulations de neige. Vous jumelez le tout et ça nous donne des conditions absolument désastreuses pendant plusieurs heures. C'est la définition d'un blizzard. Il vente à Montréal, pas de doute. Dans les dernières minutes, j'ai enregistré avec ma petite station météo des rafales à 58,4 km/h. Pour avoir un avertissement de blizzard au Canada, on parle de vent minimal de 40 km/h, mais souvent, on va avoir besoin de vent un peu plus fort que ces valeurs-là. Donc, tout dépend également du type de neige qui est au sol, du type de neige qui est à soulever. Strong winds lift up fine and dry snow that swirls around, a phenomenon known as blowing snow in Quebec and snowplow in France. Vous pouvez effectivement avoir l'impression que la neige vous passe sous le nez à très grande vitesse. Eh bien, c'est effectivement normal, puisque la particule de neige, eh bien, elle va être soumise à la gravité, c'est-à-dire qu'elle va tomber dans ce sens-là, mais elle va être aussi soumise à l'influence du vent. Et le vent va se déplacer principalement dans cette direction. Donc, on a des épisodes avec des fortes vitesses de vent et donc des fortes vitesses horizontales des particules de neige.
Just like rough seas driven by the wind, surges of snow in strong, gusting crosswinds will lift and completely obstruct visibility. Un blizzard, c'est vraiment une incapacité à voir devant nous. J'ai déjà traversé un blizzard en voiture, qui n'était pas un blizzard sévère, mais qui avait des bandes relativement fortes qui réduisaient la visibilité à quelques mètres. Et c'est comme si on balançait une couverture blanche devant vous, puis vous ne pouvez plus voir. During this extreme phenomena, the loss of coordination can have dramatic consequences. Je me souviens, j'ai travaillé dans l'Arctique pendant 1 an et je me suis retrouvé à Hall Beach. Ça, c'est sur le bassin de Fox, là, sur le cercle arctique. Et là, je me suis retrouvé dehors, dans la poudrerie. Donc, la combinaison de tous les vents, les températures très basses et la poudrerie, j'ai perdu complètement mes repères. Et mon confrère de travail, celui qui m'accompagnait, s'était écarté un tout petit peu. J'étais complètement perdu, quasiment incapable de respirer à cause du froid et du vent. Là, heureusement, il est revenu vers moi. Lui, il était familier avec l'environnement, là, parce qu'on peut voir facilement des gens se perdre dans des blizzards. Historiquement, ça s'est déjà vu. Là, des explorateurs qui étaient à 2 mètres de leur campement et qui n'ont jamais retrouvé le campement et ils ont perdu la vie. Leaving people disoriented, sending bitter winds and unpredictable powdery snow, a blizzard is unlike any other storm. To better understand this phenomenon, scientists are specifically studying a type of snow which, even once set, can pose an additional threat if it is blown by the wind. Une fois qu'elle est tombée, la neige continue à se transformer et l'étude de la neige, de ces transformations, va nous permettre de mieux comprendre les différents phénomènes et les conséquences en termes de stabilité du manteau neigeux lorsque différentes couches de neige sont empilées au fil des chutes de neige de l'hiver et qu'elles ont évolué différemment. The study of snowflakes is one of the key ways to understand the workings of a blizzard. In the cloud, situated at 2 kilometers in altitude, water is present in 3 forms. Its gaseous form, water vapor, its liquid form, droplets of water, and its solid form, ice. On a very small scale, this ice comes in the shape of a small hexagon. Depending on temperature and humidity, these hexagons interlock like Lego pieces and increase in size to form ice crystals in the shape of slabs, or otherwise assemble vertically to form crystals in columns. These hexagons can also interlock by the edges and grow to form the well-known 6-pointed star shape. Once these different crystals form, they will fall. Upon contact with the ground caused by the wind, they undergo another transformation. Si on réfléchit aux particules qui étaient au niveau du sol, eh bien, elles vont être arrachées, elles vont retomber au niveau du sol, elles vont progresser par petits bonds avant d'être transportées dans l'atmosphère. Et là, il y a de nombreux chocs. Tossed about by the wind, these snow particles disintegrate and become minuscule. When they collide with others, they stick together. We call this cohesion the sintering process. Et ça va nous créer des surfaces qui finalement sont très dures. Une congère, une accumulation de neige, parfois vous pouvez marcher dessus sans vous enfoncer. Une corniche, on peut tenir dessus parfois. Donc on a un type de neige qui est un peu différent. In France, in order to understand all the mechanisms, researchers in Grenoble are studying the development of snow in laboratory settings. These are cold rooms, maintained at a temperature about -20 degrees. With the use of a macroscope, they can take photos at different stages of the snowflake's development, from the moment it leaves the sky until its gradual deterioration in the winds of a blizzard. En premier lieu, on reconnaît encore le cristal de la forme dans laquelle il était dans le nuage, mais ça commence à s'émousser, ça commence à se dégrader. Et soit il va se transformer en donnant des grains qui acquièrent de la cohésion, c'est-à-dire qu'il y a de la matière entre ces 2 cristaux. En fait, on crée du liant et ils vont avoir plus de mal à se détacher les uns des autres. But the crystals can also transform upon contact with liquid water. Et là, tout ce qu'on a vu, en fait, ce sont des grains qui n'ont jamais vu l'eau liquide. C'est-à-dire que tout s'est fait entre la glace, l'eau sous forme solide, et l'eau sous forme vapeur contenue dans l'air.
At this stage in the snowflake's transformation, the snow crystals have not yet come into contact with water in liquid state. The snow, still light, can therefore still be lifted up by the wind. But encountering rainwater, sunbeams, or even the passing of warmer air can start to make it melt. When this occurs, the appearance of the snow crystals will change entirely. Once wet, the flakes will truly be able to stick to each other. Et ça va faire des gros grains ronds et qui ont d'énormes ponts de glace que vous voyez ici, qui leur donnent une excellente cohésion et qui ne pourra pas être arraché par le vent. The study of these different snowflakes helps us to figure out the mechanisms of a blizzard. Il y a de la neige qui ne sera jamais dans le blizzard, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on prendrait des glaçons dans la figure, mais toutes les neiges sèches, en fait, qui n'ont pas vu encore l'eau liquide, celles-là vont pouvoir faire de la neige à blizzard. Temperature therefore plays an important role in the formation of blizzards. Because the colder it is, the drier the snowflakes remain, and the longer they will take to deteriorate and amalgamate. Swept away by violent gusts of wind, this blizzard snow is a real danger. Vraiment, le type de neige propice à la formation d'un blizzard, c'est une neige qui est sèche, qui va être facilement soulevée par le vent. C'est tout le contraire de ce qu'on appelle ici une neige à bonhomme. Donc, une neige qui est faite pour former des bonhommes de neige. Donc, une neige à bonhomme, c'est une neige qui est gorgée d'eau, qui est très, très collante, qu'on peut faire des balles très facilement avec. Donc, c'est vraiment pas le même type de neige. Because it is dry, blizzard snow is lighter, less dense and less volatile. It can be lifted and then accumulate all in one go, even by the slightest breeze. Au final, il n'y a pas besoin d'un gros épisode pour que sur les routes, ça soit accidentogène. Il suffit d'une faible accumulation, il fait grand beau, vous êtes sur une route, vous voyez la route noire, puis vous avez un virage, et à la sortie de ce virage, en fait, eh bien, il y a une petite accumulation, et cette petite accumulation va être suffisante pour être très surprenante pour le conducteur et générer un accident. Inhabitants of the United States are often well accustomed to this phenomenon, especially in New York. But there are some extremely powerful blizzards that have stuck in their memories. For example, in January 1996, more than 1.2 meters of snow fell on the east coast, along with winds that exceeded 100 kilometers an hour. In cities, life came to a standstill. Shops closed and aeroplanes were not allowed to take off. So just stay in line and we'll do what we can, but the airport is closed. More recently, in 2016, also in the United States, a blizzard nicknamed Snowzilla killed 55 people in 14 states. Gales of 137 kilometers an hour were recorded, and up to 1.7 meters of snow fell in North Carolina. It's crazy. It just went from 70 degrees and now it's snowing out here. When a monster blizzard like Snowzilla occurs, human casualties only add to the economic disaster triggered by such a phenomenon. Lorsqu'une ville très peuplée, comme par exemple New York a connu il y a quelques années, Boston ou même Montréal, on peut, oui, parler de catastrophes naturelles parce que souvent, pour quelques jours, les activités économiques de cette ville-là vont être fortement diminuées. Impassable roads, flights cancelled, schools closed, and ambulances brought to a halt. Every year, new victims are claimed by blizzards. In March 2017, 20 people died during Winter Storm Stella in North America, a blizzard caused by exceptional circumstances, which residents of Quebec have described as the storm of the century. On a eu une période de neige intense, ça c'est quand même caractéristique. Vous avez la neige qui s'installe en journée, là il y a le cœur de la tempête qui s'amène. On est à 16 heures en fin d'après-midi et là jusqu'à 23 heures en fin de soirée, la neige va redoubler d'intensité et là on va connaître nos vents les plus forts, la visibilité tombe au plancher, les routes deviennent impraticables, on a des bouchons de circulation, il y a des gens qui vont passer la nuit complète immobilisés dans leur véhicule sur le réseau routier de la région de Montréal. Stuck inside the car, the temptation is to leave the engine running in order to stay warm. This, however, is a serious mistake.
Durant le blizzard, parfois, il peut y avoir des intoxications au monoxyde de carbone dans les gens, dans leur voiture, qui sont pris, par exemple, dans un accident. La neige, le blizzard continue de tomber, vient boucher le tuyau d'échappement de la voiture, et là, il y a une intoxication au monoxyde de carbone. Donc, c'est un des types de décès qu'on voit relativement souvent lors de blizzards importants et lors qu'il y a des accidents en voiture. Extreme blizzards claim their victims in other ways. In cold weather, the physical body is pushed to its limits, which at times leads to heart attacks. According to researchers at the University of Montreal, these increase from 16% to 34% after episodes of heavy snow. Because of these tragic events, major North American cities have learned to live under the constant threat of blizzards. When they do occur, the population knows to keep travel to a minimum and to keep a close eye on the weather report. Once the catastrophe has passed, life can slowly resume once again. L'inconvénient avec les blizzards, c'est que c'est quelque chose qui arrive de façon très ponctuelle. Évidemment, aussitôt que le blizzard est terminé, au lieu de rester que la ville soit paralysée, par exemple, en 1971, le 4 mars, quand on a eu la tempête du siècle dans le sud du Québec et à Montréal, avec 47 cm de neige, là, évidemment, la ville est restée paralysée pendant pas loin d'une semaine. Ça, c'est une chose. De nos jours, un blizzard, on s'en remet au bout d'une journée et demie. Là, sur l'essentiel, tout se remet à fonctionner quand même assez rapidement. As soon as the blizzard passes, it leaves behind a considerable build-up of snow. This requires the onerous job of clearing snow from the roads and infrastructure. The priority is to unblock transport routes in order to resume traffic. Well equipped, the Canadians have developed powerful snow removal machines and can better prepare themselves for the impacts of a blizzard thanks to the increasingly accurate forecasts from scientists. Les blizzards sont quelque chose d'assez bien prévu parce que souvent ce sont des phénomènes tout de même à grande échelle. Quand on parle de tempêtes d'hiver très fortes, donc de dépressions très creuses, c'est quelque chose qui est massif, c'est quelque chose qui est étendu sur plusieurs centaines de kilomètres. Ce ne sont pas des choses à l'échelle, par exemple, d'un orage, qu'on parle de quelques kilomètres, on parle plutôt de centaines, voire de milliers de kilomètres. Donc oui, c'est des phénomènes qui sont relativement bien prévus. Knowing blizzards well and informing the general public in advance is a major factor in fighting against this force of nature. A phenomenon so dangerous that a simple forecast error is enough to wreak havoc across a whole country. Lors du fameux blizzard en 2017, là, le 14 mars, là, ça demeure quand même un petit peu une énigme parce qu'il y avait des prévisions, il y avait quand même des avis concernant l'importance de la tempête, mais le terme blizzard a peut-être été sous-utilisé dans la diffusion du message au préalable avant que ça arrive. Donc, ça explique peut-être qu'on a eu à subir davantage de pertes de vie lors du passage de cette tempête. Although blizzards predominantly strike in colder regions of the world, such as Canada, they can often occur in milder regions, like here in Turkey in 2017 in Istanbul, or 2018 in Tehran, Iran. Even France is not spared from these extreme weather conditions. Here, like in Canada, storms are also due to the collision of a mass of cold air with a mass of hot air. But thanks to the pleasant climate in France, blizzards do not strike more than 2 or 3 times a year. And they strike in colder regions where the winds can be stronger, in open plains, and especially in the mountains. Alors le blizzard en France n'est pas forcément extrêmement courant, hein. Ça existe quand même dans les situations tempétueuses en haute montagne, dans les Alpes par exemple. Et finalement c'est une situation qui en France est plutôt fréquente sur les sommets des ballons d'Alsace ou les grands plateaux du Massif central, où là il y a de grandes zones d'altitude où la neige peut être froide et très ventée pendant des durées importantes. In France, what qualifies as a blizzard is equal to that of a superstorm in which the wind exceeds 90 kilometers an hour, with gusts of up to 110 kilometers an hour. A phenomenon that can be seen in open plains, but which is all the more dangerous if it occurs in the mountains, because of what scientists call the relief effect. Le déplacement de l'air va être
modifié par le relief, canalisé par le relief, c'est-à-dire que l'air qui se déplace va devoir monter le long du flanc de la montagne. Donc, en fonction de la topographie, on va avoir des zones où on va avoir des accélérations du vent et des zones où on va avoir au contraire des décélérations, là, des endroits où le vent va être plus calme. Les zones d'accélération, c'est principalement les cols ou les zones de crête. In hydrodynamics, air retains its mass while moving. So when the wind meets a narrowing or an obstacle, like in the mountains, the wind must accelerate or change the direction of its flow in order to retain its mass. In France, mountain blizzards are even more violent due to the relief, which intensifies the wind speed. But a second factor which worsens the conditions of this storm for people and infrastructure at an altitude is the transportation of snow by the wind. Dans un premier cas, où en fait la neige va être simplement reprise au niveau du sol, eh bien ça peut simplement se traduire par une couche de neige. This layer of snow carried by the wind will become denser and block out the ground visibility. Et puis, plus la vitesse du vent va augmenter, plus ces particules vont être arrachées. Donc cette couche, finalement, elle va être de plus en plus importante. On va avoir des hauteurs de transport assez conséquentes. Ça peut même monter jusque dans l'atmosphère. On parle de montagnes qui fument. This snow that is lifted up by the wind will add to the falling snow in the blizzard, causing extensive damage. On a une tempête de neige avec beaucoup de neige qui va tomber au niveau du sol et du vent en même temps. Et là, on tombe sur des gros épisodes avec beaucoup d'influence sur les infrastructures, sur le déplacement des gens. When a blizzard hits the open plains, the snow that accumulates through the gusts of wind can cause accidents. The road becomes slippery and vehicles rapidly lose control. But when the blizzard hits the mountains, that's when it can cause serious damage. Vient s'ajouter autre chose qui concerne d'une part les stations de ski, qui va être la gestion de la neige sur le domaine skiable, puisque au niveau d'une crête, on peut avoir de la neige qui est arrachée. Et donc, vous avez de la neige partout sur le domaine, sauf au niveau de la crête. Donc, il va falloir gérer cette problématique. Another issue at stake is that when the snow is transported by the wind during a blizzard, this also increases the risk of an avalanche. Il va y avoir la formation de corniches, donc le relief est toujours la clé explicative. Vous avez du vent, il va être accéléré, la crête va être dégarnie, il va y avoir formation d'une corniche, formation de ce qu'on appelle une plaque à vent avec une structure particulière. Si cette plaque à vent qui est assez cohésive, elle se retrouve au-dessus d'une couche fragile, il va y avoir des risques supplémentaires. In France, 2/3 of mountain accidents caused by avalanches are linked to snow being transported by the wind. To avoid the worst-case scenario, meteorologists monitor storms in mountainous regions that are likely to turn into a blizzard. But the consequences of this force of nature remain unforeseeable. For example, in January 2018, Storm Eleanor took 7 victims in France. Le blizzard qu'on va dire peut-être le plus fréquent en montagne est celui qui finalement est lié aux grandes tempêtes atlantiques. Typiquement, la tempête Eleanor, qui était le 3 janvier 2018, a donné des conditions au-dessus de 2000-2500 mètres environ, qui étaient des conditions totalement comparables à des grands blizzards de l'Amérique du Nord. With more than 50 departments giving orange weather warnings, Eleanor is the deadliest storm in France since Cynthia in 2010. Cette tempête a entraîné des vents supérieurs à 150 km/h pratiquement partout au-dessus de 2500 mètres. Et donc, elle a entraîné la fermeture par précaution de pratiquement l'ensemble des stations de sport d'hiver pendant environ 2 jours. As well as violent winds and the danger of avalanches, mountain blizzards leave behind a bitter cold that freezes everything in its path, which particularly affects humans.
Souvent, quand il arrive des blizzards, on connaît des températures relativement froides. Donc, on peut parler de moins 20 degrés Celsius, de moins 30 degrés Celsius même. Alors, il y a l'effet de refroidissement éolien. Donc, la peau qui est non protégée peut subir des engelures assez rapidement. On parle de quelques minutes, voire une dizaine de minutes. The wind, the snow and the cold, these are the three factors that make blizzards a ruthless killer. Caught in this white hell, people can feel like they are frozen due to the extreme nature of the temperature. La différence entre la température observée, mesurée et la température ressentie, elle va être principalement due à l'effet du vent. Un exemple, si on a une température de moins 10 degrés et un vent modéré de 30 km à l'heure, on va avoir une température ressentie qui pourrait être de moins 20 degrés. The differences in temperature determines the strength of a blizzard, but they can also cause a different phenomenon just as dangerous, an ice storm. In the event of an ice storm, it's not snow that buries the town, like in a blizzard, but ice. Amongst the most deadly ice storms, the one of January 1998 in Quebec remains engraved in people's memory under the name the Great Ice Storm of '98. Although only 1 to 2 centimetres of freezing rain was expected, 10 centimetres fell in just 5 days. Compact layers of ice accumulated and paralysed cities. Due to the weight of the ice, almost 1,000 steel pylons and 3,000 kilometres of power lines were destroyed. Half of Quebec was plunged into total darkness as 1.4 million inhabitants were left without electricity for lighting or heating for more than a month. 600,000 people were made homeless and 30 people died. How did this happen and what caused this ice storm? The formation of ice begins with a layer of above freezing air above a layer of sub-freezing temperatures closer to the surface. Frozen precipitation melts the rain while falling into the warm air layer and then begins to refreeze in the cold layer below. If the precipitate refreezes while still in the air, it will land on the ground as sleet. Alternatively, the liquid droplets can continue to fall without freezing, passing through the cold air just above the surface. This thin layer of air then cools the rain to a temperature below freezing. However, the drops themselves do not freeze, a phenomenon called supercooling. When the supercooled drops strike ground or anything else below 0 degrees centigrade, a layer of ice accumulates as the cold water drips off, forming a slowly thickening film of ice, hence freezing rain. During a blizzard, the crystals inside the cloud that fall as snow when crossing a very cold atmosphere must meet a warm mass of air coming from the south. The snow then crosses this layer of above freezing air and it melts. In an ice storm, the formation of ice begins with a layer of air that is above freezing, which sits on top of a layer of air that is below freezing. The snow melts as it enters the warm air layer, but then immediately begins to refreeze in the cold layer, turning into sleet or ice. Extremely exposed to this type of weather, the Montreal region suffers from between 12 and 17 ice storms a year. But the majority only last several hours, and the accumulations of ice barely exceed a few millimetres. However, in 1998, between 5 and 10 centimetres of ice built up, causing $1.5 billion worth of damage. To this day, the ice storm of '98 remains an unusual occurrence, making Canadian history. But because they are a lot more frequent than ice storms, blizzards cause more damage. Every year they kill people across the world by combining low temperatures, violent winds and sudden accumulations of snow. A force of nature that mankind has been dealing with for centuries, like here in Chicago in 1933 or in Canada in 1947, when a terrible blizzard paralyzed the whole of northwestern Quebec for 10 days. People had to jump out their windows or even dig tunnels to get out of the house. The snow, which piled up past the top of the telephone lines, prevented trains from running normally and blocked infrastructures. Even today, when a blizzard occurs, the weather forecasters struggle to anticipate certain snowfall. Une des difficultés, c'est justement la neige qui tombe. Quand elle tombe, ça se mesure assez bien. Mais quand le vent s'amuse avec la neige en question, là, vous courez après vos flocons. Alors là, vous allez avoir, par exemple, un endroit où il va y avoir 1 centimètre au sol et vous allez avoir un autre endroit où vous allez vous retrouver avec 1 mètre de neige au sol. Souvent, ça va qualifier aussi l'intensité d'un blizzard, l'épaisseur, la hauteur des congères, des bancs de neige là, qui vont avoir été créés par la force des vents. The measurement of the amount of blowing snow is a key factor in our understanding of blizzards. Today, scientists use devices with cutting-edge technology to observe the amount of snow moved by the wind.
in the mountains, the figures can be rather impressive. Si on parle en ordre de grandeur, c'est-à-dire une estimation grossière, eh bien, dans les Alpes, si vous prenez 1 mètre de crête, ici voici ma crête, mon vent arrive comme ceci, quelle est la quantité qui va être transportée? Eh bien, pour une année, vous allez à peu près avoir 100 tonnes qui vont passer sur cette crête. Donc 100 tonnes de neige, juste dues à l'effet du vent, vont passer au niveau de cette crête. Si on passe à un autre continent, l'Antarctique, eh bien là, on va changer d'ordre de grandeur. On est sur 1000 tonnes qui vont passer par cette... Alors là, il ne s'agit pas d'une crête, mais par cet endroit qui fait 1 mètre. In order to measure the blizzard and the amount of transported snow, France Weather and Austere, the National Institute of Scientific and Technological Research for the Environment and Agriculture, share an experimental site at the top of Alpe d'Huez ski resort, at an altitude of 2,720 meters. With its unique topography, the mountain pass of Lac Blanc is a real natural wind tunnel. The equipment set up shows that the site sees episodes of snow being blown by the wind for 10% of the time. Thanks to the numerous sensors connected to various automatic stations, scientists can study the effects of wind on the movement of snow. Donc on a installé ici un profil de mesure verticale de vent, donc, pour tenir compte du ralentissement du frottement du vent sur le sol, donc à différentes altitudes. Ce profil est réglementaire, donc il suit l'épaisseur du manteau neigeux. Et pour plus de précision, on a installé aussi un anémomètre sonique 3 dimensions qui lui mesure plus précisément et plus rapidement les variations du vent. Another precious detail in measuring the strength of a blizzard is the size of the snow particles transported. This must also be calculated. Donc ici, on dispose de capteurs dédiés au transport de neige par le vent, donc qui s'orientent en fonction de la direction du vent. Et ici, on a un capteur avec 2 branches, un faisceau optique entre les 2 petits bras, et les particules viennent croiser ce faisceau optique, et on vient mesurer la taille des particules qui croisent ce faisceau. The results of the sensors are compiled by computer before being sent off to researchers. Donc on peut voir ici les mesures faites par le capteur de vitesse et direction du vent. Et on voit typiquement qu'en dessous d'un certain seuil de vent, en fait, les particules ne sont pas mobilisées. Et à partir d'un certain seuil de vent, les particules se mettent en mouvement. En fait, les grains au sol sont tenus par des petits ponts de glace. Et tant que la force du vent n'est pas suffisante pour arracher ces petits grains de glace, il n'y a pas de mécanisme de transport. À partir du moment où on a dépassé ce seuil, les premières particules s'arrachent et vont en impacter d'autres et ainsi de suite, et on va avoir le déclenchement du mécanisme de transport. Depending on the quality of the snow, the wind speed must be fairly strong to transport it. Lorsque le vent est suffisamment violent, alors pour de la neige fraîche aux alentours de 4 à 6 mètres par seconde, et puis, en fonction des transformations, eh bien, il faudra une vitesse de vent de plus en plus importante. Donc, on peut avoir des neiges vraiment transformées. Et là, il faudra des vents de quelques 20 mètres par seconde, donc, ce qui est conséquent pour pouvoir les arracher du manteau neigeux. 20 meters per second, namely more than 70 kilometers an hour. It's more than what is needed to lift light snow, given that even a mere wind of 10 kilometers an hour manages to transport it. But the harder snow is only lifted with winds reaching 100 kilometers an hour. There are 2 types of this transport mechanism in which snow is blown by wind. Crawling, where the grains of snow crawl across the floor, and saltation, where the grains are torn away from a layer of snow of at least 10 centimeters, and they advance through leaps and bounds. In this case, their propagation is turbulent, and the grains of snow can be carried up to 100 meters high, like in a sandstorm. Running on empty, the snow accumulates everywhere, and not always where desired. En France, un des problèmes essentiels liés au transport de neige par le vent, c'est l'accumulation. L'accumulation de neige dans un endroit où on voudrait qu'il n'y ait pas de neige. Ça peut être un bâtiment, ça peut être une route, ça peut être un couloir d'avalanche. All over the world, accumulations of snow are a real burden for infrastructure. They prevent cars from circulating, disrupt traffic, and people have to use a shovel to dig themselves out of the snow. To avoid these surprise accumulations blocking the motorways,
Scientists must therefore anticipate this phenomenon from its very beginning. Il existe tout un jeu de dispositifs qu'on peut mettre en place. Bon, le premier dispositif consiste à avoir des formes très aérodynamiques. On peut surélever par exemple les routes, donc on va avoir une accélération locale. On va éviter les zones qui sont en déblai. En fait, il est préférable d'avoir des zones qui sont au contraire en remblai parce qu'on a cette fameuse accélération. When the roads cannot be raised, obstacles are created in order to block the snow in its tracks. C'est-à-dire que si la route est ici, le vent arrive dans ce sens-là, on va créer artificiellement des obstacles pour que la neige se dépose avant la route. Et donc si elle se dépose là, elle n'ira plus là. Since it is impossible to prevent a blizzard, we must construct equipment that is able to withstand it. This is essentially what scientists are doing in the Alps at the Goûter Refuge, located at 3,835 meters of altitude. The structure of this cutting-edge hut has been tested as a model in an artificial wind tunnel. This device is capable of recreating violent blizzard conditions, including the wind and accumulation of snow. Les enjeux, ils étaient de deux sortes. D'une part, permettre un accès au refuge, c'est-à-dire que les entrées devaient être au maximum dégagées. Et puis, un autre aspect, au contraire, là, il fallait essayer de générer une accumulation sur le fondoir, puisqu'on peut faire fondre la neige pour l'alimentation en eau du refuge. Et donc, au contraire, il fallait que le fondoir soit situé dans une zone d'accumulation de la neige. A success. Thanks to the tests conducted by the scientists, the Goûter Refuge, with its aerodynamic form, is capable of resisting extremely violent blizzards, with winds here capable of reaching 300 kilometers an hour. Its snow melter, where the snow accumulates, enables the possibility of collecting and storing 18,000 liters of water. Through studies and calculations, mankind has finally managed to tame the infamous blizzard, a huge feat. On essaye d'utiliser au mieux les forces de la nature de la façon qui nous arrange le mieux, en quelque sorte. Et effectivement, il s'agit un peu de jongler avec les éléments, mais le jeu est limité parce que, en fait, bien souvent, la nature nous impose des contraintes contre lesquelles il est quand même difficile de lutter, qu'il est difficile de contrecarrer. A superstorm arriving from the cold, harsh winds combined with near freezing temperatures, fine and light snow that pelts down and accumulates. The blizzard is one of the most impressive forces of nature on Earth. Like a hurricane, a blizzard is formed when a warm mass of air collides with a cold mass of air. This weather phenomenon that generates strong winds and heavy precipitation will cause even more damage when it occurs in winter, in regions closer to the poles. When combined with cold weather, this superstorm produces a huge formation of snowflakes that fall, get dragged away by the wind, and form piles of snow. With a reduced visibility that makes you lose your bearings, but also triggers the risk of chilblains, suffocating, a heart attack, and, above all, road accidents, being caught in a blizzard should be avoided at all cost. However, every year across the globe, people die at the mercy of these superstorms. To predict these phenomena, scientists continue to closely study these three ingredients: wind, snow, and cold temperatures. Another key in tracking blizzards is the broadcasting of information. In high-risk countries, alerting the nation is a very serious matter. Finally, thanks to fine-tuned devices that are capable of clearing huge quantities of snow, we can now recover more quickly from this deadly weather phenomenon. But for how much longer? In an age where the planet is undergoing climate change, you might think that blizzards will become less common and less violent. On the contrary. La science des changements climatiques nous enseigne que avec le réchauffement global, on risque d'avoir des hivers un petit peu plus courts, moins de chutes de neige en termes de quantité totale pour un hiver. Par contre,
Ce qu'on semble vouloir connaître également, c'est des tempêtes plus intenses. By generating larger storms, global warming could therefore potentially provoke even larger blizzards. In other words, types of winter hurricanes. Si votre température de l'eau de l'Atlantique est plus élevée que ce qu'on a connu historiquement, ça, c'est un capital en humidité, c'est un capital en énergie aussi. Alors ça abreuve les tempêtes. C'est bon pour les ouragans, c'est bon aussi pour les tempêtes qui peuvent se développer en temps hivernal. Are we going to have to confront increasingly violent blizzards? The recent storms Stella, Eleanor or Snowzilla, which have struck Europe and America, seem to say so. But thanks to science, we are beginning to better understand this terrible force of nature in order to better protect ourselves. They're huge funnels of wind, fallen from the sky, traveling at great speeds, sweeping up everything in their path. As I was lifted up in the air, my glasses fell off. It just stumped something and the ceiling came off and all the stuff came on me. Tornadoes are a force of nature. There's nothing that can stop them. Il est hors de question d'affronter un monstre pareil, un phénomène aussi destructeur qu'une tornade. Thanks to science, we now know that these giant vortexes are created in the eye of the most violent storms. When masses of air at different temperature and humidity meet, and when winds blow at the pace of a high-speed train, the conditions are perfect for creating one of these terrifyingly powerful monsters. Les vents les plus forts à la surface de la Terre possible ont lieu dans les tornades. Tornadoes can take on vastly different forms, such as these waterspouts over the ocean. On the ground, their power is unrivaled. Inside the biggest vortexes, winds reach up to 500 kilometers per hour. What's more, just one storm can produce several tornadoes at a time across several kilometers. But what are the most extreme forms of tornado? Our first stop is in the USA, one of the countries that experiences the most tornadoes each year. Aux États-Unis, il y a environ 1200, 1300 tornades chaque année. In Tornado Alley, we discover how what specialists call F5s are formed, the most powerful tornadoes ever measured. We'll find out about the Moore tornado in May 2013, which destroyed almost 1,200 buildings and killed 24 people in less than an hour, creating $2 billion of damage. You literally see it coming down the road, just shredding stuff up, and then, I mean, you just don't think, like, I'm going to survive this. We'll then see how tornadoes have affected many different places on the planet, including France. Here in August 2008, a giant tornado raged through the small northern town of Ormont. C'est un phénomène qui mesurait entre 70 et 100 mètres au plus large, qui se déplaçait à près de 100 km/h. Vous sortez de chez vous, vous arrivez, vous voyez ce phénomène qui arrive. Honnêtement, il n'y a plus rien à faire. Science will allow us to understand just how a tornado is capable of lifting up a truck and sending debris flying several hundred kilometers. On a déjà vu des tornades qui ont produit des projections d'objets telles qu'une clé plantée dans des murs en briques. Finally, we'll discover an even more worrying phenomenon, which is becoming increasingly common in the United States: outbreaks. On peut aller parfois jusqu'à plusieurs centaines de tornades en quelques jours. Hundreds of tornadoes simultaneously ravage an area when ideal conditions are reached. Scientists seek to find out more about the power, speed and destruction level of these tornadoes in an attempt to reduce their impact. It's not yet known whether one day we'll be able to predict them and protect ourselves against them.
A sky infested with deathly dark clouds, the rumbling sound of thunder. Suddenly, a strange mist springs up above the storm. It's shaped like a funnel, turning in on itself. Upon touching the ground, it becomes a tornado, destroying everything in its path. Every year, they're the talk of the media. We're fascinated by their seemingly uncontrollable power and the huge devastation left in their wake. Though the public may know little about these forces of nature, scientists have managed to uncover most of the secrets surrounding these giant whirlwinds. But what exactly is a tornado? Alors une tornade, c'est un tourbillon dans lequel règnent des vents extrêmement violents et qui prend naissance à la base de l'orage et qui descend jusqu'au sol. A huge vacuum that sucks up everything in its path, born in the most powerful of storms. Today, specialists have a lot of knowledge about this complex and destructive phenomenon. It all relies on the presence of two particularly powerful natural elements. The first is atmospheric instability. When opposing masses of air collide, tornadoes form. The second is the jet stream, one of the planet's strongest altitude winds, which protects and feeds tornadoes. In order to uncover the secrets behind tornadoes, we head to the USA. Aux États-Unis, il y a environ 1200, 1300 tornades chaque année sur l'ensemble du territoire. Mais il faut savoir que les 2/3 de ces tornades se concentrent plus spécifiquement sur la tornado alley, une grande partie des plaines du centre et de l'est des États-Unis. The USA is one of the countries which are most affected by tornadoes in the world. In this country of excess, an average of 800 tornadoes rage through Tornado Alley each year. In this huge area, which covers 3 million square kilometers, which is 5 times the size of France, there are not only lots of tornadoes, but they're also amongst the most destructive of their kind. In March 1925, a particularly damaging tornado destroyed 3 central US states. It set a devastating new record. Alors en 1925, on a assisté à ce que l'on appelle la Tri-State Tornado, c'est-à-dire une tornade qui a été la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis, qui a quand même parcouru pendant 3 heures et demie le pays sur une distance de 325 km. Monstrous tornado left 695 people dead. On the 3rd of May 1999, several vortexes suddenly formed, one of which was a giant tornado made up of the fastest winds measured on Earth, 484 kilometers an hour. The total cost of the damage caused has been estimated at almost $3 billion. At the end of May 2013, the largest tornado in history was measured in El Reno, Oklahoma. It measured more than 4 kilometers at its base, which is the equivalent of 7 of Paris's arrondissements. Quand on l'apercevait, beaucoup de gens ne se rendaient même pas compte que c'était une tornade, tellement elle était large. On pensait à une espèce de colonne de grêle ou une pluie extrêmement intense. Et il y avait des petits points qui montaient, c'était les phares des voitures qui avaient été aspirés et qui étaient rejetés sur les bords de la tornade. So what explanation is there for this phenomenon and its particular violence in such a specific area of the US? Tornado Alley brings together all the ingredients necessary to form the most extreme tornado-creating storms. It's home to several opposing masses of air. C'est d'une part l'air chaud et humide qui remonte du golfe du Mexique, d'autre part de l'air moins chaud et sec qui vient de la partie sud des Rocheuses, et puis de l'air froid en provenance du Canada ou du nord des Rocheuses qui arrive par le nord-ouest. It's the combination of these 3 air masses, which have different humidity levels and temperatures, that is at the origin of everything. But why? It all begins with the sun. As the Earth is round, the sun's rays have different distances to travel. This creates different zones where the air is warmer or colder. Varying temperatures mean the air behaves in different ways. Physicists are very familiar with this scientific principle. It's called thermal convection. La convection thermique, c'est le phénomène physique qui tente à provoquer des mouvements d'air dans l'atmosphère, ces mouvements étant générés par des différences de température. As air heats up, it expands. The molecules which make it up move away from each other. As there are fewer molecules, the warm air is lighter. On the contrary, if the air is cold, the molecules move closer together. The cold air becomes heavier. It's a process which combines temperature and atmospheric humidity. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'air humide est plus léger que l'air sec. Donc la masse d'air la plus légère dans l'absolu, c'est une masse d'air chaude et humide. Contrairement à de l'air froid et sec qui va être, lui, très dense.
This is exactly what happens in a pan of boiling water. The water vapor which rises is air which is very humid. Going back to Tornado Alley, the dry, heavier air from the southwest of the US passes underneath the warm, humid air from the Gulf of Mexico. It pushes it upwards. As it rises, the warm air cools down and another process turns it into clouds. This process is called condensation. Au bout d'un moment, cet air chaud et humide finit par se refroidir tellement que l'humidité qu'il contient se condense, forme des gouttelettes et donc un nuage d'orage. This kind of cloud is called cumulonimbus. At its heart are what scientists call cells, which are characteristic of storms. In the case of only one cell, a storm is called a single-cell storm. These are the kind of storms you might see in summer, ones which aren't particularly powerful. Some storms, however, are particularly violent. These are supercell storms, and it's these which create tornadoes. This is exactly what happened in the city of Moore in 2013 in the United States of America. On the 20th of May 2013, one of the worst tornadoes in history devastated the city of Moore, Oklahoma. Within 40 minutes, the tornado traveled 30 kilometers, destroying 1,150 houses and 2 schools. We're standing right in the middle of the epicenter of the storm, the path. You can look there and just see how it came through. This is all that remains of one of the schools, the school young Gabriel Wheeler attended. On that day, David, his dad, experienced the worst moment of his life. As soon as I heard that the tornado was coming down 149th Street, I knew it was going to be a direct hit to my son's school. At the heart of the tornado, wind speeds reached 338 kilometers per hour. At such a speed, anything in its path would be swept up. Specialists therefore class this unstoppable whirlwind as a category F5. En termes de destruction, une tornade F5 est ce qu'il y a de plus extrême. Donc ça veut dire des bâtiments, même les plus durs, qui peuvent être soit sévèrement endommagés, soit détruits. Le transport d'objets, bien évidemment, les véhicules qui s'envolent, les camions qui s'envolent. Tornadoes are categorized according to the Fujita-Pearson scale, from F0 to F5, according to the damage they create and the speed of the winds at their center. Alors F0, on va avoir des branches cassées, on va avoir de l'herbe couchée, éventuellement un petit hangar qui peut être endommagé, jusqu'à la F5 qui peut raser un bâtiment jusqu'aux fondations. Compared to this kind of power, F0 can seem a little weak. However, with winds blowing at up to 137 kilometers an hour, F0 has the strength of a violent storm. And a F1, which blows up to 177 kilometers an hour, is the equivalent of a hurricane. This just goes to show that tornadoes are one of the most violent forces of nature. So just how could a F5 have formed in the city of Moore in 2013? Alors, le 20 mai 2013, on avait les conditions entre guillemets classiques, le cas d'école d'une situation à fort risque tornadique, avec de l'air très chaud et humide qui remonte dans un flux de sud depuis le golfe du Mexique, et puis cet air plus sec aussi qui est arrivé par l'ouest du Texas. Donc voilà, une situation classique, et donc un front orageux qui s'est formé à l'interface entre l'air sec et l'air humide, et en plein sur l'Oklahoma. Donc on a eu des orages supercellulaires, tornadiques particulièrement violents. Scientists say that everything stems from the process of convection. The warm, humid air is less dense than the dry air, which pushes the warm air upwards. The greater the difference in humidity and temperature, the stronger the force of the upward push, resulting in quickly ascending winds. In the case of the F5 in Moore, the difference between the dry air arriving from Texas and the warm, humid air from the Gulf of Mexico was huge. The air rose at a speed of 180 kilometers an hour. This speed acts as raw energy. In Moore, it rose by 5,000 joules per kilo. Given the size of the storm, this is the equivalent to the power of the Nagasaki nuclear bomb. And that's not all, as it's here that the third mass of air present in Tornado Alley comes into play. On top of the 2 existing air masses, another colder mass flows down from Canada. The combination of this colder northerly air with the warm southerly air is about to create an imbalance due to differences in pressure. As we have seen, the temperature of air makes it lighter or heavier, therefore air exerts more or less pressure according to its temperature. As nature doesn't seem to be too fond of imbalance, it seeks a way to correct it. On voit tout de suite que les régions chaudes sont plus légères, les régions froides sont plus lourdes, et donc ça va induire
des mouvements d'air du froid vers le chaud pour rééquilibrer justement cette pression. Generally speaking, these movements of air between areas of varying pressure are what we call wind. In Tornado Alley, this wind moves from the polar air, which has more pressure, towards the warm air, which has less. Once again, the difference in temperature and therefore pressure is so significant that this wind, named the jet stream, moves particularly quickly. Ça peut aller de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres/heure, parfois 90 km/h, mais jusqu'à des valeurs extrêmement importantes, de l'ordre de 320, 360 km/h. Et parfois, dans certaines situations, il a dépassé les 500 km/h. This jet stream circulates at altitude, and it's so fast that it creates a suction effect on everything beneath it. Lorsqu'il va passer sur les sommets de l'orage, il va littéralement l'aspirer encore plus haut et donner une capacité d'ascension verticale à l'orage bien plus importante. The jet stream allows the upward movement of the warm, humid air to become so powerful that the storm takes on huge proportions within minutes. Donc ça fait un énorme nuage qui part de 1 km d'altitude jusqu'à 10-15 km. A 14-kilometer high storm cloud that's almost 3 times as high as Mont Blanc. In Moore, in May 2013, this cloud transformed into a deadly beast which would soon unite all the ideal conditions to create a very destructive tornado. Propelled to a very high altitude, the warm air cooled down quickly, which aided the process of condensation. Les gouttelettes vont grossir, il y a aussi des cristaux, des grêlons qui se forment, et donc c'est ça qui donne les fortes précipitations sous les orages. A deluge of rain comes pouring down, but all this precipitation could play a useful role. It could fall upon the storm and kill the source that feeds it, the warm air. Put simply, it could make it disappear. Or it could in normal weather conditions, but not when there's a jet stream, like in Moore. As soon as it reaches altitude, the warm, humid air is pushed by this ultra-powerful wind, and when it turns into precipitation, there's little left that can be done. In May 2013, the tornado began to rage within a matter of minutes. William Diggs remembers it all too well. You can actually see, like, directly in that angle when it was about to touch, and you can see the clouds and stuff spinning around. What William saw is typical during the formation of a tornado. The rising column of air is ready, protected by heavy rain, and only needs to start rotating to create a tornado. And for that to happen, yet another process is needed. This is what scientists call wind shear. Avant la naissance proprement dit de la tornade, l'orage lui-même va se mettre en rotation. Comment ? Tout simplement par un effet de cisaillement. Ce sont des vents de sens opposé qui vont commencer à entraîner une rotation du système orageux. Et c'est seulement après que la tornade va prendre naissance. Wind shear is when winds are traveling in different directions on the ground and at altitude. These opposing winds will trigger the rotation of the storm in 2 stages. Firstly, the rising air begins to rotate upon itself around a horizontal axis. The winds on the ground push it in one direction and those at altitude push it in another. Then, as the air continues to be drawn upwards, the rotation picks back up and forms a huge column of rising, rotating wind. Ce tourbillon géant, qui peut avoir un diamètre variable, c'est entre 1 km et parfois 15-20 km pour les plus gros, s'appelle un mésocyclone. Et là, on va avoir cette rotation qui s'effectue et la colonne d'air chaud qui va monter. The moment the storm begins to rotate and the mesocyclone develops, it becomes a supercell storm. This is the most dangerous category of storm. From this moment on, the active forces within the storm are able to come together to form a particularly destructive tornado. This is precisely what happened on the 20th of May 2013 in Oklahoma. Les cisaillements sur l'Oklahoma ce jour-là étaient particulièrement favorables au renforcement de l'orage et donc de la rotation mésocyclonique. Et c'est ça qui a fait que cette tornade a pu se renforcer rapidement. At 2:56 p.m., a tornado appears 7 kilometers southwest of the small city of Newcastle. At first, it's not very powerful, classed only as F0. But it moves very quickly and soon develops more power. Within barely 10 minutes, it has advanced more than 6 kilometers and reached category F4. Alors une tornade F4, c'est quand même un phénomène dont les vitesses des vents dans le vortex sont comprises entre 300 et 400 km/h approximativement. Et bien évidemment, sur des maisons qui sont américaines, composées essentiellement de bois, de préfabriqués et de placo, il est bien évident que les maisons sont littéralement soufflées.
The tornado continues on its path and crosses the Interstate 35 highway. At the edge of the city, it destroys a ranch, killing around 100 horses. And just as it's getting ready to hit the city, it turns into a category F5. Une tornade F5 sur une zone urbaine est la pire des situations, c'est la situation que l'on appelle catastrophique. Ça veut dire que là, elle va augmenter en puissance, bien évidemment, mais aussi elle va se nourrir de tous les objets qu'elle absorbe et qu'elle va en fait éjecter alentour. Donc autant de projectiles mortels ou potentiellement en capacité de blesser gravement les gens. Et puis elle va bien entendu passer sur des zones urbanisées, donc faire considérablement exploser le nombre de victimes. The residents of Moore are alerted by the media. There's mass panic. The deadly whirlwind is heading straight for them. You literally see it coming down the road, just shredding stuff up. And then, I mean, you just don't think, like, I'm going to survive this. The tornado passes the pharmacy. Customers just have enough time to take shelter in the storeroom. And we could hear the storm go over. Our ears were popping and everything from the pressure change. And you could hear debris hitting everywhere. The tornado tears up everything in its path, cables and transformers included. Thankfully, it just skirts around the pharmacy. After having raged through the first few areas, the tornado is headed for David Wheeler's son's school. As soon as it basically went by his school, I just left. It's impossible for this father to catch up with the tornado, which now has a speed of almost 100 kilometers an hour, especially as a torrential downpour is now hammering down on the city. When he arrives, everything has been destroyed. There are just a few rescue workers combing through the rubble. For 3 hours, he searches through the debris and ends up finding his son. Little Gabriel is practically unharmed. It's nothing short of a miracle, as when the tornado hit the school, the winds at its center were blowing at almost 340 kilometers an hour. It was really hard. I thought I was going to die because I was lifted up in the air. My glasses fell off. It just thumped something and the ceiling came off and all the stuff came on me. Within just a few minutes, 24 people were killed, 6 of them in this school. Another school was destroyed, along with 1,150 houses. For those who witnessed it, the Moore tornado will always remain a catastrophe of unprecedented violence. I actually saw the backside of the tornado as it was leaving. It was huge, as big as that whole building there, it seemed to me. The total cost of damages caused exceeded $2 billion. It was only 8 kilometers away in the east of the city that the tornado disappeared, leaving behind it a trail of devastation. This is just one of the many tornadoes which devastate central United States each spring. Though they may be the most publicized, they are far from being the only tornadoes on the planet. De vastes zones du monde peuvent connaître des tornades, mais avec des fréquences ou des probabilités plus ou moins fortes. For a tornado to form, there needs to be first a storm. But even though equatorial countries have the most storms on Earth, they don't have the most tornadoes, as the other crucial factor is missing. There's no jet stream. Le jet stream favorable à la formation des tornades, on va le trouver principalement en périphérie des zones subtropicales. The subtropics surround the equator, forming a huge band of the Earth, several thousand kilometers long. The countries most affected by earthquakes all lie in this zone. This, of course, includes the USA, but beneath it there's also Argentina, South Africa and Australia. Above these, Japan, China, India, and most notably Bangladesh. En 1989, au Bangladesh, une tornade, la plus meurtrière de l'histoire répertoriée à ce jour, a fait quand même 1300 victimes. The 1989 tornado was a F5, and its vortex was 2.4 kilometers wide. Its victim rate was so high due to the fact that it traveled through several densely populated slums. It's almost impossible to know exactly how many tornadoes hit Bangladesh each year, as many of its areas are very isolated. But some experts think there are at least as many as in the US. That's over 1,000 each year. The jet stream is particularly strong in Bangladesh, and like in the US, several masses of air of vastly different temperatures meet here. On one side, the warm, humid air from the Bay of Bengal, and on the other, the glacial air which comes down from the Himalayas. Vous avez des glaciers qui sont très froids et donc qui refroidissent un petit peu l'air qui est juste immédiatement à leur proximité. Et si c'est en altitude, l'air froid étant plus lourd que, on va dire, l'air ambiant en montagne, par exemple, en plein été, cet air froid qui est produit par le glacier, il va descendre dans la vallée.
Even more incredibly, there are even tornadoes over the sea. Experts call them waterspouts, and although impressive, they are less powerful than tornadoes on land. Just like them, waterspouts require warm air to be pushed upwards by cold air to form a rotating column. In order to gain power, the difference in temperature between the two air masses needs to be great. However, the ocean limits this difference. This is what we call thermal inertia. L'océan, en fait, a une inertie thermique très importante et met beaucoup de temps à restituer la chaleur qu'il a pu emmagasiner, contrairement à la Terre, par exemple, qui sera en mesure de restituer cette chaleur beaucoup plus rapidement. On the ground, temperatures can rise by tens of degrees within a mere few hours, but it takes much longer in the sea. As the sea gives off less heat, the difference compared to the cold air is smaller, and offshore tornadoes called waterspouts are less powerful. As we can see, tornadoes can form in various parts of the world, even out at sea. But what about Europe, and specifically France? As surprising as it may seem, France has seen many more tornadoes than you might think. Donc en France, effectivement, contrairement à l'idée reçue, il y a des tornades, entre 150 en moyenne et 200 annuellement, dont la quasi-totalité sont heureusement des F0. Donc F0, ça veut dire de très faible durée et qui causent peu de dégâts, donc qui se remarquent au final très peu. Even though most tornadoes in France aren't very powerful, some have been particularly destructive. On a eu 2 F5 en France officiellement répertoriés. Une en 1845 qui a traversé une partie de la Seine-Maritime en provoquant la mort de plusieurs dizaines de personnes et qui a aussi créé plusieurs centaines de blessés et de grosses destructions. Et une plus récente en 1967 dans le Pas-de-Calais qui a tué 6 personnes et là aussi a provoqué pas mal de dégâts. On the 24th of June 1967, a giant 250-metre-long whirlwind raged through France for 25 kilometres, resulting in 6 deaths. A devastating figure, but one which could have been worse, as the tornado didn't pass through any towns. Unfortunately, that is what happened less than 100 kilometres away on the 3rd of August 2008. It was in Ormont, in the commune of Maubeuge. Si on reprend le cas de la tornade de Haumont, on a donc affaire à un phénomène qui est passé du statut de F0 à F4 relativement rapidement quand même. C'est un phénomène qui mesurait entre 70 et 100 mètres au plus large, qui se déplaçait à près de 100 km/h. In less than 15 minutes, the Ormont tornado had covered 19 kilometers, killing 3 people and causing huge damage. A catastrophe made possible by the weather conditions that summer's day. Ce jour-là, le 3 août 2008, on a un front froid orageux qui s'est mis en place sur le nord du pays, avec de l'air chaud et humide qui remontait depuis le centre de la France. En altitude, on avait aussi un fort cisaillement avec un jet stream qui dépassait les 100 nœuds, donc proche de 180 km/h. Just like in Tornado Alley, it's the presence of the jet stream and the meeting of the masses of air at different temperatures which triggers the formation of a tornado. In this region, cold air coming from England and warm air from the Mediterranean frequently meet. This explains why the most dangerous tornadoes generally take place in the same area of France, the north and northwest. On that day in 2008, the mesocyclone formed towards the end of the day. The warm air starts to rise, pushed up by the cold air from England. Then the current of warm air starts to rotate under the influence of the jet stream. This enormous rising column of wind is still quite far above the ground at around 6 kilometers of altitude. Like in the USA, pushed up by cold air and drawn up by the jet stream, the rotating column gains speed rapidly. It will eventually go so fast that an invisible wall starts forming. This is the start of the formation of a tube. La zone tourbillonnaire qui forme un tube, ça se comporte comme une cloison en définitive. C'est presque étanche en fait entre ce qui se passe à l'intérieur du tube et à l'extérieur. In this particularly airtight tube, the rising speed will trigger another process crucial to the formation of a tornado. The tube becomes thinner and thinner. Why? Due to one of the basic laws of physics. Dès lors que la vitesse de rotation augmente, le diamètre du tourbillon diminue. Scientists call this process the conservation of angular momentum. La conservation du moment cinétique, c'est une propriété physique que l'on rencontre par exemple dans le patinage artistique. Prenons l'exemple d'un patineur artistique qui tourne sur lui-même avec les bras écartés. Dès lors qu'il va rapprocher les bras de son axe de rotation, il va se mettre à accélérer. Et dès qu'il réécarte les bras, sa vitesse de rotation ralentit.
It's a universal law of physics. In all circular movement, the relationship between speed, rotation, and diameter is always the same. In terms of tornadoes, if the speed increases, the diameter, also called the tuba, decreases. It becomes thinner, then stretches out towards the ground. Pour conserver la matière, si le diamètre diminue, nécessairement, il va devoir prendre plus d'ampleur dans l'autre direction, c'est-à-dire s'allonger. The tornado is born. It forms within a matter of seconds. Le tuba, on commence à le voir apparaître sous la base du nuage et progressivement il va s'étirer. Même si le mouvement est de bas vers le haut, on voit le tuba de plus en plus se former en se rapprochant du sol. On the 8th of August at 10:28 p.m., the tornado reaches the ground in a field 8 kilometers west of Ormont. The storm has been growing for several hours, but the residents of Ormont could never imagine the catastrophe about to unfold upon them. At first relatively weak, it grows stronger, turning from F0 to F4 in less than 2 minutes, covering 3 kilometers at the same time. Vous sortez de chez vous, vous arrivez, vous voyez ce phénomène qui arrive. Honnêtement, il n'y a plus rien à faire. The tornado is heading at full speed down Rue de Vieux-Menil in the commune of Bussière-sur-Sambre. At this late hour, Jean-Christophe and Sophie Paulet are asleep in their bedroom. And it's not the tornado that's about to wake them. On avait l'impression que le ciel était tout blanc, tout jaune, vraiment. Et c'est ce qui m'a réveillée, moi, la lumière. Donc je me suis levée pour fermer la fenêtre de ma chambre. Of course, with the storm comes lightning. Sometimes the light can be so bright that the lightning reflects off the walls of the tornado, but it all happens too quickly. The couple don't even have time to realize what's going on. J'ai senti les murs, vraiment une pression qui est arrivée sur la maison, mais c'était quelque chose d'énorme. Seconds later, the tornado hits. Et quand j'ai pris la poignée pour baisser le volet, la vitre a explosé. Et là, j'ai été propulsée, j'ai été projetée dans le couloir. Et là, je me suis sentie tomber et tout a commencé à me tomber dessus. Despite the sheer force of the impact, Sophie recalls that the window exploded outwards. This is due to the difference in pressure. Due to the speed of the winds at the center of the tornado, pressure is very low inside the vortex. Inside their house, however, pressure is at a normal level. Nature hates things being unbalanced, so the air inside the house tries to escape to join the air in the tornado. Ça doit s'équilibrer, et donc ça engendre des forces sur les parois de la maison. Si ces forces sont trop grandes, les points les plus faibles de la maison vont partir en premier, ça va être les fenêtres, qui vont être attirés à l'extérieur, puisqu'il y a une pression plus faible à l'extérieur. Et puis si c'est vraiment trop fort, la maison ne va pas avoir le temps de réagir. Enfin, même les fenêtres cassées, ça va se passer trop vite et donc ça va arracher aussi la partie solide, les murs de la maison. This is exactly what happened at the couple's house on the 8th of August 2008. Je tournais ma tête vers le ciel. Je savais même pas que j'avais perdu ma toiture. Et d'un seul coup, je voyais tous les murs s'arracher comme on peut arracher un beefsteak. The hugely destructive power generated by the difference in pressure is combined with the very strong suction of the tornado. The house is destroyed within seconds. Et là, je me suis retrouvée sur la maison. La maison, elle était sur 1 mètre de hauteur. Et je me suis retrouvée debout sur la maison. Jean-Christophe injured his foot, but he and his wife are alive miraculously. The tornado moves away, but they're about to be hit by yet another force of nature. Et là, à ce moment-là, des trombes d'eau se sont mises à tomber. Mais alors, infernal, quoi. J'ai jamais vu ça. À une force. The warm, humid air sucked up by the tornado has cooled down and condensed into raindrops. If they had fallen on the same spot, they would have killed the storm by depriving it of its source of warm air. But unfortunately, like in the US, the jet stream has transported the rain clouds. Les cisaillements de vitesse vont pousser la zone de précipitation à l'extérieur de la colonne d'alimentation en air chaud. De cette façon, la tornade, elle peut perdurer et elle peut toujours continuer à se nourrir en carburant. In Ormont in 2008, the rain clouds were pushed away from the tornado and caused tons of rain to fall, creating a deluge following closely behind the tornado. Luckily for the residents, this particular downpour was made up of water as opposed to hailstones. Dans un orage, la taille des grêlons peut être très variable. Les plus gros, par exemple, faisaient une vingtaine de centimètres, c'est la taille d'un melon, en gros, et on avoisine le kilo. When the current of warm, humid air condenses at high altitude, the water freezes. If the current is strong enough, it'll continue to make the water rise for long enough to allow the hailstones to get bigger before they get so heavy that they end up falling. In the suburb of Ormont on the 8th of August 2008, the tornado continues on its path, heading towards the town.
it soon encounters a small forest, the Fay Woods. Will such a large obstacle with its hundreds of huge trees be able to stop it in its tracks? What's about to happen is in fact the exact opposite. The destruction zone of the tornado grows in size, increasing from 100 to over 200 meters wide. Why? Because of the violent winds found at its base, which experts call the debris ball of the tornado. Ce que l'on appelle le buisson de la tornade, c'est cette zone d'aspiration où on va retrouver la majeure partie des objets, des poussières et de tous les éléments aspirés qui gravitent autour du vortex. Upon reaching the forest, the tornado tears down several trees, which are swept up in the rotation, adding to its destructive power. Its accumulation of debris grows. Violent winds also add to the power of the main vortex, with the narrow woodland path acting as a funnel for the winds. Le vent qui arrive aux abords d'une forêt n'a d'autre choix que de passer par des espaces plus restreints. Et en fait, pour conserver son débit, eh bien, il va devoir accélérer sur des espaces comme un chemin forestier, par exemple, ou entre les arbres. There's less space to travel through, but just as many air molecules, so they will have to force their way through the space by accelerating. In the woods, hundreds of trees have been uprooted. Some tree trunks have been twisted and partially ripped apart. It's a bizarre occurrence, which can be explained using science. La caractéristique des tornades, c'est quand même que c'est un phénomène très localisé avec des très grandes vitesses de vent. Et donc ça veut dire qu'en très peu de distance latéralement, vous allez avoir une très grande variation de la vitesse du vent. In other words, that means that half of the tree suddenly finds itself at the heart of the tornado, where winds blow at over 300 kilometers per hour, whilst the other half is on the outside, where the winds are much slower. This results in the force applied on one half being much weaker than on the other, twisting the tree in on itself. C'est souvent ce qu'on a tendance à faire si on veut arracher une herbe ou un truc comme ça. Si vous tirez juste vers le haut, c'est assez dur. Mais si vous, en plus, vous tournez, vous allez l'arracher beaucoup plus facilement. Having left the woods, the tornado's at its most powerful when it arrives in the town of Ormont. It skims around a stadium and heads towards a housing estate. Ça venu par là, ça venait comme ça. C'est pour ça que tout ce qui est maison comme ça a été balayé. Et tout ce qui est comme ça, ils ont été moins atteints. Many houses are badly damaged. There's total panic, particularly as the noise emitted by the giant tornado is absolutely deafening. Un sifflement comme un mirage qui passait. Vous avez cru un avion, un mirage ça sifflait fort, ça sifflait. Puis il y a eu même des explosions. These explosions are the sound of the tornado cutting through power cables, but the tornado also emits its own noise, a grumbling so low it's one of the lowest sounds on Earth. Les sons émis par une tornade sont proches des infrasons. Ils sont émis par les vibrations ou les mouvements au sein de la tornade ou la friction entre la tornade et l'air environnant. The swirling wind forms the wall of a gigantic tube which turns very quickly in on itself. Whilst turning, it disturbs the air around it, producing extremely low sounds. On top of this, there's a lot of noise from the debris being thrown around. Incredibly, this man has first-hand experience of the power of tornadoes. J'ai vu le compil de carré bouger, la montée. He was inside the vehicle when the dramatic event took place. J'ai vu que j'étais soulevé en hauteur, hein, puis après il a redescendu et je suis retombé, donc il est retombé par terre. The tornado managed to lift up a motorhome weighing several tons. As the scientists explain, this is due to the strong suction effect caused by very low pressure. Donc ça agit en fait comme un aspirateur. Les cloisons du tube, c'est l'air en rotation, mais au milieu, vous avez une dépression. Donc on peut très bien aspirer tout un tas d'objets, et selon la force de la tornade, on va aspirer des plus ou moins gros objets. Fortunately, the motorhome quickly falls back down to the ground. Its owner was very lucky, as large tornadoes are capable of throwing cars or even trucks several hundred meters. Even more incredibly, objects can be transported much further if the tornado is powerful enough to transport them all the way to the jet stream. Si un objet est aspiré, par exemple, par la tornade au niveau des vents d'altitude, ça va permettre à cet objet de voyager sur de grandes distances. Some objects have even been found several hundred kilometers away, pushed along by winds reaching up to 500 kilometers an hour. In Ormont, the tornado continues its rampage and heads for the town's hospital. As you can see from these images, the tornado destroyed half of the roof, making an enormous surgical incision into the building. But how could it make such a clear cut?
How can a tornado destroy an entire building without even touching objects just centimeters away? Once again, the explanation has to do with the difference in pressure between the center of the tornado and the pressure inside the building it's about to hit. The air in the building tries to escape to fill up the empty space inside the vortex. In order to do that, it will destroy anything directly in its path, but will leave everything else intact. On peut très bien arracher la moitié d'une maison. Une fois qu'elle est complètement ouverte, il n'y a plus de danger puisque les pressions vont être équilibrées entre l'intérieur et l'extérieur. Donc d'où le phénomène qui peut être effectivement très localisé comme ça. The higher the difference in pressure, the greater the damage. The tornado has moved its way through, leaving buildings half destroyed. Yet no one is out of danger, as its movements are completely unpredictable. Alors on a déjà vu des tornades qui par exemple évoluaient à 30 km/h en vitesse de déplacement, qui tout à coup ont accéléré, sont passés à des vitesses bien plus importantes, pas loin des 100 km/h, et qui parfois tournent quasiment à angle droit. Donc vous êtes dans la maison, vous voyez le phénomène qui arrive sur vous, vous vous dites dans 5 minutes je suis mort, et là, la tornade tourne et passe en fait sur la maison du voisin. How can we explain the trajectory of a tornado? Scientists have identified many defining factors, but don't know its exact function. Elle va se déplacer pour tout un tas de raisons qui nous sont pour la plupart inconnues, mais en tout cas, en fonction de la nature du sol sur lequel elle va évoluer, en fonction du nombre de débris qu'elle va avaler, en fonction de l'humidité de l'air dans la zone où elle évolue, et de tous ces facteurs qui font que la tornade peut en tout cas avoir une capacité d'évolution qui est totalement propre à elle-même, mais en plus, totalement imprévisible. In the north of France, the tornado has already covered 12 kilometers and will cover nearly 7 more as it begins to weaken. Only after it has traveled through Ormont and Maubeuge will it finally disappear just before reaching the Belgian border. How does its disappearance come about? It's the precipitation that comes with the storm that will end up dampening and therefore killing it. La phase d'affaiblissement d'une tornade, c'est lorsque les précipitations commencent à trop entourer la zone d'ascendance et à couper l'alimentation en air chaud et humide et à déstructurer la rotation de l'orage. If the rain manages to completely surround the tornado, the warm, humid air which feeds it can no longer flow, and the tornado disappears. That's what eventually happened to the Ormont tornado, which in the space of a quarter of an hour killed 3 people and injured around 15. Over 1,000 buildings were damaged, of which 250 were rendered uninhabitable and 2 completely destroyed. It is now classed as the 3rd most dangerous tornado France has ever seen. Sadly, the events of that day were not an isolated incident within Europe. The meeting point between the cold air from England and the warmer southern air created several supercell storms at once. 2 tornadoes were detected in the Netherlands and 2 others in Germany, where 3 waterspouts also formed. Thankfully, these 7 tornadoes didn't cause any damage. This proves the fact that when all the conditions ideal for the creation of supercell storms unite, several tornadoes can be formed at once. This is what scientists call an outbreak. On peut avoir parfois des séquences d'orages violents qui produisent de nombreuses tornades. Ça peut aller parfois jusqu'à plusieurs centaines de tornades en quelques jours. Between the 22nd and the 31st of May 2008, an outbreak occurred in Tornado Alley in the USA. In this short period of time, 239 tornadoes formed, 170 of which formed within the first 3 days. So many tornadoes were able to form in such a short time due to the fact that all the conditions needed for the formation of several supercell storms were united. D'une part, un gros différentiel de température, des masses d'air opposées, un courant jet stream en altitude et puis des vents sens contraire. As the scientists remind us, for a storm to become a supercell storm, that means one capable of creating a tornado, there are a few key elements needed. Firstly, the warm, humid air and the cold air must meet. Lighter than the latter, the warm air rises rapidly. Altitude winds must then be blowing in an opposing direction to the winds closer to the ground. This will begin to rotate the rapidly rising warm air, creating a column of rotating wind. The column starts bigger, then begins to constrict. The beginnings of a tornado form at the base of the storm, reaching down until it touches the ground. On the morning of the 22nd of May 2008, in the American Weather Center dedicated to detecting tornadoes, weather forecasters are on high alert. They have detected some particularly violent storms. We
start sometimes a week in advance looking at these systems coming in from a pattern recognition point of view. In other words, we've seen this pattern before. We know that it's conducive for severe weather. With 800 tornadoes hitting Tornado Alley each year, a particularly efficient alert system has been put in place by scientists. Warning messages are played on a loop by radio stations across 5 states. For instance, in the small town of Windsor in Colorado. That day, Maggie Barnhill hadn't been listening to the radio. She had no idea what was about to unfold. Late that afternoon, her life would change within seconds. We just come home. I picked up my son from kindergarten. I came in and just had some soup, and right after I finished it, the electricity went out and the hail was coming down. At 6:26 p.m., the tornado formed 35 kilometers south of the town, accompanied by a huge downpour of huge hailstones the size of baseballs. Il faut savoir quand même qu'un grêlon, au-delà de 6 cm de diamètre, est potentiellement létal. Quand il va descendre, il peut tomber à des vitesses qui avoisinent les 180-190 km/h. However, it's not the hailstones which will pose the most danger. The newly formed tornado is one of the most dangerous kind. Scientists call these multi-vortex tornadoes. Les tornades multivortex, ça peut aller jusqu'à typiquement 2 à 5 petits vortex secondaires qui se développent au sein d'un vaste vortex. If you imagine several smaller tornadoes inside the Windsor tornado, you may think these smaller whirlwinds might not pose much danger compared to the main vortex. However, you would be wrong. Les vents les plus forts ont été mesurés au cœur d'une tornade, une multivortex. Et là, au cœur d'un vortex secondaire, la vitesse a été mesurée à 484 km/h. With speeds of nearly 500 kilometers per hour, though secondary vortexes may be small, their potential for destruction is huge. Why? Because the speed at which they turn is increased by the speed of the main vortex. L'énergie de rotation d'ensemble de la tornade principale, ils arrivent à la concentrer sur une échelle plus réduite, mais donc avec une très forte intensité. Experts say that this can increase the rotating wind speed by up to 160 kilometers an hour. In Windsor, when the tornado reaches Maggie's house, she takes seconds to react. Both my chairs went off my deck and they just went straight up. And I went, we gotta go. And I just took my son and we zipped around the corner and went down the stairs, and the second step down, the glass just blew out. Maggie and her son may not have lived to tell the tale were it not for her quick reactions. Dans le cas où un phénomène de ce type, donc une tornade F4 avec une telle vitesse et une telle rapidité de progression va arriver vers soi, la seule solution est de trouver de toute façon un abri sous terre, une cave. When a tornado hits, buildings explode outwards as the low pressure in the vortex has very strong suction, but not underground. La tornade, si elle arrive vraiment dessus, on va subir uniquement la partie aspirateur verticale. Luckily, the tornado passes by quickly and Maggie and her son are safe, but just a few hundred meters away, the damage is significantly worse. We were in the cellar and it was loud, 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 and sounded like stuff falling on it, and it was just loud, roaring noise. Living proof of the importance of taking refuge underground, this resident's house was completely destroyed. She escaped with her life thanks to a storm shelter she had built. Those who live in Tornado Alley are used to natural disasters like this and must be well prepared. They know exactly how to react, and if caught out away from home, they take refuge in basements of hotels or shops. In Windsor, the tornado continues on its path for more than 20 kilometers. The toll of this horrific outbreak will turn out to be devastating. Thousands of vehicles and buildings destroyed, 13 deaths, and several $1 billion of damage. Tornadoes can take on many different forms. Specialists have even studied tornadoes made of fire. Ça va être l'air très chaud qui est emporté par les flammes, et en montant brutalement, il va se mettre en rotation. Scientists don't class fire whirls in the same category as tornadoes, as they're not linked to storms. They do, however, also depend on differences in pressure created by differences in temperature. Pour compenser en fait les écarts thermiques, l'atmosphère se met à tourbillonner pour ramener du chaud vers le froid et du froid vers le chaud. Et donc ça fait un tourbillon qui s'emballe parfois. Il peut même parfois quitter la zone de feu d'origine et se déplacer à l'extérieur.
It's not yet known whether one day we'll be able to predict tornadoes. Scientists already have many resources at their disposal which are able to detect potentially dangerous storms. Really, the prediction stage of severe weather evolves over time. It's really important for us to draw all these tools together that we have available to us: radar data, satellite data, all the spotters in the field, and the training that goes along with that. On the ground, the most well-known of these resources are tornado chasers, who inform the American weather services. But given how dangerous this can be, new detection methods are being developed, which are able to monitor supercell storms from a safe distance. One of the most commonly used tools is a Doppler radar. Un radar Doppler va envoyer des ondes en direction des nuages. Ces ondes vont se réfléchir, rebondir sur les petites gouttelettes d'eau, sur les cristaux de glace qui sont présents dans les nuages. As the waves rebound, they return to the radar, providing the scientists with a wealth of information. For example, they are able to calculate how far away a tornado is based on how long it takes the waves to bounce back. It's thanks to the Doppler effect, which gives its name to the radar, that the scientists can take their calculations even further. L'effet Doppler est un phénomène physique dont on a tous fait l'expérience dans la vie quotidienne. Lorsqu'une ambulance se rapproche de nous, le son qu'elle émet nous apparaît aigu. Quand elle arrive à notre hauteur puis s'éloigne de nous, la perception que l'on a est un son plus grave. Ce que l'on constate, c'est que la fréquence de l'onde sonore n'est pas la même si l'objet se rapproche de nous ou s'éloigne de nous. By analyzing the different frequencies of the waves received by the radar, the scientists can find out which direction the tornado is moving in and at what speed. It's thanks to different techniques that the scientists are finding out more and more about tornadoes. But for the moment, a solution for protecting against them completely remains less science and more science fiction. Il est quand même extrêmement difficile de prévoir avec précision une tornade. On peut prévoir l'orage et déterminer plus ou moins le type d'orage et en fonction savoir si cet orage, par exemple une supercellule, a de très grandes chances de donner une tornade. Maintenant, prévoir avec précision une tornade, on n'est absolument pas en mesure de le faire. D'autant plus qu'il y a tout un tas de facteurs qui font que les modèles évoluent constamment. Ne serait-ce que par exemple l'adjonction dans l'atmosphère des centaines de millions de mètres cubes de polluants atmosphériques de toute nature. The toxic gases we release into the atmosphere interfere with the signals retrieved by the scientists, as well as changing the behavior of atmospheric phenomena. Their effect on tornadoes is unknown. Tornadoes remain one of the most powerful natural disasters on the planet. Il est hors de question d'affronter un monstre pareil, un phénomène aussi destructeur qu'une tornade. They can travel at 100 kilometers per hour and are made up of the fastest winds on Earth. On land as well as over the sea, tens of them can tear through a country at the same time, sometimes surrounded by hailstones the size of melons, which fall from the sky. They rip apart houses like paper, launching full-size trucks kilometers into the air. Scientists may never be able to tell exactly where and when these forces of nature will strike. One recent American study proves that outbreaks are becoming more and more common. For now, tornadoes will remain one of the most destructive phenomena on the planet. More than 100 earthquakes occur each year, some reaching catastrophic proportions. Quakes that take different forms. Little by little, scientists are beginning to uncover their secrets and anticipate potential outbreaks. Earthquakes are particularly powerful. They can annihilate a city in just a few seconds. Donc c'est beaucoup d'énergie qui s'accumule et qui se libère instantanément. C'est très brutal et c'est très violent. Entire cities collapse like sandcastles. There is nothing worse than earthquakes. Si on regarde les catastrophes qui ont causé le plus de morts autour de notre courte histoire de l'homme par rapport à ces phénomènes géologiques, le séisme figure au premier rang. Thousands of scientists from all over the world study their behavior to locate the areas where the Earth might tear apart. The biggest challenge for seismologists is to determine the moment the Earth's crust might begin to crack.
Une des pistes, en tout cas, de recherche actuelle, c'est de mieux comprendre ce phénomène d'endommagement des roches avant un tremblement de terre. While we wait for new breakthroughs in research, cities of millions of people lie on these giant faults, like Port-au-Prince in Haiti, which was devastated by an earthquake in 2010. Tous les ingrédients négatifs étaient en place pour qu'un séisme de magnitude importante, mais enfin pas extrême, malheureusement conduise à la catastrophe qu'on a connue. In Nepal, thousands of people were killed and 500,000 houses were destroyed after a quake that ravaged everything for over 10 kilometers. C'était une zone qui était surveillée depuis le début des années 2000 par du GPS qui mesure la déformation lente. Italy is under constant threat. On the 24th of August 2016, an earthquake shook an entire population and devastated the city of Amatrice. The earth began to tremble in every direction, causing dramatic destruction, and the risk is still present. Il est clair, c'est presque écrit, qu'il y aura d'autres séismes catastrophiques dans le centre de l'Italie. The next major disaster is indeed already here, beneath our feet. Impossible to detect on the surface, lurking in the depths. Tokyo, Istanbul, Los Angeles, some of the biggest cities in the world are under threat. Fortunately, our understanding of earthquakes is becoming more and more accurate. Science is now able to locate the geographical zones where the Earth is about to tremble. Researchers from all over the world are now focusing on one single objective, anticipating the exact moment when the Earth will move. Il y a une voie de recherche qui est celle des précurseurs, déjà. Donc c'est d'essayer de voir si, de manière systématique, il y a des phénomènes qui seraient observables quelques jours, quelques heures avant un séisme. The mystery of what triggers earthquakes remains the biggest enigma that scientists face today. Earthquakes are among the most feared catastrophes in the world. The Earth splits into two, swallowing entire buildings. Houses crumble like a house of cards, and relief workers work night and day to save the lives of the people beneath the rubble. These images regularly circulate around the world. However, the violence of these earthquakes and the destruction they cause is also the expression of a healthy planet. Les séismes, c'est l'expression d'une terre vivante. Donc c'est vrai qu'on le voit comme une catastrophe, donc comme un risque naturel, mais de manière globale, c'est aussi signe c'est ce qui nous permet de vivre sur Terre, de rendre cette terre habitable. The Earth trembles from time to time because of the high temperature of the Earth's inner core. C'est lié vraiment à sa naissance, c'est-à-dire que c'est des météorites qui se sont agrégées les unes aux autres pour finalement faire une grosse boule de neige. Et l'énergie de ces météorites qui se sont rencontrées les unes dans les autres s'est transformée en chaleur, qui est restée accumulée au sein de la Terre. There is therefore a considerable amount of energy in the center of the Earth, 5,000 degrees in the middle of the core. A heat flux is produced which slowly propels more or less solid rocks. Cet intérieur de la Terre, ce qu'on appelle le manteau terrestre, en fait, ce sont des roches solides qui se déforment un peu comme du chewing-gum parce que certaines régions de ce manteau sont plus denses que d'autres, donc elles ont tendance à descendre par gravité. D'autres sont plus légères, donc en contrepartie, elles vont remonter. Tout ça dans ce matériau type chewing-gum. The problem is that these areas of more or less dense rock are attached to the cold, hard rocks that are in contact with the atmosphere. These hard rocks make up the 12 large tectonic plates that shift on the surface, moving away from each other or colliding.
from a few millimeters to several centimeters each year. The hard rocks are found here in what is called the Earth's crust, an extremely thin layer about 30 kilometers deep compared to the 6,400 kilometers of the Earth's radius. The insides of our planet are moving constantly. Scientists are constantly observing how the softer rocks situated under the tectonic plates shift and in what direction and at what speed. Almost everywhere on the surface of the globe, a vast network of GPS trackers have been installed on mountains as on Great Plains. It allows scientists to follow the movements of the large plates which make up the Earth's crust, covered with cavities and bumps. Quand on regarde là où se placent sur le globe les séismes, là où ils sont localisés depuis qu'on les mesure finalement, depuis les années 60, on voit, si on regarde ça à l'échelle globale, donc à l'échelle du globe, on voit que cette localisation des points rouges, finalement, qui seraient les séismes, délimite très précisément des pièces de puzzle. The movements of these giant puzzle pieces are a very important geological phenomenon. The plates are continental in size. India, Africa, South America, North America. Some of them mark the invisible borders of the great land blocks. There are a dozen of them. Scientists who study the deformations of the Earth's crust take particular interest in the smaller ones. They are the size of several countries and help in making the constant adjustment between the giant plates, which either move closer or move away from each other. Parfois, il y en a des petites qui vont permettre d'accommoder des petits mouvements, justement. Il y a une grosse plaque qui va bouger, et pour permettre des petits mouvements, pour que tout reste sur cette terre, hein, il y a des petites plaques qui coexistent. These plates move relative to one another by a maximum of a few centimeters each year. They can move away from each other, creating deep hollows, or they can come together. In areas where the plates meet, we find that some slide against each other in a horizontal movement. Another possibility is that the plates overlap, one sinking under the other. This last process generates most of the earthquakes that affect human life. C'est ce qu'on appelle les zones de subduction. Il y en a aux Antilles pour ce qui concerne le territoire français. Et là, lorsque la plaque plonge, elle peut casser alors qu'elle est en train de plonger. Donc là, ça peut être plusieurs centaines de kilomètres de profondeur. When the plates are no longer compressed together and crack violently, that's when an earthquake is produced. Donc c'est beaucoup d'énergie qui s'accumule et qui se libère instantanément. C'est très brutal et c'est très violent. Life on Earth reveals many surprises. Another type of phenomenon exists with much less violent consequences. Scientists call them intraplate earthquakes. Fractures can sometimes create earthquakes at the heart of large tectonic plates. It is a way for the planet to readjust the pressures that dominate the Earth's crust. It is this type of low magnitude seismicity that we observe in metropolitan France. The magnitude makes it possible to chart the violence of an earthquake. The more energy released during a quake, the bigger the magnitude. It is thanks to the Richter scale that we can assess the strength of an earthquake. The measuring scale was invented in 1935 by American seismologist Charles Francis Richter and has no limit. It's an endless scale and is calculated based on the amplitude of the vibrations of the ground. It is said to be weak to moderate from 2 to 5.9. There are a total of nearly 100,000 earthquakes of these magnitudes a year, but above 6, the magnitude is said to be strong. En termes d'ordre de grandeur, ce qui est important à savoir, c'est que si on passe d'un degré à un autre, par exemple de 5 à 6, l'énergie est dissipée de l'un à l'autre, la différence est de 30, un facteur 30. The earthquake is therefore 30 times more violent from one level to the next. From 8 to 8.9, the quake is said to be considerable. It can cause damage hundreds of kilometers around. One is measured every year. Finally, there is the devastating earthquake starting at 9. This was measured only once.
In Chile on the 22nd of May 1960 at 7:11 p.m., measuring 9.5 on the Richter scale and causing thousands of victims. The scale does not have a limit. Levels of 11, 12, 13. No one knows just how much energy this force of nature can release, and this is what worries specialists. But it is not necessarily a high-magnitude earthquake that can cause the most damage. The nature of the subsoil is a very important factor that scientists take into account nowadays. If the ground is soft, like here on the left, if it is made up of sand and clay, for example, it favors the seismic waves that unleash their power. A soft ground can even increase the intensity of the waves. In contrast, on the right, where the ground is composed of hard rocks, the waves travel with more difficulty. This type of ground will reduce the destructive effects of the seismic waves. The most striking example is Haiti, one of the biggest disasters of our modern era. With more than 250,000 deaths, Port-au-Prince, the capital, partly destroyed and more than 300,000 families left homeless. Haiti, sometimes called the Pearl of the West Indies, is now one of the poorest countries in the world. In 2010, its capital, Port-au-Prince, with a population of 1 million, suffered one of the greatest disasters in its history. It was 4:53 p.m. There were no warning signs, and in 5 short seconds the city collapsed. The great earthquake of 2010 was caused by a movement of the tectonic plates that specialists know all too well. The North American plate shifted towards that of the Caribbean. Ces deux plaques ont tendance à coulisser l'une par rapport à l'autre, comme s'il s'agissait finalement de 2 trains qui glisseraient sur les rails d'un même quai, d'accord, dans les sens inverses, l'un par rapport à l'autre. Et c'est ça qui provoque les frottements, c'est ça qui provoque le séisme. La rupture responsable du tremblement de terre s'est produite à une profondeur de à peine 10 km, c'est-à-dire très en surface par rapport à l'épaisseur, on va dire, de la Terre elle-même comme sphère. Et c'est l'extrême superficialité, la proximité par rapport à la surface qui est responsable de la très grande résonance que ça peut avoir à la surface. Donc si ça s'était produit beaucoup plus en profondeur dans le sol, on en aurait moins ressenti. Donc plus la rupture se fait à proximité du sol, plus les effets en sont bien entendu sensibles. The earthquake was caused by these 2 plates that have been battling for millions of years. Like 2 sumo wrestlers, they fight with all their power until one gives way. The place where the point between the 2 tectonic plates ends up cracking is called the hypocenter. The violence is such that the famous seismic waves flow out and travel several kilometers. It is these waves that cause the ground to shake. Dans le cas du séisme d'Haïti, on avait mesuré par GPS depuis environ 10 ans avant le tremblement de terre les vitesses auxquelles bougeaient les plaques l'une par rapport à l'autre, donc de l'ordre de 7 mm par an. Vous voyez que c'est petit. C'est petit, mais 7 mm par an sur 250 ans depuis les grands séismes du XVIIIe siècle, ça veut dire qu'il y avait à peu près 1,50 m de déplacement cumulé, accumulé dans les roches en fait, qui s'est libéré le jour du tremblement de terre. There are around 10 earthquakes of a magnitude of 7 each year across all the tectonic plates. But unlike other quakes, in Haiti the result was abominable.
Par comparaison, le séisme de Loma Prieta qui a eu lieu en Californie en 1989, qui avait la même magnitude, qui était donc juste épicentre juste au sud de Los Angeles, dans une zone très peuplée, a causé, si mes souvenirs sont bons, 16 morts. Alors des dégâts matériels importants, il n'y a pas de doute, il a coûté cher, mais très peu de victimes. A quake of the same magnitude, but 250,000 dead and more than 300,000 left homeless in Port-au-Prince. But how can we explain such a difference? L'extension urbaine de Port-au-Prince s'est faite de façon totalement incontrôlée. Les gens se sont installés dans les ravines, c'est-à-dire dans les torrents, dans les lits des rivières, se sont installés sur des pentes beaucoup trop fortes. Et surtout, on a construit les maisons avant même d'avoir pensé à créer les rues, les voies d'accès. De sorte qu'après le tremblement de terre, les ambulances, les secours ont eu tout le mal du monde à parvenir auprès des sinistrés, auprès des gens qui en avaient besoin. What's more, conventional construction standards had not been followed. Reinforced concrete buildings that would have better resisted the tremor collapsed to the ground. Less than 10% of the buildings in the capital had undergone safety inspections. La qualité du bâti, la qualité de la construction est extrêmement médiocre. Les sismologues disent souvent que les séismes ne tuent pas, ce sont les bâtiments. Bon, c'est une trivialité, mais le séisme d'Haïti l'a bien montré, ce sont des bâtiments fragiles, la grande quantité de bâtiments fragiles qui ont été la cause de la catastrophe. Alongside the buildings which were not resistant to the tremors generated by the seismic waves was what scientists call the epicenter, the place where the rupture began. It was identified just 25 kilometers from Port-au-Prince, next to Léogâne. From the moment of the rupture, the seismic waves, those which shake the ground, arrived like a tsunami on the capital. The waves are classed into two categories and do not have the same effects on buildings. Les basses et hautes fréquences qui sont finalement émises par un séisme, ça représente la période de vibration du sol. Donc si le sol vibre lentement, on est dans le cas de basse fréquence, et s'il vibre très rapidement comme ça, on est dans le cas de haute fréquence. Les basses fréquences impactent particulièrement les bâtiments de plusieurs étages. En fait, plus la fréquence est basse, plus au premier ordre, les bâtiments de grande taille vont être affectés. Les hautes fréquences affectent les bâtiments de petite taille. Donc, tous les bâtiments, finalement, ne sont pas égaux face au séisme. Imaginez, vous êtes sur un tapis et quelqu'un vient tirer le tapis comme ça. Vous subissez une accélération. Donc, si vous êtes un bâtiment, vous subissez un effort qui peut vous faire tomber. Last factor, while some neighborhoods resisted the shock, others literally collapsed. And it is the nature of the soil that is responsible. Les bâtiments construits dans certains quartiers ont bien réagi. Et puis, dans certains cas, vous traversez la rue, vous arrivez dans une autre configuration, un autre quartier, le même type de bâtiment, ça a moins bien réagi. Donc on sait depuis longtemps que non seulement il faut bien construire, mais il faut aussi construire en fonction du sol sur lequel on se trouve. On ne se rend pas compte quand on circule, qu'on a l'impression que voilà, ce qu'il y a sous nos pieds, c'est pareil partout. Pas pour les ondes sismiques, dans certaines zones, et ça peut varier à l'échelle de quelques dizaines de mètres. On passe de rochers qui va affleurer en surface, sur lesquels sont construites des maisons, à des zones beaucoup plus molles qui ont la mauvaise propriété d'amplifier les ondes sismiques. On a des effets qu'on appelle de sites. Donc, comme son nom l'indique, c'est des sites particuliers qui vont amplifier les ondes sismiques. Ça peut être lié à de la géologie, c'est-à-dire qu'on a par exemple des formations géologiques très meubles qui vont amplifier, ça va être comme un gâteau mou, là, le gélie anglais, là, qui va faire rebondir les ondes, ou des reliefs, des collines au sein desquelles les ondes vont se retrouver piégées, vont rebondir, et ça va être comme un phénomène d'écho. Et ça peut localement amplifier les ondes sismiques, donc des dégâts. Within some tens of meters, when a seismic wave arrives at the surface, it can be strongly amplified because of an unfavorable ground. It is one of the lines of inquiry subject to in-depth research by specialists.
Mapping the soil variability has become crucial in understanding how the seismic waves will behave. A soft ground which reinforces the waves. This was the case of this luxury hotel, a 7-story establishment with 145 rooms. Nearly 70 people died there in the earthquake. There were a few survivors, like Françoise, accompanied that day by her cousin. Il y avait le cendrier de Coralie qui a commencé à bouger un petit peu. On s'est échangé un regard d'incompréhension, puisque j'ai pas très bien capté ce qui se passait. Et à partir de là, ça s'est assez vite enchaîné, puisque les vibrations ont augmenté, et j'ai eu vraiment un sentiment que tout foutait le camp autour de nous. À ce moment-là, ça a vraiment secoué très 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 fort. J'entendais pas de bruit précis, mais plutôt un bruit sourd. Un peu comme dans les films, en fait, où on a l'impression d'entendre bouh. The earthquake's epicenter being very close by, 25 kilometers away, Françoise heard a rumbling created by the friction of the two plates rubbing together. It will prove fatal. Yes, thank you. The death toll is terrible, claiming 250,000 deaths, and the number grew over the following days to several thousand victims due to dozens of aftershocks, one of the earthquake's aggravating factors. Ça a secoué très très fort autour de cette faille, et donc les petites failles qui sont présentes à quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, voire plus, ont été secouées, et leur voisinage a été aussi distordu par le mouvement sur la faille principale. Et donc ces contraintes nouvelles, cet affaiblissement lié à la vibration vont faire que, elles vont casser 10 minutes plus tard, 2 jours plus tard, 3 mois plus tard. Donc on peut considérer au premier ordre les répliques comme un réajustement, un retour à l'équilibre en quelque sorte du milieu qui vient d'être perturbé par une rupture instantanée. Même si la magnitude peut être plus modérée, et généralement plus modérée que le choc principal, le premier, eh bien les bâtiments sont endommagés. Et donc il n'en faut pas beaucoup forcément pour faire tomber par terre un bâtiment endommagé. Et il y a d'autant plus de répliques que le séisme principal a été important. The first victims of these aftershocks were those trapped under masses of scrap and brick, but also their rescuers. Les répliques sont une vraie angoisse pour les secours français et pour les secours en général, parce que quand on est en train de travailler sur les chantiers, parfois sous des décombres que l'on a essayé de stabiliser un peu, le risque c'est qu'une réplique survenant, de nouveaux effondrements se passent, y compris sur les secours. On a l'impression que les répliques sont par définition inoffensives. Or, c'est faux, parce que plusieurs répliques consécutives ont un effet cumulatif. Port-au-Prince has today been rebuilt, but in very similar conditions to how it was constructed before 2010. The same materials, the same sites, and very low anti-seismic construction standards. The country is among the poorest in the world. Here, it is more about survival than self-protection. However, the chances are a new earthquake will happen. The North American plate continues inexorably to move towards the Caribbean plate. Like bumper cars, the large tectonic plates which cause earthquakes are well known today. Scientists know where the planet will tear, and in some places, they have predicted where the chaos will occur. This is the case for this country, famous for its mountain range and its landmark, Mount Everest. The main disaster struck further west of the country in Kathmandu, to be precise, the capital of Nepal, with its 1.5 million inhabitants. It's the 25th of April 2015. It's not yet midday. The earthquake was very violent, 7.8 on the Richter scale. The first reflex of the panic-stricken population was to get out of the buildings as quickly as possible to the middle of the street. Less exposed places,
as far away as possible from buildings which could collapse. Alors, ce qui s'est passé au Népal, ça a été la rupture d'une grande faille qui fait le contact entre le continent indien et le continent asiatique, en quelque sorte, les deux grandes plaques qui s'affrontent, qui convergent l'une vers l'autre. À cet endroit-là, cette zone de contact bouge à peu près à 2 cm par an. Et donc la zone se comprime. La zone se comprime et la faille de contact, où il y en a une principale, disons, elle reste bloquée. À 2 cm par an, ça veut dire que si elle avait glissé, au bout de 1000 ans, elle aurait fait 20 mètres de glissement. Mais malheureusement, elle reste bloquée. Mais ça veut dire qu'au bout de 1000 ans, si elle n'a pas glissé, elle va glisser de 20 mètres. And on the 25th of April, one of them did crack, triggering the earthquake. The two plates that have been moving towards each other and pressing together made up for all the space they should have moved before. Le séisme se déclenche en profondeur, à environ 15 km de profondeur, très à l'ouest de Katmandou, une centaine de kilomètres à l'ouest de Katmandou. Il se propage pendant une quarantaine, une cinquantaine de secondes vers l'est, donc dans la direction de Katmandou. Et on connaît très bien cette faille, elle est étudiée depuis très très longtemps, donc c'est elle qui est responsable de l'existence même de la chaîne himalayenne. C'est la collision en fait entre cette plaque indienne et la plaque eurasienne qui a provoqué la croissance de l'Himalaya. 100 million years ago, the renowned mountain range did not exist. With the meeting of the two plates, it continues to grow with each earthquake. Everest, with its 8,850 meters, is now 2 meters taller than 50 years ago. Ces montagnes-là, si elles sont là, c'est que la tectonique des plaques les maintient, et les maintient grâce à des glissements sur ces failles qui sont malheureusement des glissements brutaux la plupart du temps et donc sismogènes. A shock felt to the east of the world's highest summit caused an entire city to crumble. In just a few seconds, 9,000 people were killed, buried beneath the rubble. 500,000 homes were destroyed. La durée de la secousse a été presque 1 minute, donc un mouvement fort pendant 40-50 secondes. Donc ça fait peur. Des mouvements, des vibrations, donc des mouvements, des secousses verticales. Et puis des oscillations horizontales, tout ça se mélangeant, faisant que les gens ne pouvaient probablement pas se déplacer. J'étais pas sur place, mais quand on a un séisme de cette magnitude-là sous les pieds, eh bien, généralement, on peut pas se déplacer. During the sudden disengagement of the two plates that collide, the seismic waves, these sorts of underground waves that start at the epicenter, traveled in the ground in an unusual way. Les destructions étaient, pour cette magnitude-là, à cette distance-là, donc quasiment sous la ville. On est quand même très surpris par le faible niveau de dégâts, si je peux parler comme ça, parce qu'on s'attendrait à des mouvements beaucoup plus forts. On a mesuré des mouvements forts, mais des mouvements forts à plutôt basse fréquence. Les mouvements étaient de plusieurs secondes, un peu lents, de grande amplitude. Et donc, il y a quelque chose dans la mécanique de cette faille, peut-être simplement pour ce séisme-là, et malheureusement peut-être pour les suivants, ça ne sera pas pareil, qui fait qu'il n'y a pas eu tant de haute fréquence que ça, et donc l'effet destructeur a été relativement modéré. Mais c'est quelque chose qui reste à comprendre. The frequencies emitted by an earthquake represent the period of vibration of the ground. So if the ground shakes slowly, it is the case of low frequencies. And if it shakes very quickly, we are looking at high frequencies. Low frequencies impact multi-story buildings in particular. The lower the frequency, the bigger the buildings that will be affected. During the earthquake, people of dozens of different nationalities gathered in the street. Among them, some French people. Le 25 avril, nous sommes 5 amis. Nous sommes allés au Népal, on y va régulièrement.
On doit prendre l'avion à 1h de l'après-midi, enfin partir de notre hôtel à 1h de l'après-midi. Donc on fait les dernières emplettes avant de partir. On achète les derniers pashminas, les derniers petits bijoux pour apporter en France. Il y a un gros bruit sourd, un grondement, et puis très vite, en fait, ça tangue très fort. Dans les ruelles, il y avait des personnes qui passaient en motocyclette qui tombent, les gens dans la rue tombent, ça secoue vraiment très très fort, les gens se tiennent les uns aux autres. Moi, je lève la tête et il y avait un temple ancien juste en face, sur la place de Patane, qui s'écroule comme ça dans un nuage de fumée en quelques secondes. Donc là, ça a duré presque 1 minute, je crois. Enfin, après, j'ai lu aux alentours de 50 secondes. C'est assez long quand même, hein. On ne réfléchit pas. J'ai compris que c'était un tremblement de terre et la seule chose, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Quand est-ce que je vais pouvoir respirer et sortir de ce moment de chaos et de terreur, c'est parce que c'est vraiment ça. Au début, on ne comprend pas et après, on est maître de rien et on a juste à attendre en espérant qu'on ne sera pas touché. La vibration du sol fait du bruit lorsqu'on est proche de la zone de faille, ce qui est le cas pour les Népalais qui étaient au-dessus de la faille. Bien sûr, ils ont entendu le grondement, les coups de canon des petites secousses après, mais le grondement, pendant les 50 secondes, le grondement de cette vibration continue qui vient de toutes ces aspérités de la faille qui cassent les unes après les autres, et plus un mouvement plus basse fréquence qui, lui, ne fait pas de bruit, mais qui peut faire osciller les bâtiments. Et les bâtiments eux-mêmes font du bruit parce que voilà, ils ont une réponse un peu non linéaire et donc ça fait teinter tous les objets dans la maison teintent, même si le mouvement est un peu basse fréquence. Donc il y a du bruit qui vient du grondement de la terre et aussi de la réaction des bâtiments et de tout ce qu'il y a dans les bâtiments. Tous les quarts d'heure, il y avait des secousses et des répliques ou des secousses, je ne sais pas exactement. En tout cas, c'était suffisamment fort et suffisamment rapproché pour qu'on comprenne que ça n'allait pas s'arrêter comme ça. The aftershocks continued to obliterate buildings which didn't have anti-seismic measures in place. These are simple. Constructing a building with symmetrical dimensions reduces the risk of twisting. Building on a slope, or especially on soft ground, can lead to the sinking of foundations and allows the waves to multiply the devastating impact of the earthquake. Constructing on hard ground offers more stability because the rock absorbs the waves. Finally, rubber structures in the basement also absorb the vibrations, and metallic diagonal crosses in the windows increases shock resistance. All of these precautions are non-existent in Nepal. In the following days, aftershocks with magnitudes over 5 destroyed even more buildings, and 3 other aftershocks of a magnitude of 7 shook the earth a month later. Il est très clair que le séisme de 2015 n'a rompu qu'une petite partie de la faille qui est située sous le pays. Ce séisme de 2015, magnitude 7.8, est assez petit, même s'il est très gros, par rapport à ce que l'on pense pouvoir se produire dans le futur et ce qui s'est déjà produit dans le passé historique. Il y a eu de très grands séismes au Moyen-Âge. En 1505, il y a eu un très grand séisme qui a rompu une grande partie de la faille himalayenne sur plusieurs centaines de kilomètres de long. À magnitude difficile à estimer, mais probablement plus grosse, plus élevée que 8.5. Donc si des séismes comme ça se sont produits dans le passé, il y a de fortes chances qu'ils se reproduisent dans le futur. La partie ouest, elle n'a pas cassé fortement depuis à peu près 500 ans. Donc 1505, un grand séisme qui a cassé tout l'ouest du Népal, dans cet affrontement himalayen-Inde. Et là, la répétition de ces séismes-là, c'est une catastrophe. Ça dépasserait certainement les magnitudes 8,5. Et voilà, vu le taux de convergence, 2 cm par an,
500 ans, ça fait 10 mètres à rattraper. Et donc 10 mètres, c'est beaucoup plus que les quelques mètres qu'il y a eu, les 5 mètres qu'il y a eu pour ce séisme. Les Népalais vivent avec ça, en fait. Ils attendent le big one, ils savent qu'ils vont en avoir un très 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 fort. Donc tout le monde disait, c'est peut-être celui-là, le big one. The Nepalese fear it. They are aware that what they experienced may just be the taster of what the Himalayan fault is capable of. Avant que ce séisme se produise, les sismologues, les paléosismologues, les géodésiens, qui sont tous des spécialistes des tremblements de terre avec chacun leurs outils, avaient pratiquement étaient tous en accord pour dire que cette faille, la faille qui est située sous Katmandou, qui émerge en Inde, elle est capable de produire des séismes de magnitude 8, 8.5, certains disent même magnitude 9. Le séisme de 2015 était un séisme de magnitude 7.8, un petit peu plus petit qu'une magnitude 8. Donc ça veut dire une faille qui est fait 100-150 km de long, une trentaine de kilomètres de large, c'est-à-dire ce n'est une rupture que d'une partie du plan de faille existant. The earthquake on the 25th of April in Nepal did not stop in Kathmandu. The seismic waves continued towards Everest. And with a magnitude of 7.9, the whole region experienced extensive destruction. Because the earthquake destabilized a large number of the mountain slopes, some literally collapsed. La secousse elle-même, elle fait des avalanches, avalanches de roches, avalanches de neige. Et ça, c'est encore plus effrayant parce que un bâtiment d'un niveau qui tombe, on a toujours une petite poche de sécurité pour s'abriter. C'est rare que les maisons soient complètement rasées et les gens enterrés dessous. Ça arrive, mais il y a peut-être une maison sur 10, une maison sur 100 dans les villages très touchés. Maintenant, une avalanche qui passe sur un village, il n'y a plus rien. On parle d'un pays qui est aussi assez sensible au changement climatique, dans lequel les glaciers fondent, les glaciers himalayens sont en mauvais état. Et donc ça augmente encore plus le risque de déstabilisation des glaciers. These few images of a climbing camp at the base of Everest show the suddenness of the avalanche. No! Fuck! 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 And we try to find the kitchen shed. Oh no, there's no kitchen shed left. The kitchen shed. Le village de Langtang a été complètement rasé par non pas un glissement de terrain, mais plutôt ce qu'on pourrait appeler une avalanche de blocs de glace et de roches. C'est-à-dire un morceau de montagne sur lequel il y a un glacier. Et le glacier se détache et en même temps des morceaux de roche, ou peut-être que c'est la roche qui est sous le glacier qui a cassé, on ne sait pas très bien. Le résultat est catastrophique. C'est une avalanche extrêmement puissante qui se déverse dans la vallée. On peut parler en tonnes, on peut parler en mètres cubes. Rien n'arrête. The rupture in the fault stopped under Kathmandu, which means that the other half, which is still subject to constant pressure caused by the meeting of the tectonic plates, has not yet broken. This part is moving increasingly close to the surface, which could lead to an earthquake even more powerful than that of 2015. If the magnitude is even higher, it is easy to imagine the damage it would cause, especially since the buildings have not undergone any special anti-seismic precautions since 2015. It is estimated that more than 90% of homes, offices and shops are not up to standard. However, the cost of additional infrastructure is no more than 10% of the overall structural work. The construction materials, the positioning of the windows, the distribution of weight in the floors, all elements which are still not planned for in the construction works. La probabilité qu'il y ait un grand séisme dans les décennies à venir n'est pas négligeable. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une chance sur 100, une chance sur 10. Par contre, à l'échelle du siècle, elle est extrêmement probable, à l'échelle donc du XXIe siècle. Constant threat is present, constant danger, and a fault ready to open. This is the case for a large number of regions across the world.
but one of them makes us fear the worst. It is the one that crosses Italy. Globalement, l'Italie s'est coincée entre deux gros blocs, le bloc africain et le bloc eurasiatique. Et puis, entre ces deux gros blocs, il y a des petites plaques qui sont un peu coincées. The Adriatic plate, pushed by the African bloc. It is this plate that gave birth to the Alps, but also to the Apennines in Italy, mountains ranging over 1,000 kilometers from the north to the south of the country. This contact zone between two plates explains the constant threat that weighs over the country. On the 24th of August 2016, at 3:36 in the morning, an earthquake with a magnitude of 6.2 turned life in a village into a nightmare. Early the next morning, the images shocked Italy and the entire world. The village of Amatrice and its 2,700 inhabitants were literally in ruins. Toute la zone apennine est une zone de faille extrêmement active, avec des magnitudes 6, 6,5, voire 7 pour les grands séismes historiques, ou peut-être même parfois un peu plus. Et donc, oui, c'est une zone dangereuse. Les villages sont détruits tous les quelques siècles. Mais bon, on reconstruit bon an, mal an, voilà. Et quand on a reconstruit ce village après les derniers grands séismes dans cette région-là, c'était dans les années 1700, 1703. Bon, ben voilà, ça fait quand même 3 siècles. Les villages ont été reconstruits plusieurs fois. Les maisons ne durent pas 3 siècles, généralement. Donc, on a un peu perdu la mémoire de ces séismes forts qui sont très destructeurs. Mais on connaît cet aléa, il est parfaitement connu. The report shows 300 victims and as many injured. The village was devastated. This is surprising with a magnitude of only 6.2, but it was in fact another determining factor that explains the devastation caused by the seismic waves. The rupture of the fault occurred very close to the surface. On est autour d'une dizaine de kilomètres de profondeur. Alors ça peut paraître très important, mais ça reste superficiel par rapport au phénomène. 10 kilometers deep, compared to 6,500 kilometers of the planet's radius. It is the equivalent of the shell of an egg that cracks, more specifically, the surface of the shell. Vu que c'est superficiel, les ondes sismiques n'ont pas eu le temps d'être atténuées et arrivent encore avec une puissance assez importante. Et de fait, génèrent des dégâts importants. The houses built in a traditional style were literally blown away, collapsing almost instantaneously. C'était le cas beaucoup à Amatrice. Là, on a des matériaux qui se tiennent pas bien et du coup qui ont tendance effectivement à tout s'effondrer d'un seul coup. Donc là, on est dans des scènes où tous les bâtiments sont à terre. Les Américains appellent ça les effondrements pancakes, c'est-à-dire les étages les uns sur les autres qui s'effondrent. Et là, souvent, on a des formes un peu en triangle, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui font comme des points durs et ça s'affaisse sur le côté. Et là, on peut avoir des poches de vie pour les secours. The earthquake took place at around 3:30 in the morning. Many were not yet out of their beds when the floors and roofs collapsed. This quake in the middle of the night with its low magnitude undoubtedly preserved many lives. Prenez le cas où on a un séisme qui finalement ne casse aucune maison mais fasse tomber toutes les cheminées. Donc magnitude 5,5, entre 5,5 et 6. Bon ben, de nuit, vous n'avez pas le temps de sortir, il n'y a pas de problème. Les cheminées sont par terre dans la rue. Dans la journée, vous avez 300 morts. The action of the earthquake caused the ground to lower by 20 centimeters, and the quake did not seem to want to stop. It stayed alive with hundreds of little aftershocks, making the work of the relief teams particularly dangerous. The earth continues to move in Italy. Several regions are historically unstable, with numerous tremors. One of the deadliest took place in the south of the country in 1908, claiming 95,000 victims. Les personnes qui habitent encore dans le bâti historique du centre de l'Italie et de toutes les zones sismiques prennent un vrai risque. Il est clair, c'est presque écrit qu'il y aura d'autres séismes catastrophiques dans le centre de l'Italie. Italy is therefore under the threat of even more devastating earthquakes. The other side of the Alps is also threatened by this tectonic plates game.
The Eurasian and African plates that make Italy tremble also have an impact on France. The Alps, the Pyrenees, Provence, and even Brittany are sensitive sites. France is hit every week with tremors of a magnitude of 3, but the risks today are very limited. The real danger is found on the edges of Europe. Here, experts have no doubts that a future tragedy is looming. This is the case in Turkey and its flagship city Istanbul, with its 15 million inhabitants. On connaît bien les failles actives en Turquie. On les connaît bien en particulier parce qu'elles ont généré des séismes historiques qu'on a vus se déployer au cours du temps, au cours du siècle dernier, le long de la faille nord-anatolienne, qui est la grande faille sismique de la région. Turkey is trapped between the African plate, the Arabian plate, and the Anatolian plate. The country is therefore subject to great instability. Frequent tremors ravaged the whole country, like in 1999 in Izmir, 150 kilometers from Istanbul. The magnitude was 7.2. 18,000 people died. In 2014, the city of Van in the east of the country shook powerfully, leaving nearly 400 dead beneath the debris. But these earthquakes, though violent, are nothing in comparison to the one feared by all, the famous Big One, a terrible quake, a monster that has already given something to talk about. On sait que la faille a cassé il y a 250 ans pour la Turquie, et on sait aussi que en 250 ans, ça fait 5 mètres à rattraper, et 5 mètres à rattraper en glissant brutalement. Et comme il se trouve que les grands séismes des régions qu'on regarde, c'est typiquement des glissements de 5 mètres, eh bien on se dit que la faille est mûre pour casser. If the break happens on this Anatolian plate, the world's experts foresee apocalyptic scenes. Un certain nombre d'ingrédients sont réunis pour qu'il y ait une grosse catastrophe. First of all, the position of the fault, which, if it continues to move apart, has millions of inhabitants in its sights. La prochaine propagation, elle affectera un segment de faille qui se trouve très proche, en face de la capitale Istanbul. Istanbul est en quelque sorte au bout du canon. The second concern is the city itself, with buildings that are incapable of withstanding an earthquake. Urbanization is rampant here, and constructions are built without taking the seismic risk into account. 10 years after the great earthquake of 1999, out of the 1,720 schools at risk, less than 250 have been reinforced. Out of the 635 hospital buildings, only 3 have been strengthened. In Istanbul, anti-seismic standards are poorly applied, and yet scientists estimate a 65% probability of a giant earthquake in the next 20 years. Ça doit déclencher des mesures de protection de grande échelle. Today, Istanbul is an example of a city that continues to grow, but at the same time does not take the necessary measures. We have reached a point where the urban population is larger than the population in the countryside. The next earthquakes are likely to affect us even more than in the past. Anticipating future earthquakes has become the experts' new challenge. Pour travailler sur la prédiction des séismes, à défaut de vraiment pouvoir prédire longtemps en avance, il y a une voie de recherche qui est celle des précurseurs déjà. Donc c'est d'essayer de voir si, de manière systématique, il y a des phénomènes qui seraient observables quelques jours, quelques heures avant un séisme. In certain cases, as a result of field research, we know that before an earthquake occurs, the geological environment, that's to say the surrounding rocks, are greatly disturbed. The rocks crack, making the work of scientists very difficult. Today, we know more about the underground phenomena that causes earthquakes. Une des pistes, en tout cas, de recherche actuelle, c'est de mieux comprendre ce phénomène d'endommagement des roches avant un tremblement de terre, pour pouvoir déterminer dans quelle mesure
Ça contient des informations sur le séisme à venir, sur son timing et puis aussi sur sa taille, évidemment. Research is advancing, but time is running out. Today, around 10 cities across the world, each with more than 8 million inhabitants, sit on the edge of tectonic plates where earthquakes are triggered. Specialists are not optimistic. A tremor with a magnitude of 7 in Tehran, for example, would cause 1.5 million deaths. One thing is sure, the Earth's center, with a temperature of 5,000 degrees, has not yet finished shifting its tectonic plates, moving them around like the pieces of a never-ending jigsaw puzzle. It is estimated that the core has only dropped 3 to 6 degrees since the disappearance of the dinosaurs. These forces of nature, completely out of our control, have not finished making us tremble. Thousands of volcanoes rise from the Earth's surface and over 1,500 of them are active. While they are essential to life on the planet, their eruptions remind us that we are living on top of an explosive cauldron. Les êtres humains ont tendance à oublier la menace que représente le volcan et le voir même parfois dans certaines civilisations comme un protecteur. 500 million people live at the foot of active volcanoes, despite the risks involved. These fire breathers are kept under the watchful eye of scientists. Although experts have today uncovered some of their secrets, they remain powerless in the face of certain devastating phenomena. Une nuée ardente détruit tout sur son passage, bien évidemment les humains, mais également les constructions qui sont soufflées, tout est emporté, il reste des villes fantômes. Capable of destroying everything in just a few minutes, volcanoes become monsters with untamable tempers, and when they wake up, they can be explosive. Energy release is similar to one Hiroshima bomb being detonated every 2 to 3 minutes. In 2010, the eruption of the Icelandic volcano Eyjafjöll propelled thousands of tons of volcanic dust in the air. This eruption had global consequences, but why? Que ce soit des projections de cendres et de bombes, les nuées ardentes ou les gaz, on comprend bien que c'est les volcans qui font des dégâts, c'est le volcan qui tue. When a new volcano emerged from the bowels of this small Icelandic island in 1973, it was met with general surprise. Vorum hissa að þetta sé gerast. Okkur alltaf sagt að þetta var ekki eldvirkt svæði. The authorities put new techniques in place to control the monster, but can we really fight against such forces of nature? In 2007, on the island of Réunion, fountains of lava transformed into rivers of magma, which flowed into the sea. Un grand lac de lave a atteint la mer et à ce moment-là, ça s'est mis à péter dans tous les sens. Et il faut savoir que l'eau en surface, elle était à 80 degrés. With the collapse of the main crater, the eruption was unprecedented. Lorsqu'on regarde les écrits anciens, c'est vraiment la plus grosse éruption qu'a connue l'homme sur le piton de la fournaise. But could experts predict an event of this magnitude? Yet there are even greater dangers on our planet. Killer volcanoes could destroy all life on Earth. Une super éruption pourrait-elle faire disparaître l'espèce humaine? C'est pas exclu. On peut dire que d'ici 100 000 ans, il est probable qu'il y ait une super éruption. Super eruptions are still shrouded in mystery, even though research into the science of volcanoes has made tremendous progress. How do volcanoes work? Can we predict eruptions? And what dangers do they pose? Volcanoes have shaped the surface of the planet,
They have marked out continents, made islands emerge, but also ravaged millions of square kilometers of land. They could even take us into a new geological era. Each year, almost 50 volcanic eruptions shake the surface of the Earth. It is one of the most spectacular manifestations of the forces of nature. To understand where the power of these fire giants come from, we must look back at their origins. Le fonctionnement d'un volcan est assez complexe, car on ne voit que la partie superficielle, un petit peu comme la partie émergée d'un iceberg. Et pour bien comprendre le fonctionnement d'un volcan, il faut savoir ce qui se passe dessous. During the period of its creation, the Earth accumulated a considerable amount of energy under its surface. In its core, the temperature is 5,000 degrees. The mantle represents more than 80% of the planet's volume. It produces a flow of heat that slowly swirls the rocks. The surface is the Earth's crust, where we humans evolve. It forms an extremely thin layer, 30 kilometers thick on average, compared to 6,400 kilometers of the Earth's radius. The volcanoes are fueled by this energy today, and their eruptions regulate the Earth's balance. They originate in the mantle, where part of the rock melts. The less dense magma created rises to the surface. During its journey, it can accumulate in a large pocket, known as the magmatic chamber, and stay there for millennia. When the reservoir is full, the magma is expelled to the surface. It passes through the Earth's crust and continues its ascent along the volcanic chimney. When it emerges, an eruption is created. Tant qu'un volcan est actif, il est alimenté par du magma qui vient de profond. Puis un jour, pour différentes raisons, soit il n'y a plus de magma, soit le volcan s'est déplacé, et si le volcan n'est plus alimenté, il meurt. Over 1,500 volcanoes spread out between the continents are considered active today. They generally form on the borders of different tectonic plates, which make up the Earth's crust. These plates are always in motion. They spread further apart or collide. Most of the volcanoes on our planet are situated where an oceanic plate sinks under another plate. Une plaque plonge sous l'autre, on parle de subduction, et là c'est très favorable aux volcanisme, c'est des volcans très importants, très actifs. Donc cette région de subduction, notamment tout le tour du Pacifique, et dans ce cas-là, on parle de ceinture de feu du Pacifique, ça concentre la très grande majorité des volcans du monde et des volcans dangereux du monde. The Ring of Fire begins at the southern tip of South America. It goes as far as Alaska, joins Japan, then the Philippines, and ends in New Zealand. That is about 40,000 kilometers of volcano lined up around the Pacific. However, some of these giants appear in other areas. La majorité des volcans se situent aux limites de plaques, mais certains sont originaux, ils sont au milieu de plaques. Soit au milieu de l'océan, comme l'île de la Réunion au milieu de l'océan Indien, soit au milieu de plaques continentales, comme les volcans d'Auvergne. With its numerous craters, Auvergne is a landmark of volcanism in metropolitan France. The last eruption took place 6,000 years ago, and the youngest volcanoes are still monitored by scientists today. These giants were born as a result of a second means of formation, which volcanologists call a hotspot. On some areas of the mantle, the temperature is higher than usual, bringing up enormous pieces of rock that melt near the surface. The hotspot acts on the Earth's crust as a kind of blowtorch. The magma produced moves through the fractures and eventually emerges into the open air, creating a volcano called a hotspot. Very few places in the world combine these two types of volcanism. One of them became the scene of a worldwide eruption in 2010. "20 million years ago in northern Europe, an island emerged from the sea under the pressure of underwater volcanoes, Iceland. The country sits on two tectonic plates which move away from each other. On one side, the Eurasian plate, and on the other, the North American plate. Some 130 volcanoes stand on this fracture, among them Eyjafjall. Everything here acts as a reminder that Iceland was created with fire, from black sand beaches to ash deserts, fields of solidified lava, and above all, hundreds of craters. These ever-changing volcanic landscapes are proof that the island is still developing.
Like most volcanoes, Iceland's arise on the border of tectonic plates, which move several centimeters each year. When they meet, the densest plate is drawn towards the depths of the planet, like a treadmill at the end of its race. The rock melts, then rises to the surface and creates a volcano. When the plates separate, the magma created fills the void between them and forms the Earth's new crust, at the level of the oceanic ridge. This is what happened in Iceland, but a second phenomena is added to this, a hotspot. At the Paris Institute of Earth Physics, Edouard Kaminski studies the incredible characteristics of Icelandic volcanism. Une dorsale, typiquement, se situe sous nos pieds, à peu près à 5000 km de profondeur dans les océans. Il se produit dans cette dorsale un écartement des plaques et une production de magma. En Islande, se rajoute à ce phénomène l'arrivée d'un point chaud, donc une poussée supplémentaire, une production supplémentaire de magma qui va finir par créer une île, aujourd'hui émergée. Because of these two phenomena together, a volcano erupts in Iceland every 5 years on average. The island bears the scars and lives at the rhythm of these fire-breathing titans, but one of these eruptions is spoken of more than others. During the night of the 20th of March 2010, a volcano that had been asleep for nearly 200 years awoke. It was the Eyjafjall volcano. On observe l'ouverture d'une fissure éruptive assez classique, avec une activité de fontaine de lave d'intensité moyenne, des coulées de lave d'intensité moyenne et quelques rejets de cendres et de vapeur. Rien d'inquiétant, c'est d'ailleurs une éruption que l'on peut qualifier de touristique. We had this beautiful eruption with lava fountains and lava flowing. It was flowing down steep slopes, so we had lava falls. It was spectacularly beautiful. No danger during the first phase of the eruption that took place on the eastern slope of the volcano. For nearly a month, it produced flows of fluid lava with minor consequences to the island. But things did not end there. On the evening of the 13th of April, intense swarm of earthquakes started under the summit of Eyjafjallajökull. That did not signal anything good. And this signaled that magma was moving under the volcano. Indeed, in the early morning, the eruption suddenly changed location. The eruption started in the summit caldera of Eyjafjallajökull, and the upper part of Eyjafjallajökull is covered by glacier. And the summit caldera has ice up to 250 meters thick in places. The heat released by the magma melted the ice, what scientists call a subglacial eruption. Enormous flows of water then escaped to the plains, causing concern among the authorities. La crainte des autorités, c'est une fonte que l'on qualifierait d'une débâcle du glacier, c'est-à-dire une grande partie du volume du glacier qui est dispersée dans les fleuves et qui entraîne des inondations catastrophiques, extrêmement brutales et rapides, et donc bien sûr des morts et des destructions massives. Faced with this risk, the authorities closely monitored the giant and set up an SMS alert system. 800 inhabitants were evacuated from the area. Among these people was Gudlaug, who lives with her family at the foot of the volcano. Þegar við fáum skilaboðin frá 112 þá þurfum við að rýma og við höfum hálftíma til þess að rýma vegna þess að það getur komið flóð hérna niður og það getur verið flóðalda sem er 14-15 metrar hæð í svona verstu dæmi sem getur gerst og þá færi húsið mitt hérna og þannig ég hefði ekki til að snúa. Luckily, the floods spared the population, only submerging a few roads. But the collision between the magma and the glacier covering the volcano caused an exceptionally aggressive phenomenon. On the 14th of April, Icelanders witnessed a series of ultra-powerful explosions. The energy release is similar to one Hiroshima bomb being detonated every 2 to 3 minutes. Ice at 0 degrees was suddenly vaporized by magma, which was over 1,000 degrees, a violent thermal shock causing these enormous explosions. Arman Höskuldsson is a volcanologist in Reykjavik. He explains this phenomenon. Si tu as une casserole avec de l'huile, et tu fais chauffer l'huile, et tu jettes de l'eau dedans. Ça, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, on a un magma qui est très très chaude, beaucoup plus chaude que le glacier et de l'eau. Et dès que le magma touche le glacier ou de l'eau, l'eau va
évaporé dans une explosion. In just a few days, these enormous explosions propelled 140 million cubic meters of volcanic matter into the air. That is more than twice the volume of the dune of Pilat, and one of the materials released into the atmosphere had global consequences. À partir du 14 avril, nous avons donc un magma visqueux qui interagit avec de l'eau de fonte qui se transforme en vapeur au contact du magma incandescent. Ceci produit des explosions gigantesques, extrêmement puissantes, qui vont projeter dans la haute atmosphère un mélange de gaz volcanique et de cendres pulvérisées. Cette combinaison-là a créé des cendres ultra fines, des cendres plus petites qu'un micron. Filled with microscopic ash, the volcanic cloud quickly rose 10 kilometers. Ce panache, il est chaud, donc il monte comme un ballon d'air chaud, puis il s'ouvre comme un parapluie, il s'étale comme un champignon, et après il est entraîné par des vents dominants qu'on appelle les jet streams, qui peuvent les entraîner sur plusieurs centaines de kilomètres. The strong winds pushed the volcanic plume towards the east of the country. In a few days, the cloud had reached Scandinavia, then France, and all over northern Europe. Le panache de l'Eyjafjallajökull est un piège pour le trafic aérien. Comme ce panache a atteint 10 km d'altitude, il a été dispersé à l'intérieur de l'espace aérien sous la forme d'une concentration très faible de cendres qui n'est pas détectée par les pilotes. Faced with this dangerous volcanic cloud, many European countries cancelled aeroplane flights and closed their airspace for a week. Constituted of fragments of solidified magma, the ash threatened to damage the engines. Un avion de ligne qui traverserait l'atmosphère contaminée par le nuage volcanique serait chargé en cendres à une quantité qui correspond à peu près à 1 kg par heure. Cela revient à générer en permanence dans le réacteur un liquide magmatique, un magma en fusion, qui va figer à l'intérieur des pales et va entraîner une surchauffe du moteur qui peut entraîner l'extinction du moteur. Almost 100,000 flights were cancelled in total, and ultimately the entire world was affected by the eruption of Eyjafjallajökull. Another unexpected consequence, in southern Iceland, a full-blown ash storm hit the region. Það ekki hægt að vera úti, það verður allt grátt, svart og það svíður í öndunarfærin og augunum. The ground of this meadow, now green, was covered with a thick grey coat. Magnus Askiason is the owner of this farm. The 14th of April 2010 has remained engraved in his memory. C'était bizarre, mais quand le centre tombait, il faisait un silence absolu. On n'entendait pas la cri des oiseaux. Et puis le centre, ça rentrait partout. À l'intérieur de la maison, etc., etc. On était couverts de cendres. Magnus Askiason raises sheep of an Icelandic breed known for its wool. He has more than 80. During the eruption, he had to shelter his flock since the ashes could have dramatic consequences. Quand les moutons mangent l'herbe, où il y a du cendre, il y a un peu de fluor qui rentre dans le corps des moutons. Et le fluor, ça peut déformer les dents et les os des moutons. Et dans ce cas-là, on est obligé de les abattre. Et pour moi, ça c'est un peu dommage parce qu'on a eu la même race ici depuis des siècles quasiment, qui savent se protéger contre la pluie, contre la neige et le vent. Luckily, Magnus's herd was not intoxicated with fluorine. But Icelanders will always remember the true catastrophe that resulted from the eruption of Laki in 1783. Dans le cas du Laki, où l'éruption a duré par exemple plus d'1 an et demi, il y a un enrichissement progressif du sol en fluor lié à la désagrégation des cendres sous l'effet des pluies. En 1783, c'est plus de 50% du cheptel qui meurt ainsi en Islande et plus de 20% de la population qui meurt de famine. Dans le cas de l'Eyjafjallajökull, l'éruption a été finalement de faible intensité et assez courte. Elle n'a pas eu d'impact à ce niveau-là. Fortunately, the eruption of Eyjafjallajökull caused no casualties. After 3 days of intense explosive activity, the giant ash breather finally calmed down. Its eruption left behind a gaping hole, hollowed out in the glacier, but it still took nearly 6 months for Eyjafjallajökull to go back to sleep, and no one knows how long for.
This explosive kind of activity is by far the most violent, but there is also another type of eruption that ravages everything in its path. Les éruptions volcaniques varient. On va en distinguer deux grands types. Le premier cas, c'est quand le magma arrive à l'état liquide en surface. Il coule comme une rivière toute rouge, une rivière de lave. Ce sont des gros dégâts matériels car la coulée dévaste tout. Les écosystèmes, les forêts, les villes, les routes. C'est ce qu'on appelle des éruptions effusives. On peut appeler ça également des éruptions rouges. When the lava is thick, it advances slowly, dragging lots of boulders with it. Nothing can resist its destructive power. At the heart of the flow, the temperature nears 1,000 degrees, and when the lava cools down, it can take some amazing shapes. Among the volcanoes which release the most lava in the world are those of the Hawaiian archipelago. The Kilauea last erupted in January 1983. As a result of the red flood that escaped from the bowels of the Big Island for more than 30 years, the island continues to expand. Effusive eruptions are the least dangerous to man, unlike grey volcanoes, which can be real killers. If gas accumulates under a thick magma, it rushes out of the crater in the form of enormous explosions. Matter is then projected at speeds of up to several hundred kilometers per hour. Dans le cas des éruptions explosives grises, il y a souvent des projections de fragments de magma plus ou moins solidifiés. Ça peut aller des cendres les plus fines, qui font moins d'1 millimètre, qui sont déjà refroidies, qui sont grises, jusqu'à des bombes qui ont la taille d'un ballon de rugby, qui sont incandescentes dans la nuit, jusqu'à des blocs ou des grosses bombes qui ont la taille d'une voiture, voire d'un autobus. The blasts are so powerful that magma can be expelled to up to a 10-kilometer radius. Ces éruptions explosives sont très importantes, très dangereuses. C'est par rapport aux éruptions effusives 1000 fois plus en énergie et en volume. Scientists have developed a scale that measures the intensity of eruptions, the Volcanic Explosivity Index. It ranges from 0 for effusive eruptions like those in Hawaii to 8 for the most extreme eruptions. Grey volcanoes can be particularly violent. They can trigger dreadful volcanic phenomena, terrible pyroclastic flows which nothing and nobody can withstand. Une nuée ardente se forme lorsque le magma est très visqueux, très explosif, et il jaillit d'un seul coup, soit parce qu'un morceau de la montagne s'effondre, soit parce qu'il sort latéralement. Il sort un peu comme un coup de fusil. When the top of a volcano is plugged with lava, the magma finds itself blocked and accumulates under the crater. When the pressure becomes too strong, the dome of the volcano explodes, releasing an avalanche of rocks, ash, liquid and gas that travel down the volcano's slopes at several hundred kilometers per hour. This death cloud can reach 500 degrees, a brutal event that lasts only a few minutes. Une nuée ardente détruit tout sur son passage, bien évidemment les humains, mais également les constructions qui sont soufflées, les forêts qui sont entièrement détruites. Il ne reste plus que des arbres coupés à 1 mètre du sol et réduits en cendres ou en charbon de bois. Les routes sont détruites, tout est emporté. Il reste des villes fantômes, comme Plymouth à Montserrat. The Soufriere Hills on the Caribbean island of Montserrat give an idea of the terrible consequences caused by this phenomenon. In Plymouth, the capital, everything seems frozen in time in 1997, when the city was destroyed and buried by pyroclastic flows. About 20 people perished that year, but most of the population was evacuated thanks to the warnings of an observatory set up there 2 years earlier. Without it, there could have been thousands of victims. Since the second half of the 19th century, volcanological observatories have gradually been set up in the 4 corners of the world, making considerable progress in the science of volcanoes. Les 100 volcans les plus dangereux du monde sont surveillés par des observatoires qui fonctionnent 24 heures sur 24, qui sont habités par des scientifiques, des techniciens qui se relaient. Et ces observatoires sont liés directement à des capteurs placés sur les volcans, qui est en quelque sorte ausculté, radiographié, monitoré, et les moindres variations de certains paramètres sont enregistrées par l'observatoire qui peut prendre des décisions. 10% of the planet's active volcanoes are monitored continuously, but some places are too difficult to access, making it impossible to set up an observatory.
Fortunately, satellites are now able to monitor their activity, and thanks to them, scientists observe how the ground moves and changes with an accuracy of up to a centimetre. One French island is home to a state-of-the-art observatory that continually measures the pulse of a world-famous volcano. In 2007, it produced the eruption of the century. The island of Réunion, in the heart of the Indian Ocean. A true lava breather emerged from this island. It is known in English as the Peak of the Furnace. This stretch of volcanic land sprang up from the depths of the seas 3 million years ago. 3,000 meters high, the Snow Peak reigns over Réunion Island. This giant, which has been dormant for 120 centuries, created 2/3 of the island. Amazing lunar landscapes and stretches of hardened lava on which nothing grows remind us that it is the peak of the furnace that makes the landscape itself. The Réunion volcano lies in the middle of the African tectonic plate. Here, there is no gap or collision between the plates. Its activity continues owing to a very special mechanism. The peak of the furnace is located on a hotspot. Ces volcans sont isolés, ça veut dire qu'à cet endroit-là, en profondeur, le manteau peut fondre, créer du magma, et donc se forme un volcan en plein milieu de la plaque, océanique ou continentale. In the depths of a hotspot, the temperature is extremely high and less dense, so huge pieces of rock rise. As they approach the surface, they melt and create magma. When this magma penetrates the Earth's crust, it forms a new volcano. However, tectonic plates move constantly. Driven by the plates, the volcano slowly shifts away from the hotspot and eventually goes out. The magma continues to pass through the crust as the plate moves. This is how a line of volcanoes is born. Si la plaque est mobile au-dessus d'un point chaud fixe, eh bien, il y a l'effet chalumeau, c'est-à-dire qu'on retrouve des volcans qui sont alignés et de plus en plus jeunes à mesure qu'on se rapproche du point chaud. The peak of the Furnace volcano is located just above a hotspot, making it one of the most active volcanoes on the planet. Lava flows out of the surface every 8 months. It has therefore become an open-air laboratory for scientists. In 1980, a volcanic observatory was set up here. Today, Aline Pelletier is the director. Le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus surveillés au monde, puisqu'on a quand même une centaine de capteurs sur site qui transmettent donc les données en temps réel à l'observatoire. Seismometers record shaking in the volcano, while other devices measure the changes on the surface and monitor the inclination of its slopes. The main objective is to predict the Réunion Giant's eruptions. Aujourd'hui, on sait prévoir une éruption, notamment quand il y a des nombreux microséismes sous le volcan et quand il y a une inflation, un gonflement du volcan. Ce sont 2 paramètres qui témoignent que le magma est en train de monter, qu'il est peut-être à quelques kilomètres, qu'il va sortir dans les 24 à 72 heures. But a final clue is particularly revealing. On a un signal typique qui s'appelle le trémor volcanique. Lorsque la fissure s'ouvre en surface, ça fait vibrer le sol et là on a un signal typique qui est enregistré par nos sismomètres. Et là on sait vraiment que l'éruption a débuté et donc on peut prévenir là également les autorités locales et qui passent donc en alerte 2, éruption en cours. The observatory team regularly visits the site. They are responsible for assessing risks for population and infrastructure. Danger is limited since most of the time the peak of the furnace's eruptions take place in an uninhabited area. La majorité des éruptions du Piton de la Fournaise ont lieu dans l'enclos Fouquet, qu'on appelle aussi l'enclos, qui est une caldeira, c'est un immense cratère d'effondrement en forme de fer à cheval ouvert vers la mer. Donc les coulées sont naturellement canalisées vers la mer. It is precisely here in 2007 that the Réunion volcano's largest eruption for more than a century took place. It was Monday the 2nd of April 2007 at 10 o'clock in the morning. After a week of tremors, the volcano spewed lava. The peak of the furnace lived up to its name. A continuous flow of lava emerged and fountains appeared. Alors parfois, la lave est tellement fluide, mais également riche en gaz, qu'elle peut jaillir, un petit peu comme une lance à incendie, ce qu'on appelle une fontaine de lave. Alors parfois, ces fontaines de lave, elles montent à plusieurs centaines de mètres d'auteur. The lava escaped from an enormous fissure about 1 kilometre wide, which appeared in the southeast of the crater.
Le magma, donc, il y a 2 km de profondeur, en général, il remonte de manière verticale à l'aplomb du cratère. Et à une certaine zone, il va rencontrer de la fracturation. Et il va suivre cette fracturation et déboucher sur une éruption latérale le long du volcan. Different arms formed and flowed several tens of kilometers per hour. It was heading straight for Highway 2. 1h30 après le début de l'éruption, on était sur site, donc sur la route nationale 2, pour essayer de faire les premiers prélèvements de lave. Et le front de coulée était déjà extrêmement haut. Moi, j'avais jamais vu ça personnellement, avec un front de coulée qui faisait 2 ou 3 fois ma taille et qui a progressé quand même assez rapidement. The torrent of burning lava literally swept away part of the road. The locals went to see the damage. Gradually, the eruption became a tourist attraction. The peak of the furnace offered a fascinating spectacle. Les éruptions effusives rouges sont très belles, mais paradoxalement, ce n'est pas les plus dangereuses. Parce que ça coule dans une région donnée, dans une direction donnée. Ça peut durer parfois longtemps, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Mais on va dire que les dégâts sont essentiellement matériels. Il y a rarement des victimes de coulées de lave. By nightfall, the flow had reached the Indian Ocean, and after a few hours, a flow front of more than a kilometre poured into the sea. The burning lava came into contact with the water, which was about 20 degrees. The meeting of the two elements was extremely violent. Quand la lave arrive dans la mer, c'est bien sûr 2 éléments, l'eau et le feu qui se rencontrent, 2 éléments qui sont adversaires. Donc ça ne se passe jamais calmement. C'est au contraire très dynamique, très explosif. C'est-à-dire que l'eau au contact de la lave se vaporise. Ça fait des sortes de mini-cocottes minutes un peu partout. Du coup, la lave se pulvérise en fragments. Donc c'est un mélange de cendres noires pulvérisées qui sont projetées et de panaches de vapeur d'eau qui tourbillonnent furieusement. The confrontation between the lava and the Indian Ocean also triggered chemical chain reactions. Sulfur dioxide, chloridic acid and sulfuric acid were then released into an immense cloud of steam. Some days after the lava flowed into the ocean, scientists went by boat to dive. Their goal was to study the impact of lava on the marine environment. In this team was the oceanologist Jean-Pascal Quod. On était sur un zodiac à 50 mètres devant le front de la coulée, qui était très très calme. La coulée était calme, elle se jetait lentement dans la mer, on voyait qu'elle allait sous l'eau. Et donc on avait le bleu, on avait le noir, on avait le blanc des nuages, on avait le cône volcanique, les montagnes. Et c'est un moment de pur bonheur et de pure connexion avec la nature profonde et vraiment les forces intenses. But events took a whole new turn. Au moment où on est arrivé derrière la pointe de la coulée, un grand lac de lave a atteint la mer et à ce moment-là, ça s'est mis à péter dans tous les sens. Il y avait des pavés qui partaient dans l'air, il y avait des panaches partout. Et il faut savoir que l'eau en surface, elle était à 80 degrés. Faced with this danger, the team cancelled the dive and decided to move away from the flow front. 500 meters from the shore, the scientists made a strange discovery. On a commencé à voir des poissons qui flottaient à la surface, qui bougeaient encore. Il y en avait qui étaient cuits, il y en avait qui étaient encore vivants. Et quand on les a regardés, on dit mais on les connaît pas ces poissons. Ils ont dévaginé, regarde la vessie natatoire, elle est encore gonflée. Il vient de mourir. Encore une nouvelle espèce, incroyable. C'était un moment extraordinaire, c'est-à-dire qu'on venait juste de survivre en disant on a survécu, ouf, on s'est pas mis à l'eau. Et finalement on va au large et la nature nous a offert ce magnifique mystère. Killed by thermal and chemical shock as a result of the encounter between the lava and the water, hundreds of fish rose from the deep. Pendant 3 jours, avec plusieurs équipes, on s'est relayé sur la coulée. On est venu tous les jours et tous les jours on a collecté ces poissons, finalement pour arriver à peu près à 300 poissons, dans lesquels on a pu identifier une trentaine d'espèces qui n'étaient pas connues pour la Réunion et une dizaine d'espèces qui étaient nouvelles pour la science. While teams of scientists finished their research in the sea, the peak of the furnace continued to roar. The lava flow reached an exceptional level of 50 cubic meters per second on average, a record for Réunion Island, enough to fill an Olympic swimming pool in less than a minute. On a eu des volumes impliqués qui étaient extrêmement importants, 100 fois plus importants qu'une éruption moyenne au piton de la Fournaise. Des fontaines de lave qui ont atteint 200 mètres de hauteur, alors qu'une éruption classique, c'est plutôt 30 mètres de hauteur ici à la Fournaise.
At the same time, the observatory noted an impressive increase in seismic activity under the central crater. 1,000 small earthquakes were recorded in a day, and scientists feared the crater's collapse. Dans la nuit du 6 au 7 avril 2007, l'éruption prend un nouveau tournant. Il y a toujours beaucoup de lave émise. Le cratère Dolomieu, le cratère central, s'effondre brusquement sur lui-même. Cette vidange rapide de la chambre magmatique a créé donc une formation d'une caldeira au sommet, c'est-à-dire un effondrement du sommet sur 300 mètres de profondeur. In total, nearly 50 million cubic meters of rocks disappeared in the heart of the crater. That's nearly 150 Montparnasse towers swallowed up. Lorsqu'on regarde les écrits anciens, c'est vraiment la plus grosse éruption qu'a connue l'homme sur le piton de la Fournaise. Il y a eu d'autres éruptions qui ont émis également des volumes importants, où il y a eu des effondrements aussi de cratères au sommet, mais pas de cette envergure. After a month, the eruption finished at last, leaving behind a completely devastated landscape. The black lava covered a vast stretch of forests and ravines across which the highway was rebuilt. In total, the island grew by 50 hectares. Thanks to the preventive work of the Réunion Volcanological Observatory, the lava flows claimed no victims. Les différents risques volcaniques, que ce soit les coulées de lave, les projections de cendres et de bombes, les nuées ardentes ou les gaz, sont des risques immédiats. On comprend bien que c'est les volcans qui font des dégâts, c'est le volcan qui tue. Mais il faut être conscient que d'autres risques différés d'un temps dans l'espace doivent être également pris en considération. Volcanoes, even long after their eruption, remain potential killers. The combination of certain climatic events with volcanic deposits can cause catastrophes as damaging as the eruptions themselves. C'est le cas, par exemple, d'un volcan qui projette des cendres en quantité. Ces cendres s'accumulent de façon instable et en grande quantité sur les flancs du volcan. Arrive la saison des pluies, beaucoup d'eau plus beaucoup de cendres, ça fait beaucoup de boue. Cette boue dégouline sur les flancs du volcan, recouvre les villages environnants. This is what happened in November 1985 in Colombia. The Nevado de Ruiz volcano began to erupt after having rumbled and smoked for months. Ce volcan est recouvert de glace. L'intérieur du glacier commence à fondre au contact du magma souterrain. Des poches d'eau se forment, qui sont brusquement libérées, donc déferle un mélange d'eau, de cendres, de blocs, de fragments de glace qui empruntent les vallées, qui parcourent des distances importantes, 60, 80, 100 km, qui recouvrent des parties de villes, dont Armero, faisant 25 000 victimes. The world experienced one of the greatest natural disasters of the 20th century. The town of Armero was literally wiped from the map, completely covered in mud, now hardened like cement. Another type of deferred risk may result from an eruption, but this time the danger comes from the enormous quantities of volcanic products emitted into the air. Quand des cendres volcaniques ou des aérosols séjournent longuement dans la stratosphère, ces particules, ces cendres, arrêtent certains rayons solaires, donc la température baisse. Donc paradoxalement, les grosses éruptions produisent des baisses de température qui sont mesurables. Lors de la dernière éruption du Pinatubo, en 1991, on a pu mesurer une baisse de 0,3 degrés dans l'hémisphère nord qui s'est amortie en 3 ans. The eruption of this Filipino volcano produced a phenomenon known as a volcanic winter. But only eruptions of cataclysmic power influence the climate. At last, very dangerous phenomenon affects most volcanoes. Shaken regularly by earthquakes, they form fragile structures, becoming prone to landslides that sweep away everything in their way. When a substantial mass of rock escapes, the physiognomy of these giants is totally disrupted. Sometimes the entire land is reshaped. Une coulée de lave peut avoir une épaisseur de quelques mètres à quelques dizaines de mètres. Elle peut donc combler une vallée. Elle peut aussi créer un territoire nouveau. C'est le cas de toutes les îles volcaniques. Et même plus souvent, l'île s'est formée grâce au volcan. Volcanoes devastate lands. In 1973, the inhabitants of one particular island were blown away by the metamorphosis of their surroundings. We return to Iceland.
According to scientists, some 250 eruptions have shaken these lands with fire and ice for more than a millennium. They also forced the Vestmannaeyjar archipelago a dozen kilometers from the country's southwest coast. Some 15 islands sprung up from the waves as a result of this underwater volcanic power. Heimaey, the main island, is the only one inhabited. It is now dominated by Eldfell. Helgafell, dormant for thousands of years, stands beside it. Today, on these wild lands, with its steep topography, live some 4,000 people. Here, everything seems peaceful, yet the inhabitants live under the threat of the Eldfell volcano, which may wake at any moment. The volcano appeared some 40 years ago, and Johan Jonsson witnessed its first eruption. His childhood home was caught in a lava flow. Hérna holtstólpinn inn í húsið, eða stéttina, og húsið var svona 10 metra frá götunni. Og hérna, ég bara flutti yfir götuna í þetta hús hér. Þetta var eina húsið sem stóð eftir, þannig að ég fór einhverja 15-20 metra. Það var nú öll ósköpin þegar upp var staðið. Þannig að ég hef alltaf átt heima hér allt mitt líf á þessari torfu. Today, nature has reclaimed its rights, but some remnants remain of houses which stood here before the eruption. Þessi steypuklumpur hérna, þetta skorsteinn á húsi sem var hérna í næstu götu. Farði syngað upp eftir og endaði hérna. Þannig að Nevertheless, there was no sign of such a catastrophe at the time. The event was met with general surprise. Við vorum hissa að þetta skyldi gerast. Okkur alltaf sagt að þetta var ekki eldvirkt svæði. Þannig að við vissum ekki að þetta væri svona. Þetta byrjaði með svona 3 litlum jarðskjálftum, örlitlum jarðskjálftum. Og síðan bara hófst þetta. At the beginning of 1973, the Eldfell volcano did not yet exist. Le 23 janvier 1973, les flancs de l'Helgafell s'ouvrent, de la lave jaillit, des projections de cendres, des bombes. Donc se crée un petit cône adventif qui devient rapidement le frère de l'Helgafell, qu'on appelle l'Eldfell. At 2 o'clock in the morning, the ground of the east of the island was ripped by an enormous fissure which rapidly reached 2 kilometers, along which giant fountains of lava spurted towards the sky. The scene was unbelievable. A curtain of fire was only a few hundred meters from the first houses of Heimaey. In the middle of the night, sirens sounded and the authorities moved through the streets to wake the sleeping population. They had one instruction: immediate evacuation. Fólki bara fór, bara eins og það stóð í raun og veru og hérna bara forðaði sér, það var bara máli, koma sér í burtu, það var ekki, fólk tók ekkert með sér, bara eitthvað lágmark, einhverja handtösku kannski eða sem var bara hent niður í flýti, fötin voru skilin eftir, það var allt skilið eftir, það var bara koma sér í burtu, það vissi ekki hvað myndi gerast. Some of the inhabitants left Heimaey aboard the island's 70 trawlers headed for the rest of Iceland. Aeroplanes were chartered to evacuate the last people. Everything took place peacefully, as the eruption continued even more beautifully. Nous devons rester sur place à la fin de la matinée qu'environ 200 à 300 personnes qui sont mobilisées pour gérer la crise sur place. In a few days, the volcanic cloud rose 10 kilometers high, and during this time, Eldfell released a phenomenal quantity of material which fell onto the island, blown by the wind. But the layer of ashes rapidly reached several meters high, and under its weight, the building roofs collapse. Heimaey slowly transformed into a black island. The lava then rose to the level of a single eruptive mouth situated at the top of a volcano. The newborn volcano was already 100 meters high, while its lava flowed down to the sea and solidified. But following the natural landform, the flow quickly took a dangerous trajectory. Le risque majeur lors de l'éruption de l'Eldfell, c'est la mise en place d'une coulée très importante qui malheureusement se dirige vers la ville et vers le port. At the beginning of February, the lava advanced tens of meters a day. After 2 weeks of eruption, the flow ended up reaching the town and directly threatening the port.
Le port est le centre vital de l'île, c'est un des plus grands ports de pêche de l'Islande. Il faut donc trouver une astuce pour limiter les dégâts. Backed into a corner, the authorities tried their all and proposed stopping the flow by watering it with seawater. 30 kilometers of high-resistance pipelines and about 50 giant pumps arrived from Iceland and elsewhere. Each hose fired 1 cubic meter of icy seawater per second, enough to fill an Olympic-sized swimming pool in 40 minutes. Arrêter une coulée de lave, c'est toujours très difficile. Là, le contexte était particulier parce qu'on était en bord de mer. Et donc, cette quantité d'eau de mer froide sur le front de la coulée a eu pour effet de solidifier la lave et donc de créer une première muraille naturelle. Et donc, la lave qui était liquide à l'arrière s'est détournée. After several weeks of struggle, the flow front stopped in extremis at the entrance of the port. And thanks to the channel that the lava had constructed, it was now much better protected. Although this flow was able to be held back by colossal efforts, volcanic eruptions remain an indomitable force of nature. Si le volcan avait continué à être actif de façon aussi intense pendant 2 ou 3 semaines de plus, le port aurait été détruit. On the 26th of June 1973, the volcano fell at last into a deceptive slumber. 230 million cubic meters of lava were released in flows, 20 million in projectiles. With this quantity of volcanic matter, the magmatic chamber is no longer under pressure. The volcanic eruption ends. Depending on volcano flow and the amount of magma filling the reservoir, eruptions can last from 1 day to several years. After 5 months of activity, Eldfell left behind a desolate landscape. In the end, nearly 1/3 of the town was flattened under the weight of the ashes, destroyed, burned or crushed by the lava. Lorsque les habitants se réinstallent sur l'île, le paysage a quand même sensiblement changé, puisqu'il y a une grande partie de l'île qui est maintenant recouverte par des coulées volcaniques. Et surtout, il y a un nouveau volcan, l'Eldfell, qui a un cône volcanique qui domine maintenant la ville. With its accumulation of volcanic matter, the Eldfell volcano stands at 200 meters high, and its lava flows have increased the surface area of the island by 15%. Today, the volcano has been placed under strict surveillance by scientists, much like the Vestmannaeyjar archipelago. L'archipel des îles Westman est un système volcanique en cours de construction. C'est-à-dire que régulièrement, les éruptions volcaniques peuvent avoir lieu sur des centres éruptifs émergés, mais parfois sous l'eau. To the planet's land volcanoes are added countless underwater volcanoes which dot our oceans. There are probably 1,000 times more than on the surface. Hidden in the great depths, they still remain a mystery. But when lava does surge from the waves, these underwater volcanoes brutally remind us of their existence. That is what happened around 20 kilometers away from Heimaey. Almost 50 years ago, Surtsey Island did not yet exist. On the 14th of November 1963, in the early hours of the morning, some fishermen noticed a column of vapor rising 10 kilometers into the sky in the distance. In a few hours, the ocean opened up and breathed pulverized rock and ash, an extraordinary spectacle. Le contact à faible profondeur du magma et de l'eau a été explosif. L'eau a un peu joué le rôle d'une cocotte minute. Et donc, il y a jailli des gerbes de cendres noires et de vapeur d'eau blanche. C'est une éruption en noir et blanc, qu'on appelle une éruption hydrovolcanique, moitié eau, moitié volcan. Hydrovolcanic eruptions happen frequently in Iceland, but in Surtsey, things did not stop there. The next day, a piece of earth emerged from the ocean. Il faut comprendre qu'un volcan, c'est un édifice qui se construit petit à petit. Donc, il commence au fond de la mer, qui peut être, mettons, à moins 4 km en moyenne. Donc ce volcan se construit à chaque éruption. Puis un jour, il va émerger. Ce volcan qui émerge, il est battu par les vagues, il est détruit. Donc il y a une lutte entre le volcan qui sort, les vagues qui le détruisent. Donc le volcan s'élargit. Et puis quand il a assez de surface, de substratum, ben, il se met à sortir. Et puis à ce moment-là, l'eau n'y peut plus rien. Une île se crée véritablement. For 4 years, Surtsey Island grew with each eruption. In June 1967, it finally reached the size of 370 football pitches. In human memory, it is the longest eruption Iceland has ever seen. A new land was born from the forces of nature. However, human beings seem to ignore these kinds of disastrous events. Since antiquity, populations have settled at the foot of these menacing mountains. This is the case of Vesuvius, the only active volcano in continental Europe. It rises above the Bay of Naples, where 4 million people live. The population seem to have forgotten the catastrophe of Pompeii. Yet nearly 2,000 years later, these petrified bodies testify to the magnitude of this event.
Like a time bomb, Vesuvius is still in danger of exploding. Scientists estimate that the pyroclastic flows could once again hit the region. At the time, they destroyed everything in their path, wiping neighboring villages off the map. Vesuvius's last eruption dates back to 1944 and gives an idea of the strength of this Italian volcano. It spewed lava flows for 11 consecutive days. The inhabitants of the region witnessed the destruction of buildings helplessly, while a thick layer of ash covered Naples. Today, nearly 500 million people on the planet live at the mercy of these fire giants. On peut être étonné que des gens habitent au pied des volcans. Alors il y a plusieurs raisons. C'est que d'abord les éruptions sont espacées parfois de plusieurs siècles. Donc entre plusieurs générations, il y a un certain oubli. Également, les terres autour des volcans sont fertiles, donc cultivées. Donc pour un paysan javanais, par exemple, le calcul est simple, il va dire « le volcan tue tous les siècles, mais me nourrit chaque jour ». On volcanic slopes, the soil is of unparalleled fertility. The eruptions act as a fertilizer falling from the sky. Composed of multiple minerals, ash serves as food for plants, which grow at a faster rate than average. These giants are capable of the best and the worst. The planet remains under the sway of a final threat, the supervolcano. Belts in the Earth's crust, they await their hour. To the west of the United States, every year, more than 3 million tourists unknowingly walk over a sleeping monster, the Great Yellowstone Volcano. Invisible to the naked eye, it hides under a nature park known across the world. Countless geysers, fumaroles and hot springs offer signs of the site's volcanic nature. Despite its 60-kilometer diameter, visitors can only guess its presence. Yet under the supervolcano's magmatic chamber is a gigantic basin of half-melted rock. It would fill the Grand Canyon in Colorado more than 11 times. The awakening of this supervolcano could cause a true disaster. Ça voudrait dire que 100 km autour de Yellowstone, tout est détruit comme par une bombe atomique, qu'il y ait 10 cm de cendres sur 1000 km autour du point, qu'il y a une baisse de température de 10 à 15 degrés sur l'hémisphère nord, et que les ports d'Anvers et d'Hambourg sont dans la glace. The event could bring us back to the Ice Age, a cataclysmic event that would lead to the extinction of many species, because super eruptions are an unparalleled force of nature. Une super éruption, c'est une éruption qui est 1000 fois plus importante que les éruptions explosives dont on a parlé. C'est-à-dire elle produit non pas 1 km3, mais 1000 km3, voire 3000 km3 de matériaux projetés. The amount of volcanic matter emitted would be so colossal that the proportions are unimaginable, especially since a super eruption has never been witnessed. And for a good reason, as the last one dates back more than 70,000 years. Ces super éruptions sont heureusement 1000 fois plus rares, parce qu'il faut 1000 fois plus d'énergie. Donc les probabilités qu'il y ait une super éruption dans un avenir proche sont faibles, elles ne sont pas nulles. Simplement, on peut dire que d'ici 100 000 ans, il est probable qu'il y ait une super éruption. The next super eruption may not take place that far away from us. In the Bay of Naples, it is not only Vesuvius that threatens the population. Its observatory watches over a much more dangerous monster, the Phlegrean Fields. Ranked among the most dangerous in the world, this supervolcano concerns specialists who have detected alarming variations. In total, some 10 supervolcanoes are closely monitored by experts to detect any signs of awakening. But we remain powerless in the face of the force of nature.